C'est le PPI. Le PPI, Vous croyez? Saluto a tutti e ma principia a seduta di stuanderi 25 luglio. Dunque mi girgo verso le esegudi, per sapere che rapporto ad abbassare, mi pare che l'usipia un rapporto non sta un piano di investimenti. Yeah. Dunque, do la parola al presidente dell'ufficio di trasporti per presentarci questo rapporto importantissimo. Avete la parola. Vi ringrazio, signore Presidente, Presidente esecutivo, cari colleghi del Consiglio esecutivo, cari colleghi dell'Assemblea di Corsica. Mi tocca a presentarvi un rapporto aspettato in giro all'attualizzazione di un piano pluriannuale di investimento nelle strade e ferroviarie in Corsica. Alors, je vais essayer de faire une présentation suffisamment courte, bien que j'ai le défaut de parler beaucoup, comme beaucoup ici, je pense, sur un sujet qui est un sujet, je crois que vous êtes aperçu, qui est un sujet dense, dans le point de vue des orientations budgétaires, mais aussi techniques ou des critérisations, puisque je pense que tout un chacun a pris connaissance de ce rapport, qui est un rapport dense quantitativement et qualitativement. Premier point de rappel, la collectivité de Corse, sous la mandature, donc la première mandature nationaliste, a doté la Corse, du moins la collectivité, pour la première fois dans l'histoire de l'institution depuis 1982, mais on peut inclure les départements, d'un plan pluriannuel d'investissement sur les infrastructures de transport. Donc j'ai pu entendre ici ou là qu'il n'y en avait pas. Oui, il y en a bien eu un qui s'est débattu ici en avril 2017, qui court de la période 2017 à 2026, donc au 31 décembre 2026. C'était l'objet de cette délibération et de ce plan pluriannuel d'investissement qui a été présenté en avril 2017 ici. Je me rappelle d'ailleurs des débats avec José Rossi sur la prise en compte du fait ajaxien, je vais revenir, auquel nous avions répondu en inscrivant des opérations. Et donc on s'est doté d'un PPI. Jusque-là, l'institution avait raisonné sur le routier en particulier à partir de schémas. Un schéma n'est pas un PPI n'est pas un schéma. Jusque-là, je pense que d'un point de vue sémantique, tout un chacun le comprend. D'un point de vue méthodologique aussi, je l'espère. Un plan pluriannuel d'investissement, c'est se risquer à un pilotage d'opérations à partir d'abord de priorités stratégiques, politiques, territoriales d'aménagement du territoire, qui se risquent à l'idée d'une maturité d'opérations inscrites dans le temps, dans un calendrier, maturité foncière, environnementale et financière, c'est-à-dire avec une prévision année par année des crédits de paiement que l'on peut mettre à partir du moment où on considère que l'opération va débuter. Les schémas précédents, qui ont eu, le mérite d'exister, avaient aussi le défaut d'être contradictoires entre eux, 95, 2003, 2011, et évidemment pas suffisamment prévisionnels du point de vue de la réalité de l'adaptation des opérations ou de leur conduite. Je rappelle que le schéma routier de 2003 prévoyait par exemple le tunnel sous Vitsavone. Bon, je pense qu'on peut dire que 22 ans après, le tunnel Vitsavone n'est pas réalisé et qu'il ne se réalisera pas. Bon, c'était le débat du schéma routier de 2003. Opération abandonnée, justification financière, justification environnementale dans le schéma de 2011. Donc oui, la collectivité de Corse s'est dotée pour la première fois d'un plan pluriannuel d'investissement de 2007 à 2026 et la mandature 2015-2017, mais celle donc sous l'autorité du président du Conseil exécutif, celle 2007-2021. Je salue évidemment Vaina Boromé en particulier qui a suivi les questions des routes dans la suite de ma présidence d'Office des Transports, a continué à suivre techniquement par l'administration donc et politiquement ce plan pluriannuel d'investissement qui avait des orientations et qui avait notamment dans les orientations l'équité territoriale, le rattrapage à l'intérieur d'un certain nombre de réseaux, on va y revenir, le fait de rattraper un certain nombre d'investissements en programmation du PUI 4, puisque 80% du PUI 4
à peu près 70 millions d'euros ont été programmés sur les infrastructures routières ajaxiennes, 55 millions d'euros sur les routes territoriales, 15 millions d'euros sur les routes départementales dont on a hérité en 2018. Et ce PPI de 2017 déjà parlait des routes départementales par anticipation de la fusion en dédiant un budget à peu près 405 millions d'euros entre modernisation et maintenance pour le réseau départemental et s'aventurait même à un classement des réseaux que l'on reprend. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes à un bilan à 8 ans, puisqu'en fait on réactualise 2 ans avant, puisque c'est la commande de l'Assemblée de Corse de la délibération de janvier dernier. Donc on réactualise, on fait un bilan et on réactualise en cours de route pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'analyse qualitative, technique et politique qui ont été faites sur les infrastructures. Et on va y revenir, notamment dans le contenu de ce qui vous est soumis. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le bilan financier? Sachant que chacun sait, j'espère qu'on se rappelle qu'en 2020-2021, il y a eu le Covid qui, bien sûr, a impacté les délais de travaux, mais a impacté aussi les coûts ensuite de cette crise importante qui a impacté budgétairement l'État, les collectivités et la réalisation des opérations. Alors, sur ce plan pluriannuel d'investissement, aujourd'hui, vous avez le bilan qui vous est évoqué dans le rapport. On est sur, en extrapolant les 2 dernières années, en faisant la moyenne des années précédentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 868 millions d'euros, 8 ans après, donc il reste 2 ans. Nous sommes à 868 millions d'euros, 1,3 milliard, mais 1,3 milliard prévu à 10 ans. Si on faisait le ratio de 8 ans réalisés à 8 ans prévisionnels, ça voudrait dire 868 millions d'euros sur 1,40 milliard. Ça veut dire 86,8% de réalisés, si on raisonne de 8 ans à 8 ans, entre réalisés et prévisionnels. Là, je parle financièrement. Et si on raisonne à 10 ans, en extrapolant les 2 dernières années et en étant plus qu'honnête dans l'extrapolation, c'est-à-dire en prenant le degré moyen d'engagement des crédits de paiement, on serait autour de 84% du réalisé sur l'ensemble des infrastructures. C'est-à-dire que quand on parle des infrastructures, on parle des routes, du ferroviaire, des ports-aéroports, puisqu'en 2017, nous avions choisi, j'avais eu l'honneur de travailler avec les services que je salue sous l'autorité du président du conseil exécutif sur cette question, de décloisonner la question des transports et de faire un plan pluriannuel sur l'ensemble de ces secteurs. Donc 83,4% en extrapolant, ou 86,8% si on raisonne de 8 ans à 8 ans, ça c'est pour l'engagement financier, avec évidemment des choses qui se sont passées sur les routes, sur le ferroviaire, sur le port-aéroport, et que vous pouvez constater, à savoir une surprogrammation sur les routes départementales par rapport à ce que nous avions prévu en 2017, puisque nous avons programmé 128% du volume prévu par la délibération d'avril 2017, 75% sur le volet routier, là on parle toujours financièrement. Et ensuite vous avez les autres chiffres, 71% notamment sur les ports-aéroports, puisqu'on parle des ports-aéroports d'un réalisé moyen de 8,7 millions d'euros au crédit de paiement entre 2014 et 2017, à un réalisé moyen 2017-2024 et qui se poursuit de 12,7 millions d'euros. Je précise cela, sachant que la question des ports-aéroports fera l'objet donc d'une présentation en octobre, en complément de ce PPI, plan pluriannuel d'investissement routier et ferroviaire, tout simplement parce qu'il y a la naissance de l'établissement public avec la Chambre de commerce, évidemment, qu'il y a, même si on va parler d'opérations urgentes qui vont partir, une programmation affinée avec les demandes de la Chambre de commerce et qu'il faut rendre tout cela cohérent dans une discussion partenariale et en concertation d'ici le mois d'octobre. Donc, première réactualisation, on parlera des routes et du ferroviaire dans un premier temps. Deuxième réactualisation, on parlera des ports-aéroports au mois d'octobre. Une moyenne d'engagement financier de 109 millions d'euros par an sur l'ensemble des infrastructures de transport, contre 104 millions d'euros par an lorsqu'il existait les 2 départements et la collectivité territoriale précédemment. Donc on a bien investi plus en collectivité unique payée, réalisée, que la somme des 2 départements de la collectivité territoriale sur le même périmètre, route départementale, route territoriale, port, aéroport. C'est une réalité objective. Chacun pourra dire oui, mais attention, les coûts ont augmenté, il y a eu l'indice des prix qui a augmenté, ce qui est vrai, puisque l'indice des prix a fait que vous avez une augmentation de 16 à 18% des prix de la construction entre 2017 et aujourd'hui, contre 6 à 8% de 2010 à 2017. Et néanmoins, cette hausse des prix était largement compensée par une politique qui est indiquée dans le rapport, liée au marché public, puisqu'on est passé quand même d'un domaine, en particulier dans les couches de roulement, de le fameux bitume et enrobé, où la concentration, la monopolisation régnait, avec des prix très élevés, à, en conformité d'ailleurs avec les rapports sur le Corsican Business Act de 2022 de l'Assemblée de Corse,
et en conformité avec l'idée de transparence et d'assainissement sur le plan des marchés publics, à des marchés publics qui avaient recours à des accords cadres multi-attributaires à marché subséquent, donc c'est le cas aujourd'hui. Donc la possibilité de déroger ensuite, donc d'abord un accord cadre à marché subséquent, multi-attributaire. Ensuite, on peut déroger au principe d'exclusivité des accords cadres qui permettent, sous certaines conditions, de mettre en concurrence des petites entreprises. Donc plus de 60 entreprises sont concernées. C'est le cas de la pratique depuis le PPI 2017-2026. Évidemment, il y a aussi l'allotissement géographique, un recours systématique. On peut toujours améliorer les choses, mais le fait est que cette pratique a permis une meilleure mise en concurrence, donc la fin des monopoles de la concentration, une diminution des coûts de 10 à 35% pour le bitume, une diminution des coûts, et des innovations environnementales sur lesquelles on va revenir, puisque la technique de revêtement à froid, qui est aussi un des objets proposés pour un certain nombre de réseaux, permet de s'adapter aux contraintes budgétaires imposées par l'État, et lorsque la mise en concurrence, évidemment, les opérateurs recherchent des innovations. Donc cette pratique-là a compensé cette hausse des prix, ce qui fait que le chiffre des 109 face aux 104 est vraiment, en valeur absolue, une augmentation du volume d'investissement global, malgré tout. Alors un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, c'est un outil de pilotage. C'est-à-dire qu'il y a des opérations qui ont été réalisées, il y a des opérations en cours qui font l'objet de crédits de paiement dès 25, puisqu'elles continuent. Par exemple, la pénétrante, 5 millions d'euros de crédit de paiement en 2025, 5 millions d'euros de crédit de paiement en 2026, parce qu'elle a débuté, que tout est purgé, que les travaux ont commencé, et qu'elle était prévue au PPI 2017-2026, par exemple, mais d'autres opérations aussi, on va les citer. Donc c'est un PPI qui s'adapte et qui peut ajourner des opérations en fonction des questions financières, des questions environnementales, puisque la question aujourd'hui des procédures réglementaires foncières environnementales pèse beaucoup plus dans le domaine des infrastructures de transport en Corse comme ailleurs qu'elle ne pesait il y a 15 ans. Faire une déviation aujourd'hui n'est plus du tout possible comme il y a 15 ans. Plus du tout. Notamment du fait du renforcement des procédures environnementales avec la question d'éviter les atteintes aux espèces protégées, d'abord fonder l'intérêt général d'une déviation par rapport à l'environnement. Je rappelle quand même qu'il y a deux objets là qui remontent juridiquement, qui peut y avoir de gros problèmes devant les tribunaux, notamment l'arrêt des travaux de la 69 récemment, ou le tribunal administratif sur Bénac. Donc éviter, réhabiliter, compenser, donc qui alourdissent la question de déviation. Donc on peut dire qu'en moyenne générale, une satisfaction importante. Sur les opérations réalisées, on va en parler rapidement, la dénivellation de Casator, de Fouriani ou le gérateur de la Gravone sur les routes territoriales, les travaux de désamiantage et la rénovation, la fin de la déviation de Propriane et du tunnel de Vigané, l'aménagement des voies vertes et douces, parce que c'est une donnée importante aujourd'hui qui monte en puissance à Ajaccio, en particulier Transon Amirauté, Aspret, le Ricante, à Bonivaz, à Probria aussi, que Cabola Rose, la mise à deux fois de voie du créneau de dépassement du col San Giorgio, l'aménagement du boulevard urbain sud de Portivecchio, les aménagements du parking d'Olmeto en recherche de fluidification à deux voies. D'ailleurs, il y a des expérimentations qui ont eu lieu et qui continueront à l'été 26 pour permettre les deux voies avant de parler de la déviation, grâce à ces parkings réalisés. Les aménagements de giratoires à San Brancazio, à Palasca, à Portivecchio, détourne à gauche, bien sûr, par la sécurisation recherchée, puisque on va revenir sur les grands principes d'un PPI, à Bonivazio, à Canaliver, à Poggiomezzana, à Urtaga, à Courbaille, à Junqueda, à Sorbocagnano, quelques exemples, et bien sur les routes départementales. Donc je rappelle qu'avant 2017, notamment pour les programmations qui étaient prévues par le CD2A, n'étaient pas éligibles au PUI 4. À l'époque, je vous rappelle quand même que la collectivité de Corse était décisionnaire sur le PUI, ce qui n'est pas le cas sur le PTIC. Nous avons acté, avec le président Simeone, donc, de proposer des réalisations départementales qui ne pouvaient pas se faire sans ces recettes-là. Donc, au PUI 4, c'était le cas pour la déviation de Figaro, elle accède à l'aéroport, 9,4 millions d'euros, qui n'auraient pas pu débuter sans la mise en recette au PUI 4, clairement. La reconstruction du pont de Casaluna, dont il faut se rappeler, l'aménagement de la voie verte à Ajaccio, sur la route des Sanguinaires, les traverses de Caldanic, de Borugna, de Cardiese, de Luille, de Bastia, le chemin du Fort Morel, le renforcement de l'itinéraire qui était attendu d'Albertaccia à Bergio, en attendant la Scala, donc poursuite 26-30, et le tronçon, parce que c'est un réseau interdépartemental, Bergio-Porto. Le calibrage en rectification de l'RD4 entre Uer et col Tartavello, la reconstruction de la chaussée entre Pichaté et le col de Bedevadi, belle opération du revêtement à froid qui était attendue depuis très longtemps, qui a fait l'objet d'une présentation avec le président Simeone pour 4,5 millions d'euros. Et bien sûr, ensuite, la montée en puissance
sur le réseau ferré, puisque les orientations 2017-2026 commandaient, en collaboration avec l'ensemble des acteurs, une montée en puissance du réseau ferré et de sa gestion, la régénération des ponts, notamment le pont du Huet, des tunnels, comme le pont de San Pedro Agaz. Il y a eu le sujet, le déplacement de l'atelier maintenance de Bastia à Casamotz, et puis la poursuite des confortements de parois, la modernisation des haltes ferroviaires, et puis, en début de réalisation et en cours, jusqu'à 45 millions d'euros réalisés en juin 25, la commande centralisée qui vise notamment à la montée en puissance des fréquences sur l'ensemble du réseau, sur les 20 gares, y compris l'augmentation de la sécurité. Et tout ça est une montée en puissance halte, rénovation de gares, confortement de tunnels, commande centralisée qui vise à passer au cap, notamment, de l'acquisition future programmée des tram-trains sur le périurbain ajaccien, Bastiais, Balagne, avec la nécessité d'avoir une augmentation des fréquences qui pourrait aller en prévision jusqu'à 60 allers-retours jour Ricante ou centre-gare ajaccien, 46 allers-retours jour sur le périurbain Bastiais. Donc ça, c'est ce qui est prévu déjà en 17-26, et ça, donc, c'est pour ça qu'on parle d'un PPI de continuité et actualisé. Je précise que sur le périurbain ajaccien, ce n'est pas du tout en contradiction avec le débat en cours de la partenariat public associé de préfiguration sur les études, qui garde les deux scénarios en confrontation, c'est-à-dire le maintien de la gare pour la montée en puissance du tram-train. Vous avez bien compris qu'on a une conviction très forte là-dessus, hein, en termes de, non pas politique politicienne, en termes d'aménagement du territoire, avec l'autre scénario, donc ça fera l'objet des études, puisque l'acquisition des tram-trains en périurbain ajaccien arrivera en 31, pour mise en service en 32, donc on a le temps de purger le sujet, et à Bastia arriverait plutôt en 29 pour mise en service en 30. Voilà. Donc, sur les ports aéroports quand même si ce n'est pas l'objet, mais c'est important, c'est le bilan du PPI, les ouvrages portuaires du maritime du Vieux-Port de Bastia pour 36,8 millions d'euros qui étaient attendus, les travaux de réparation, l'extension du terre-plein nord du port de commerce de Bastia, la réfection du quai 4 de Bonivaz qui était nécessaire, les travaux de reconstruction du mur de chasse de mer du phare de Scogliolong à Probria suite aux tempêtes, le renforcement de la piste et l'extension des parkings de l'aéroport de Figari pour 24 millions d'euros, alors que c'était très attendu depuis avant le PPI de 2017, hein. Important de le dire, c'était 8 à 9 millions d'euros d'investissement avant, hein, Figari. Donc c'est bien notre mandature qui a mis 24 millions d'euros sur Figari. Pareil pour le parking à faire de l'aéroport de Calvi, qui a été réalisé, qui était très attendu notamment pour les socioprofessionnels. Et puis des soutiens dans le cas des concessions au CCI, notamment de l'aéroport de Bastia, le poste avion giratoire, 4 millions d'euros. Et enfin, une donne qu'on oublie, mais qui est importante en aménagement du territoire, le fait que les ports de pêche soient revenus dans le giron de la collectivité de Corse a nécessité des investissements en réfection de quais et en renforcement de digues, notamment au port d'Herbalongue, à Barrette, parce que c'est le Cap Corse est évidemment très touché par ces ports de pêche, hein, et ça fait l'objet d'autres investissements qui continuent et qui seront programmés en 26-30, et il y aura un débat sur la gouvernance de ces ports avec évidemment la communauté de communes du Cap Corse et les autres opérateurs, je pense à Galère et à Algaïo, là, pour ces ports de pêche. Bon. En cours, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut l'objet d'une programmation qui est faite déjà de paiement, mais qui continue la pénétrante nord-est d'Ajaccio, l'ORT de Propria, sur lequel vous avez un rapport qui est deuxième phase tout à l'heure, hein, pour 4,8 millions d'euros, la mise en deux fois de voie du créneau de dépassement de Casalabri, l'aménagement du créneau de dépassement, il suffit de passer devant de Vitsavone, la voie verte à Ajaccio, le giratoire d'Agravone à Bessiligaccia, et sur les routes départementales, Santa Lucia et Idalla, hein, pour 7 millions d'euros, l'aménagement des traverses de Livia, Bulpaglia, Picharos et Picchio, Sant'Antonino, le recalibrage à Pigna, même s'il y a des nuisances, c'est des travaux qui sont en cours, on verra pour la gestion. Et je l'ai indiqué pour la question ferroviaire, la fin de la commande centralisée, la fin de la réhabilitation de la gare d'Ajaccio et la mise en œuvre d'un système d'information de voyageurs qui est important pour le service du montée du ferroviaire, sachant que sur les longs cours, vous avez aussi l'appontement de Saint-Joseph à Ajaccio qui va débuter, puisque ça fait l'objet d'une programmation qui était prévue. Donc voilà un petit peu sur le bilan des opérations. Sur pourquoi une réactualisation d'un PPI? D'abord parce qu'il y a une demande et un débat qui a eu lieu en janvier dans cette Assemblée, mais ce n'est pas simplement pour ça. C'est parce qu'un PPI est un outil qui doit s'adapter, être actualisé par nature. C'est même l'esprit même d'un PPI, programmer, réactualiser, réadapter. Et on parlera d'ailleurs pour 26-30 d'un PPI démocratique, c'est-à-dire qu'on s'engage dans le rapport à faire en sorte que l'on revienne devant les instances consultatives et devant cette Assemblée, si possible tous les ans, si ce n'est tous les 2 ans.
parce qu'on va parler d'un PPI qui va parler de modernisation. D'ailleurs, les tableaux qui vous ont fournis après vous parlent de modernisation, donc de création de voies. Mais on va insister dans ce PPI, plus que le précédent, sur la maintenance. C'est pour ça qu'on parle d'un plan pluriannuel de maintenance. Parce que ce qui s'est passé aussi depuis 2017, c'est que ce n'est pas simplement une question financière, un PPI. Il y a eu quand même si dans le volet routier, il y a des choses très nettement améliorées, on pourra parler de l'entretien, de l'exploitation, si vous voulez, dans un second temps. Et j'affirme ici qu'il y aura, sous la conduite du Président, un plan d'affinage de l'entretien, de l'exploitation calendaire, organisé par territoire, qui sera présenté devant cette Assemblée en octobre. Là, je parle de l'entretien courant, qui peut faire l'objet de beaucoup de débats, et ça renvoie à la ressource humaine, ça renvoie à la mixité d'intervention entre entreprises et ressources humaines. Ça, c'est de octobre. Là, on parle de modernisation et de maintenance. Je veux dire, et on insiste sur la maintenance parce qu'il y a des données qui apparaissent aujourd'hui qui n'apparaissaient pas hier. Par exemple, un gros travail qualitatif qui a été réalisé, vous le trouvez dans ce rapport, c'est le travail d'analyse de l'état du réseau. Il y a eu un audit très fort sur l'état de réseau et vous avez une cartographie qui vous est présentée. Alors on peut bien sûr en débattre, mais ce travail a été réalisé pour fonder des critères objectivés d'intervention sur le réseau. Entre un niveau d'urgence, entre l'état très mauvais, moyen, bon et très bon du réseau. Là, je parle du réseau routier. Et vous avez donc y compris une note qui vous est donnée sur le réseau Corse, qui est de 5,7 sur 10. Donc là, on parle de la structure du réseau, on parle de son revêtement, on parle aussi de ce qu'on appelle la dette grise, c'est-à-dire l'euro non investi aujourd'hui, c'est 15 € investir dans 30 ans. Mais ça veut dire, à contrario, que le 15 € qu'on met aujourd'hui aurait pu être l'euro investi il y a 30 ans. Eh oui, parce qu'à un moment donné, on a pris l'état du réseau dans un certain état. Il faut se le dire, avec des surcoûts dans certains endroits. Et avec un état des lieux qui n'était pas réalisé à ce niveau-là, au niveau de l'état du réseau, par rapport à l'impact du changement climatique, mais aussi par rapport à l'aléa rocheux et par rapport aux critères d'aléa rocheux qui impactent le réseau selon les territoires. Donc notre responsabilité, c'est de prévoir. Donc on parle d'un plan actuel de maintenance avec une critérisation liée qui vous est proposée, qui fera l'objet évidemment d'une présentation annuelle devant cette Assemblée à partir d'une critérisation objective de l'état du réseau, à débattre avec les élus des territoires et à traduire dans des budgets qui sont déjà indiqués mais qui peuvent être affinés en programmation. Et on parle des ouvrages d'art. Les ouvrages d'art, en 2017, on nous disait, côté département, qu'il y avait, avant la fusion, 6 000 ouvrages d'art en Corse. On parle d'ouvrages d'art, des ponts dont l'ouverture est supérieure à 2 mètres et de murs dont la hauteur est supérieure à 2 mètres ou des ouvrages, je dirais, qualitativement très importants. Bon, aujourd'hui, il y a une audit qui est réalisée qui démontre qu'on a 15 182 ouvrages d'art. On a 2,5 fois plus que ce qui nous était indiqué. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'état des lieux là-dessus. Y compris qualitativement des degrés d'urgence d'intervention réalisés. Alors si on regarde les 5 degrés de classement qui sont dans le rapport de l'indice de qualité des ouvrages d'art, on va dire les critères, les indices les plus problématiques, c'est-à-dire les 2 derniers, le 3 et le 3U, c'est 25% des ouvrages d'art. Donc on sait que c'est la priorité. Et heureusement, les 3U, c'est 3 ou 4% de mémoire. Donc ça veut dire qu'on sait qu'on devra intervenir. Mais néanmoins, quand on parle de l'état du réseau routier en critérisation et évidemment des ouvrages d'art, on parle de la sécurité des gens. Donc ça doit nous faire aller vers un plan pluriannuel de maintenance où on sait ce que l'on doit flécher en priorisation, puisqu'on va vous dire dans ce PPI que la résilience du réseau et le maintien du réseau sont des priorités, quelles que soient les options financières que l'on propose. Et on va revenir à la fin sur les 4 options financières. Pour augmenter la note du réseau routier de 5,7 sur 10 à 7 sur 10, il faudrait en maintenance, sur l'ensemble du budget route, 80 millions d'euros par an. Rien qu'en maintenance. On enlève la modernisation, on enlève les grands projets, on enlève les déviations, etc. On ne les enlève pas, on les met à côté. On ne peut pas mettre 80 millions d'euros par an. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pour maintenir le niveau de la note, à 5,7 sur 10, il faut entre 50 et 55 millions d'euros de budget par an de maintenance. Et après, s'ajoutera les projets de modernisation, ce qu'on a indiqué, c'est les créneaux de dépassement, les traverses, la pénétrante, le réseau routier, le réseau ferré, etc.
on vous présentera le fait qu'il faut prioriser entre 50 et 55 millions d'euros, 50 minimum par an de maintenance pour maintenir ce réseau routier face à quoi? Face à son état hérité, c'est ce que je dis, la dette grise, et face, et vous avez un focus là-dessus, aux impacts du changement climatique et bien sûr à l'état des lieux de la fréquentation de réseau, à son classement entre le R1, le réseau structurant, le réseau de liaison interdépartemental, le réseau de distribution et la desserte locale. Par rapport, ce ne sont pas des critères péjoratifs, c'est simplement par rapport à la fréquentation en taux de charge, véhicules légers, poids lourds, période estivale. Donc on va croiser le classement routier lié à sa charge et lié à l'impact qu'il a dessus, à la nécessité aussi d'avoir une équité territoriale d'intervention dans nos modernisations et à adapter aussi les techniques pour pouvoir remplir l'ensemble des besoins, parce que la route est un sujet économique, social et culturel très important en Corse. On parle de périurbain, on passe des enclavements de l'intérieur, donc on ne peut pas raisonner uniquement que par taux de charge. Donc la maintenance par rapport au changement climatique, par rapport à l'aléa de l'amiante qui vous est indiqué dans le rapport, les surcoûts de l'amiante aujourd'hui, c'est entre 20 et 80% sur un projet routier. Donc ça veut dire qu'il faut que politiquement, budgétairement, dans les grosses opérations de maintenance, et c'est l'objet de ce que j'appelle ici un PPI de combat, dans le pacte fiscal et budgétaire recherché dans l'autonomie, ou de la prolongation du PTIC, il faut que ces financements soient, pour nous en tout cas, c'est notre politique, éligibles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'opération de maintenance face au changement climatique ou à l'amiantifère n'est pas éligible au PTIC. Ce n'est pas nous qui avons défini les critères du PTIC. Et ça, c'est un problème quotidien, concret, auquel sont confrontés pour désenclaver des zones ou pour résorber des routes qui impactent la vie quotidienne des Corses. Donc nous demandons effectivement à ce PPI de sécuriser, d'avoir un objet de résilience et de sécurisation des réseaux et de faire en sorte que les grosses opérations de maintenance soient éligibles au PTIC, au nouveau pacte fiscal et budgétaire. Évidemment, l'amiantifère touche plutôt le Chismont, donc une augmentation de 20 à 80% des coûts sur opération. Ça ne veut pas dire qu'on ne raisonne que par moyens financiers, hein, puisque je vais parler aussi d'autres techniques où les services ont raisonné, y compris pour recycler l'amiante dans la capacité des nouvelles couches de bitume. L'État n'a pas encore donné son avis qui permettrait d'éviter, parce que l'amiante aujourd'hui, il faut le sortir, il faut le mettre sur un stock, il faut l'exporter. Je ne parle pas de l'amiante environnementale, je parle de l'amiante dans les couches. Il faut l'exporter. Donc c'est un surcoût maritime, matière dangereuse, des surcoûts très importants. Donc c'est un problème politique au sens budgétaire. C'est un problème politique. Il peut y avoir soit de l'innovation, et il y a une demande réglementaire qui est faite par rapport à la réutilisation dans le bitume de l'amiante, qui pourrait diminuer les coûts, y compris en l'état des procédures, code de santé publique et code du travail, qui sécuriseraient les travaux. Autrement dit, à procédure normale de traitement de l'amiante, on pourrait innover si l'État nous permet, mais aujourd'hui ça lève un peu le parapluie, de réutiliser cet amiante dans le bitume, c'est-à-dire qu'on diminuerait le coût de réalisation. Donc on voit bien qu'on se creuse la tête, on ne demande pas simplement de l'argent. Ou alors, il faut que les programmes, et notamment le pacte fiscal et budgétaire, prennent en compte cette réalité. Donc, le plan pluriannuel de maintenance, sur les critères des routes, critérisation des degrés d'urgence d'intervention, sur les ouvrages d'art, sur la prise en compte de la question amiantifère, et sur la question du changement climatique, et évidemment du problème de rocheux, et de l'impact du changement climatique sur rocheux, fait que ça devient, le PPM est intégré au PPI, le plan pluriannuel de maintenance, c'est-à-dire avec des budgets prévus qui vous sont indiqués d'intervention, par type d'intervention, entre 50 et 55 millions d'euros, quelles que soient les hypothèses financières, parce que c'est pour nous une priorité absolue qui vous est affichée, qui est une réalité de tous les jours. Et après, bien sûr, on peut débattre des opérations de maintenance qui sont prévues avec les territoires dans leur priorisation, et on confronte ces critères d'urgence d'intervention qui sont localisés et indiqués avec la perception des territoires sur cette question. On a eu déjà 2 réunions de chambres de territoire qui ont été faites, je regarde Charlotte, pour préparation de ce PPI. Il y en aura tous les ans pour l'adaptation de la maintenance. On fait des réunions de territoire aujourd'hui. Nous sommes allés dans 4 territoires. On va continuer parce qu'il faut une confrontation sur l'exploitation, la modernisation et la maintenance avec les élus. Et c'est bien l'objet de ce PPI, d'être un PPI démocratique sur cette question, mais en objectivant les choses. Et ça, c'est le grand saut qualitatif de ce PPI aujourd'hui. Alors, je terminerai, parce que je serai trop long, mais sur la question des hypothèses financières. Parce que vous avez le tableau des opérations qui est renvoyé en annexe. Vous avez d'abord le tableau des opérations réalisées.
Et en cours, ça veut dire engagé, hein, engagé et réversible, ce n'est pas un arrêté attributif de subvention, hein, d'accord, engagé. Donc ils suivent, qui continuent, c'est pour ça qu'on parle de continuité. Vous avez les tableaux des opérations projetées, donc on est globalement, là on parle du volet modernisation, je ne parle pas du volet maintenance, je parle de création. On est entre le ferroviaire et les routes, sur la période de 5 ans, sur 415 millions d'euros d'investissement, qui nécessitent 330 millions d'euros de recettes PTIC, prolongation PTIC ou pacte fiscal et budgétaire. Et là, effectivement, on parle de PPI de combat, parce que par nature, et on le dit clairement, par nature, la collectivité de Corse étant la collectivité qui gère des réseaux routiers, ferroviaires, à l'échelle de la Corse et de chacun des territoires. 250 millions d'euros de PTIC. Si on y rajoute l'eau, donc les ouvrages hydrauliques de l'échelle de la Corse, étaient par nature insuffisants. Mais on l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Il faut savoir ce que l'on veut. Encore une fois, ça impacte la Corse et chacun des territoires. Donc il faut choisir aussi ce que l'on veut faire. L'ensemble des projets présentés sont des projets matures. Matures en foncier, matures environnementalement parlant, matures en projection de crédit de paiement, même si on a 4 hypothèses et je vais revenir dessus. Et ça renvoie à la discussion avec l'État de ce qu'est le PTIC, oui, des choix opérés, qui des fois ne sont pas des bons choix et sont des saupoudrages par rapport au dur, à ce qu'attendent les Corses, la route, se déplacer. Nous, on dit que se déplacer, c'est prioritaire. J'espère qu'on ne sera pas les seuls à le dire. Voilà, c'est une question politique fondamentale. Hein. Mais après, il faut choisir, c'est renoncer à enveloppe fermée. L'eau aussi, c'est important. Je regarde Vaina, elle n'est pas encore là, mais il y a Gilles Giovanange qui a travaillé sur le plan sur l'eau. Ce sont des choix. Ce sont des choix importants. C'est une question qui se pose. On n'a pas mis l'ensemble des opérations mûres, prêtes à partir, qui ont fait l'objet des délibérations dans ce PPI. On a fait un pré-tri lié à l'équité territoriale, lié au plus attendu, lié à la maturité de mise en œuvre des opérations. Donc ça, c'est important à la fois pour la Corse, sa société, ses déplacements, les entreprises, les personnes âgées, le service public, la sécurité, les médecins, les pompiers. Ugore di Avidojinka di Agursiga. Ugore di Avidojinka di Agursiga. Mais c'est aussi important pour la commande publique. Donc 415 millions d'euros de travaux de modernisation ferroviaire et routier pour 330 millions d'euros, auxquels il faut ajouter donc, selon le cas, entre 200 et 250 millions d'euros de maintenance. Et auxquels il faut rajouter entre 50 et 70 millions d'euros sur les ports aéroports à venir. Ça, c'est notre PPI, qui nécessite donc, pour ça qu'on parle de PPI de combat, de faire tomber les masques et d'avoir une vraie négociation. Fin de PTIC, prolongement PTIC tel que le discours du président de la République le 28 septembre 2023 l'indiquait. Mais on va aller plus loin. La Corse a été exclue des grands programmes ferroviaires d'Elisabeth Borne, même si on revient dessus, a été exclue de manière complètement interprétative et irrespectueuse. Pourquoi on exclut la Corse des grands programmes ferroviaires nationaux en termes d'investissement? Philippe Tabarot, alors on verra si ça va jusqu'au bout, parle aussi maintenant d'une loi cadre historique, je cite son nom, sur le ferroviaire et sur le routier, on parle de résilience. Là, on va voir si la Corse, dans les programmes normaux, alors qu'on va le demander, et alors que ça avait été demandé pour le ferroviaire, est accepté. Il faut faire tomber les masques sur ces questions-là. Il faut faire tomber les masques. Ce n'est pas un problème de maturité de projet, ils sont là les projets, ils sont prêts à partir. Et j'ai la chance, nous avons la chance, Monsieur le Président, je le dis clairement, de travailler avec une direction générale des infrastructures, routières et ferroviaires, qui est motivée, compétente, qui travaille, et il y a une vraie symbiose technique et politique, et sur le PPI 2017 quand on l'a fait, et sur l'actuel PPI en cours. Et une vraie communauté de vues. Donc les projets sont mûrs, sont prêts à partir. Donc c'est pour ça qu'on parle de PPI de combat. 4 hypothèses donc, hein, pour être honnête. Notre hypothèse à nous, c'est 150 millions d'euros par an. Je rappelle qu'on parle de 2 hypothèses réalistes, 115 et 130, parce que c'est ce que nous avons déjà réalisé dans des opérations de crédit de paiement de 2017-2026. Puisqu'on est à 110 en moyenne, hein, sur le PPI 17-26. On est à 110 en moyenne.
100, c'est une année très basse. On n'a jamais réalisé 100. Jamais. Mais on la met. On la met par souci de choix réalisés si on nous oblige à faire ces choix, si l'État nous oblige à faire ces choix. 130 et 150, 130 réalistes parce qu'elle est déjà été réalisée, 150, c'est ce qu'il faudrait faire en l'état de la maturité des projets et en l'état de la demande des territoires et en l'état de ce qu'a délibéré cette Assemblée. Donc nous sommes de l'option 150 en négociation, évidemment, parce que nous n'avons pas à choisir entre l'intérieur et le périurbain ajaccien et Bastiais. Sachant que si on a surprogrammé sur les RD, c'est aussi parce que nous avions la priorité de revitaliser un certain nombre d'endroits qui avaient été délaissés durant des années, en plus de la question de flécher le PUI qui restait sur les RD, qui a été admis. Donc 4 hypothèses, 100, 115, 130 et 150. Dans les 4 hypothèses sur la maintenance routière, on reste entre 50 et 55, quelle que soit l'hypothèse. Ça veut dire que les choix se feraient malheureusement sur la modernisation, sur le fer et sur le fer. Par contre, si on veut avoir une intermodalité qui va de concert, effectivement, l'option à 150 permet à la fois la maintenance, permet à la fois la modernisation, les travaux de modernisation, les créneaux de dépassement, les traverses, la sécurisation des carrefours routiers, la montée en puissance du tram-train, parce que ce sont des options de développement que nous avons tous choisies ou majoritairement choisies depuis très longtemps ici. Très longtemps ici. Je rappelle d'ailleurs que la PPI 2017 avait fait l'objet, on était en majorité relative, en T24 sur 51, avait fait l'objet d'un vote très large, puisque le groupe de gauche avait voté, je crois que même quelqu'un du Front National avait voté, je crois que le groupe Rassemblement n'avait pas voté contre, oui, ils étaient abstenus. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on était sur un vote très large, sur cette programmation donc, qui s'est réalisée. Donc voilà les options là-dessus sur les questions, je dirais, du PPM et du PPI dans leur ensemble. Nous sommes donc, de ce point de vue-là, dans un travail de transparence qui a été réalisé. Il n'y a rien qui est caché ni sur les tableaux de programmation, ni sur les possibilités de crédit financier, ni sur les hypothèses financières, ni sur notre priorité à la maintenance, ni sur les enjeux du changement climatique. Il me semble que le rapport est suffisamment détaillé. J'espère que cette Assemblée permettra à ce que la collectivité de Corse continue l'effort et se permette de se mettre en posture de négociation et de combat pour avoir les moyens dont la Corse a besoin pour la vie quotidienne des insulaires et la vie économique ensemble de ce pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Office des Transports. Donc, il y a plusieurs rapports. Oui, il a été très travaillé, très analysé, ce document. Donc, l'Assemblée Adiaduentu a eu un avis assez clivé, puisque les voix se sont partagées entre ceux qui étaient favorables et ceux qui étaient réservés, quasiment à égalité. Il n'y a pas de défavorables. L'Assemblée Adiaduentu, d'abord, salue bien sûr le travail, un plan pluriannuel d'investissement d'infrastructures, inédit dans l'histoire de la collectivité de Corse. Il salue aussi la révision du plan, concomitante avec le travail qui serait réalisé sur le PADUC, dont nous avons parlé hier soir. Il salue aussi l'idée, la proposition d'une alternative à la voiture, avec une augmentation significative en matière de transport ferroviaire. Alors, je fais part des souhaits de l'Assemblée Adiaduentu, parce que c'est le futur aussi, l'Assemblée Adiaduentu, comme je le disais hier. Il demande un rapport sur le projet d'extension de la voie ferrée jusqu'à Ivouléli. Il salue la volonté de mettre en place le tram-train dans les agglomérations d'Ajaccio et de Bastille. Il salue aussi la participation des chemins de fer de la Corse à certains projets associatifs demandés par les Corses, comme par exemple ici Toudreno-Befouriani, et il s'interroge aussi sur la nécessité de faire du fret léger avec le train ou avec le tram-train. Voilà, il se pose la question quand même de la dimension des objectifs de décarbonation et la chose sur laquelle je pense qu'ils ont été réservés, c'est sur la question des financements et de la prise en compte aussi de l'augmentation de l'indice de l'inflation qui en fait minorerait la volumétrie globale
financière de ce qui a été réalisé. Voilà, donc un avis qui est entre favorable et réservé, à une voix près. Bien. Ensuite, il y a la Chambre des territoires qui a émis un avis. Alors, la Chambre des territoires aussi, il y a un avis qui est à la fois qui est partagé entre ceux qui y étaient favorables et ceux qui sont réservés. Voilà, avec au final un avis favorable qui a émergé. Donc, vous pouvez en regarder les détails. Concernant l'avis du CESEC, excusez-moi, je l'ai eu il y a peu de temps. Donc, le CESEC se satisfait de l'objectif de maintenance, se satisfait du principe de classement qui a été évoqué un instant par le conseiller territorial. Il souhaite, dans la réalisation des travaux, que les entreprises attributaires de marché public utilisent un matériel plus adapté au profil des réseaux afin de ne pas les fragiliser. Il souhaite aussi que cette réflexion s'accompagne de la mise en œuvre, c'est aller très loin dans l'analyse technique de caniveaux afin de faciliter l'écoulement des eaux pour éviter les effets destructeurs du ruissellement et des inondations. Et puis, ne souhaite aussi que les accotements pentus des routes de montagne ne soient plus déboisés à l'aide d'engins lourds. Donc des préoccupations qui sont des préoccupations essentiellement environnementales. Voilà. Et l'avis, au final, donc, est positif parce que le CESEC ne peut que souhaiter une PPI dynamique et un PPI, la PPI c'est l'énergie, la PPE c'est l'énergie, un PPI dynamique et vertueux avec des interrogations là aussi sur les volumes financiers qui pourront y être consacrés. Il y a également, donc après on dit que la démocratie ne marche pas en Corse. Là, ça fait 500 personnes qui ont vu ce dossier-là au total, hein, je précise, j'ai fait le calcul. Voilà, donc on est quand même vachement inclusif. Hein. Alors, il y a un avis de la CEDENAT et un avis de la Commission des finances pour ce qui concerne notre institution. Donc, je me tourne vers les rapporteurs. Ce que vous voulez. Finances, puisque vous avez la parole. Parce que j'ai pris la parole, je la... Vous la gardez. Alors, M. Georges Mel a souhaité obtenir de la part du conseiller exécutif des explications concernant la réalisation d'opérations dans le secteur de l'extrême sud, à savoir la déviation de Figari et la route de Marina di Fiori, par exemple. Concernant la déviation de Figari, et rappelant que l'ensemble des crédits avaient été inscrits à l'époque du Conseil général de la Corse du Sud, il a souhaité connaître les raisons qui ont fait que cette opération n'a pas pu être menée à son terme. Il a constaté, à la lecture du rapport du Conseil exécutif, que cette opération était de nouveau inscrite dans le cadre d'une reprise des axes routiers départementaux nouvellement inscrits dans ce PPI. À propos du bilan du PPI 2017-2026, où il est mentionné un taux de réalisation de l'ordre de 67%, il a évoqué que les travaux réalisés sur la route de Marina di Fiori, située entre les communes de Porto Vecchio et de Lecce di Portivecchio, et sur laquelle seulement 2 tronçons sur les 3 prévus initialement ont été réalisés. Il a fait observer que ce dernier tronçon est très accidentogène, que les accotements ont été délaissés, que les glissières de sécurité manquent et que l'entretien courant fait défaut. M. Georges Mel a par ailleurs évoqué les crédits d'investissement inscrits annuellement de l'ordre de 109 millions d'euros et a souhaité savoir s'il s'agissait de crédits propres à la collectivité de Corse ou bien de crédits cumulés entre les 2 conseils départementaux d'avant 2017 avec ceux de la collectivité territoriale de Corse. Quant aux affectations au titre du PEI qui concernaient des opérations de rattrapage d'équipements structurants, il a fait remarquer que des erreurs ont été commises à ce sujet alors que ces opérations n'étaient pas prioritaires comme le site de Monte ou encore le stade Armanchese à Rideforiagne. Il convient aujourd'hui de mettre un terme à toutes les critiques de ceux qui ont été faites au titre du rattrapage structurel et qu'il faut désormais penser à l'avenir. Monsieur Jean-Félix Acquaïva, conseiller exécutif, président de l'Office des transports de la Corse, a précisé que le problème ne se situait pas au niveau de la qualité des projets, mais plutôt à celui des recettes. Concernant le projet de Monte, ce sont 40 millions d'euros qui ont été soustraits à l'enveloppe de la collectivité de Corse, alors que pour le stade Armanchese, il s'agit de crédits du PTIC sur le fonds dédié aux communes et intercommunalités et ne venant pas donc en déduction des 250 millions d'euros de l'enveloppe de continuité territoriale. En réponse au questionnement concernant la déviation de Figari, il a fait observer que la collectivité de Corse a débuté et terminé cette opération. Sur la route Marina di Fiori, M. Jean-Félix Acquaïva a précisé que cette opération est prévue sur l'exercice 2026, année où les travaux de modernisation débuteront.
Monsieur Jean-Michel Savill a salué le travail réalisé pour la présentation du bilan du PPI 2017-2026 et a souhaité que l'on objective les choses en comparant les deux périodes, c'est l'existence des conseils départementaux et celle résultant de la fusion des conseils départementaux et de la collectivité territoriale de Corse. En s'appuyant sur le taux de réalisation de l'ordre de 67% en moyenne, il a fait une comparaison entre les 109 millions investis à partir de 2017 et les 104 millions investis entre 2014 et 2017. Ces chiffres doivent-ils s'entendre à périmètre égal avec ce que réalisaient les conseils départementaux seuls avant 2017 et ce que réalise la CDC après 2017 ? Monsieur Jean-Michel Savill a suggéré que dans le tableau figurant en annexe 3 du rapport soit rajoutée, si cela est réalisable, une colonne récapitulative montrant ce qui a été initié et ou réalisé par les anciens conseils départementaux. Cela permettrait de lever certaines interrogations et d'éviter certains sujets polémiques. Monsieur Jean-Félix Acquaviva a précisé que les 104 millions concernaient les deux anciens conseils départementaux avant la fusion de 2017 et les 109 millions représentaient les investissements de la seule collectivité de Corse qui a donc investi 4% de plus que les anciens conseils départementaux et la collectivité territoriale de Corse à périmètre égal. Il est donc faux de dire que la CDC a moins investi que les trois anciennes entités, que ce soit dans le réalisé, les opérations en cours et celles payées en crédit de paiement. Sur la question des routes départementales, il a rappelé que ce sont des opérations qui, pour la plupart, ont été débutées et reprises par la CDC dès la fusion sur les crédits du PUI 4, alors qu'il n'y avait pas de recettes. La convention PUI 4 a permis de mettre en œuvre ces opérations sous maîtrise d'ouvrage de la CDC, qui était devenue propriétaire des routes départementales. Le président de l'Office des transports de la Corse est revenu sur la signature de la convention du PUI 4 en 2017 entre les deux départements et la collectivité territoriale de Corse à hauteur de 60 millions d'euros par département et pour 6 ans. Dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération de 2017, le département de la Haute-Corse a pris des arrêtés attributifs de subventions à hauteur de 41 millions d'euros avec un réalisé de l'ordre de 14. Le département de la Corse du Sud a pris des arrêtés attributifs de subventions à hauteur de 27 millions d'euros avec un réalisé de l'ordre de 25 millions d'euros. Monsieur Jean-Michel Savill a souhaité que dans le tableau, les dates soient mentionnées, sachant que la durée de vie d'un projet est très longue et qu'il y a forcément des projets qui ont été initiés par les anciens conseils départementaux avant la fusion. Monsieur Jean-Félix Acquaviva a précisé que la collectivité de Corse connaissait un degré d'objectivation jamais atteint par rapport à l'ancien schéma, que ce soit en chiffrage, en réalisation et en crédit engagé. La Commission des finances a émis un avis favorable sur le rapport, avec la non-participation des groupes Sofiuno, Avancem et Corim Fronte. Donc merci, monsieur le rapporteur. Concernant la CDNAT. Oui, vous voulez que je lise les observations des commissaires ou juste la conclusion, madame? Comme vous souhaitez. Donc, la présidente Nadine Ivagione a salué la présentation de ce rapport, le bilan et les perspectives du futur plan pluriannuel des investissements étant attendus de tous. Elle a souhaité féliciter les services pour le travail d'inventaire réalisé, soulignant l'intérêt de la méthode présentée. Madame Marité Mariotti a souhaité porter plusieurs interrogations sur différents points précis. Elle a dans un premier temps souhaité avoir connaissance des projets retirés dans le PPI de 2017 et connaître les raisons qui motivent leur retrait. S'agissant de l'engagement d'opération, elle a souhaité que soit précisé à partir de quel moment une opération est considérée comme engagée, le document mentionnant l'inscription d'opération sans inscription correspondant de crédit de paiement. Elle a regretté l'absence de mention des axes routiers comme cela figurait dans le PPI de 2017 et s'est dite favorable à ce qu'il puisse être ajouté afin de rendre le document plus lisible et s'est étonnée de l'absence des opérations de Santa Lucia di Portivecchio, Ulmeto et Venavo. Enfin, se situant sur un plan plus général, elle a souhaité savoir comment étaient critériser les opérations d'investissement prioritaires et celles d'entretien. Elle a en effet pointé que la réflexion complète de certaines portions de route pouvait porter quelques questions rapportées au nombre d'habitants qui les desservent. Faisant le lien avec l'intermodalité, elle a révélé enfin l'absence d'inscription dans le document de l'extension de la 4 voies depuis Vescoado, s'interrogeant sur son éventuel abandon au profit du rail. Elle a rappelé qu'une étude était sur le point d'être lancée, mais avait fait l'objet de divergences entre les tenants du développement du rail et ceux souhaitant, à contrario, s'orienter vers le développement du réseau routier. M. Paul-Joseph Caïtou, pour sa part, a indiqué partager en tout point les propos de la présidente Ivagione. Il a souhaité s'arrêter plus particulièrement sur l'absence de programmation de travaux sur l'ex-RD 757, sur l'étape dégradée de cette partie entre Aout et Livesi. Il a rappelé la situation stratégique de cette portion et la sécurité du territoire. Enfin, il a souhaité réitérer ses remerciements au Conseil exécutif et à ses services pour la qualité du travail réalisé.
Le président Jean-Félix Acquavive a tenu en premier lieu à remercier les services, saluant le plaisir qu'il a eu à travailler pour concilier le technique et le politique. Il a rappelé que le plan constituait à la fois un outil technique, politique et budgétaire au sujet de choix d'aménagement du territoire guidés par des questions de contraintes et de priorisation de l'action publique. En réponse à Mme Mariotti quant à l'abandon de certaines opérations, il a formulé une remarque de forme précisant que non seulement certaines opérations étaient également ajournées, d'autres ajoutées, alors qu'elles n'étaient pas prévues au départ. Il a précisé que les raisons étaient imputables à des questions de recettes de consommation du PEI, notamment sur l'ex-réseau départemental. S'agissant des opérations retirées, il a notamment cité le cas du contournement à Pentelegazing, abandonné en raison de contraintes environnementales et budgétaires très fortes, du projet de dénivellation du carrefour de Montésor, écarté pour l'instant pour des raisons de sécurité, du giratoire de l'Orient et de Corti, ajourné du fait de contraintes très fortes liées à l'amiante. Sur ce dernier point, il a souhaité préciser qu'en reliant Caldanic et la Rocade et en élargissant la capacité du rond-point pour absorber les flux, le désenclavement des équipements publics, centres hospitaliers, collèges ou Silette, a été privilégié. On parlait du carrefour de Bodiccione, pardon. Le président Acquavive a invité la conseillère Mariotti à se reporter au tableau des opérations en journée, figurant dans les annexes du rapport, afin d'avoir connaissance de l'ensemble des aménagements concernés. Pour ce qui concerne Santa Lucia di Portiuecchio et Venago, il a confirmé que les opérations étaient intégrées au sein de du PPI. Sur la déviation de Santa Lucia di Portiuecchio, il a fait valoir la nécessité de mener à bien d'ici 2030 l'ensemble des démarches et procédures environnementales, l'opération étant ainsi considérée comme engagée pour envisager un début de réalisation en 2030. S'agissant d'Oulmeto, il a indiqué que la date 2030 serait quant à elle dépassée et que l'opération nécessiterait le même type de procédure environnementale. Les aménagements de fluidification de la traverse ayant été aujourd'hui privilégiés d'ici la réalisation de la dite déviation. Sur la 2x2 voies, il a confirmé son maintien et précisé que les études étaient aujourd'hui en cours. Enfin, il a souligné et mettre l'accent sur le fait que les contraintes réglementaires ont largement évolué en quelques années et a invité M. Jean-Baptiste Pierre, directeur des investissements routiers du Poumont, à apporter un certain nombre de précisions au commissaire. Sur le cas particulier du fuseau de prolongement de la 4 voies, Vescovato-Prunet, M. Pierre a confirmé qu'aucun crédit de paiement de travaux n'était programmé, mais que cette opération était la seule toutefois à bénéficier d'une inscription de crédit de paiement études dans le PPI. Il a indiqué que l'objectif consistait à affiner le fuseau d'études actuellement extrêmement large. Pour la RD 757, il a confirmé son inscription au PPI dans la programmation, sans programmation de crédit avant 2030, en raison de la nécessité de conduire des procédures d'alignement de maîtrise foncière dont la planification est difficile à maîtriser. S'agissant des procédures d'autorisation environnementale et plus spécifiquement des mesures éviter, réduire, compenser, les ERC, il a fait l'état d'obtention d'autorisation à moyen et court terme, dans le cas notamment d'aménagement de tourne à gauche, de carrefour giratoire ou de créneaux de dépassement, Vizzaone ou de Padulone, c'est-à-dire chaque fois que l'aménagement concerne une section existante. Il a précisé qu'à contrario, les autorisations réglementaires pour la création de voies nouvelles supposaient des délais beaucoup plus longs. Voilà. Ce qui concerne l'aviation de Santa Lucia di Portiuecchio et la 2x2 voies d'Aiaci, il a indiqué que les avis défavorables du CNPN ont été motivés par une compensation jugée insuffisante dans les deux cas. Il a souligné la nécessité de bien cadrer les notions d'intérêt public majeur. Oulmé en sera démonstration. D'ailleurs, il y a eu la démonstration que la remise à double sens n'est pas suffisante. Des essais sont programmés à l'heure actuelle, d'ailleurs. Observant de dangerosité de nombreux tronçons du réseau secondaire, Mme Marie-Thérèse Mariotti a souhaité savoir si les travaux de sécurisation étaient prévus. Elle s'est par d'ailleurs inquiétée de l'éventuelle mise à disposition d'équipes structurées dédiées à l'entretien du réseau routier. Le président Acquavive a confirmé la mise en œuvre du plan pluriannuel de maintenance d'ores et déjà critérisé sur la base de l'état du réseau routier. S'agissant de l'intervention attendue sur l'entretien de certains réseaux jugés à l'abandon, il a fait état de 3 raisons principales susceptibles d'expliquer cette situation. L'insuffisance de moyens humains, le manque de pilotage à certains secteurs, la nécessité de réfléchir à un système mixte régie-prestation de services externes. Il a indiqué qu'après avoir travaillé avec les services concernés, une planification calendaire par territoire et type d'intervention serait proposée prochainement. La Commission a émis un avis favorable sur ce rapport, non-participation des groupes Unsofiuno, Avancem et de Mesdames Josefa Giacometti-Péred et Charlotte Terrig, absence du groupe Corim Front. Merci. Bien, donc, ont été données lecture de tous les rapports des institutions saisies. Donc,
la parole maintenant à celui qui veut la prendre. Paul Félix Benedetti. Je vais la faire très courte et je vais essayer de ne pas être déloyal, d'abuser d'une position technique éventuelle. Donc, je vais rester d'abord dans le folklore. Moi, je souhaite assez rapidement qu'on revoie la dénomination des routes, qui s'appelle toujours T et D, pour territorial et département. Il me semble que ce sont des noms qui sont inappropriés et culturellement injustes. Donc je pense que vous devriez créer une commission en associant des membres de la collectivité territoriale et d'autres pour choisir déjà une méthode de dénomination stradale. Pour votre bilan, vous avez dit que vous avez fait 4% de plus. Mais vous raisonnez à euro constant, comme si le monde n'avait pas changé. En 2017, votre programme d'investissement routier, ferroviaire et aérien, et portuaire et aérien, était de 100 millions. En 2025, il est de 109 millions ou de 110. Mais 1 million de 2017 et 1 million de 2025 ne permettent pas de réaliser les mêmes travaux. Entre-temps, l'indice général donné par l'INSEE pour les travaux publics français a augmenté d'exactement 25%. Ça veut dire que 100 millions de 2017 ne peuvent être compensés que par 125 millions de 2025. Vous vous lâchez la tête tant que vous voulez, Monsieur Jean-Félix. C'est la réalité de l'économie des travaux publics qui le veut. Ça veut dire que vous avez baissé. Ça veut dire que les finances de la collectivité de Corse ne permettent pas aujourd'hui d'envisager une programmation pluriannuelle de 100 millions d'euros, ne serait-ce que de 100 millions d'euros. Il y a une case magique, c'est PTIC. Antérieurement, vous avez bénéficié de reliquats structurels disponibles sur d'une part des crédits européens, d'autre part les crédits de l'État au travers du PEI. Actuellement, la programmation des crédits promis et rassurant ne permet pas d'envisager des quotes-parts d'ajustement pour autoriser ne serait-ce que la réalisation du programme antérieur reconduit sur une nouvelle période quinquennale et encore moins décennale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un programme qui antérieurement a été réalisé à 85%, ce qui est très louable, il y avait 1 300 millions d'euros d'engagement prévisionnel et quasiment 900 de réalisation. Un tel programme aujourd'hui n'est plus reproductible. Et pourtant, vous l'affichez. Mais vous l'affichez, je l'espère, avec aucune certitude. Parce que si on voulait le réaliser, il y aurait deux solutions. Soit prioriser l'investissement sous maîtrise d'ouvrage, ce qui n'est pas fait depuis 2 ans, soit de diminuer les aides connexes, entre autres aux communes et aux intercommunalités. Soit, éventuellement, troisième hypothèse, c'est de tout maintenir et de doubler l'emprunt, de passer de 110, 120 millions d'euros à plus de 200 et d'arriver à la zone de déséquilibre budgétaire en transgressant toutes les règles d'or de la bonne gestion fiscale française et européenne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut spéculer sur deux choses. Il y a une crise mondiale. Il y a une crise française qui est supérieure à la crise mondiale. Ça veut dire qu'économiquement, quand on est confronté à ces types de crises, où la production de richesse est inférieure aux besoins naturels de richesse, pour maintenir le train de vie, il y a deux solutions. Soit une politique d'inflation totale, d'endettement pour relancer l'économie. L'histoire a montré que ça ne marche jamais.
soit une politique de restriction drastique, de gel des prix. Ça a été fait, période Monroy, sous Chirac. Et c'est peut-être ce qui va se dessiner. Et dans ce cas-là, ce qui se passe sur les États centralisateurs, entre autres comme les États français, c'est qu'il y a des politiques de grands travaux. Et il y a une logique de planification et de renvoi de richesses par la voie de l'investissement public. Ce qui veut dire qu'il faut se préparer à un tel cas de figure. Ça veut dire qu'il faut que la collectivité territoriale, elle programme des projets. Ça ne veut pas dire qu'on va être béat, qu'on va penser pouvoir les faire. Mais il ne faut pas avoir peur pas de programmer, d'étudier, et de ne pas dire qu'on programme, mais de dire qu'on a des dossiers techniquement prêts. Et qu'on est, si demain il y a un appel à projet européen, s'il y a un appel à projet français, qu'on soit en capacité d'engager rapidement, de déposer des dossiers et de planifier les dépenses. Lorsqu'il y a eu le REACT-EU, on a été prêt à rien du tout. On a fait une manœuvre pour injecter l'argent sur de la disponibilité bancaire, parce qu'on n'avait pas de projet disponible. Même pour des simples droits de tirage à 25 millions d'euros qui ont été théoriquement revalorisés à 33. On n'était pas disponible pour ce genre d'aléas. Ensuite, pour ce qui est du réseau, par exemple, ferroviaire, la politique de programmation, elle ne va pas dans le sens d'un développement. On est dans une logique de révision à mi-parcours des AMG, mais il n'y a pas une vision de planification, d'achat de nouvelles motrices avec un fort engagement financier qui serait planifié et écrit. Sur la partie des réseaux routiers, on est essentiellement dans la sécurisation. Tous vos programmes sont essentiellement des programmes de sécurisation qui ont pour conséquence un ralentissement très fort des flux routiers. Vous avez des temps de trajet en Corse. Je ne parle pas de la zone montagne où il y a l'école, où les voitures ralentissent, il y a des effets de freinage. Je parle par exemple de la route sur la côte Est. Si on part de Centure et qu'on va à Bonifacio, hormis la portion de 4 voies de Bastia, non pas à Follet, mais à Arène, il n'y a aucun, mais je dis bien aucun créneau de dépassement. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Qu'on m'explique pourquoi, en ligne droite, on n'est pas capable de programmer des logiques de créneaux de dépassement espacés de 10 km pour qu'on puisse fluidifier le trafic et compenser les nœuds de sécurisation qui ont été faits par la multiplication des ronds-points. Pourquoi? Nulle part. Est-ce que vous avez modélisé, il y a des logiciels aujourd'hui, au pire si vous n'en avez pas, vous faites appel à l'IA chinoise pour modéliser des flux routiers. Et ils peuvent vous donner des petites solutions. La solution, c'est le créneau de dépassement. La solution évidente en tout cas. Il y en a zéro. Là, vous en avez programmé 3 ou 4 quelque part dans des endroits de Corse où c'est nécessaire, mais dans les zones où c'est le plus facile, où il faut préempter, il faut des mesures d'alignement pour ne pas laisser les droits à construire priver les aménageurs de droits d'ouverture et d'élargissement de routes. Tout ceci, ça fait partie, non pas de finances, mais d'un pragmatisme technique de prévision, d'études et de planification. Moi, j'estime que ça n'y est pas. On est dans le cas par cas. On n'a pas une vision pour dire, aujourd'hui, vous prenez la carte Michelin. Vous tapez Bastia, Bonifacio, 172 km. Il va vous marquer 3h25. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de faire 172 km avec zéro dénivelé en 3h25? Il y a 40 ans, on mettait moins. Alors les routes étaient moins sûres, elles étaient accidentogènes, tout ce qu'on veut. Mais on descendait en 2h30, avec des voitures qui marchaient beaucoup moins bien. Et après, c'est comme ça partout. Donc, où on veut revitaliser toutes les zones périphériques des grands bourgs, en créant une disponibilité temporelle
pour avoir accès aux soins, accès au transport, accès à tout ce qui est ludique, accès à la culture, accès à l'éducation, accès à un cadre de vie rationnel dans une disponibilité temporelle qui ne dépasse pas l'heure. C'est-à-dire que chaque habitant de Corse a moins d'une heure et toutes les commodités. Ça fait partie d'un plan, d'un programme routier, d'un programme d'intermodalité, de tout ce que vous voulez, mais ça doit être géré avec des aménagements qui sont en corrélation. Je vous l'ai dit, tout ce qui a été fait, c'est de la sécurisation. Il fallait peut-être le faire, mais il faut compenser la sécurisation. Moi, je vous le dis, vous avez à planifier aujourd'hui des études. En plus, vous savez, c'est plus facile de faire un créneau de dépassement que de chercher à faire une 4 voies généralisée. Il y a des endroits très simples. Vous savez comme moi que lorsque vous prenez Bastia-Ajaccio, si vous avez la guigne et le hasard de vous trouver derrière un convoi routier de déchets, s'il n'y a pas la bonté du chauffeur pour s'arrêter, vous avez un parcours qui est un calvaire sur la route. Et ça, c'est le lot de tous ceux qui font beaucoup de routes en Corse. Donc, on doit avoir cette vision. On doit avoir, bien entendu, une vision équilibrée. Il y a des territoires qui ont peut-être moins besoin de remise à niveau parce que ça a été fait par le passé. Mais après, il y a une autre notion. C'est la planification des travaux répartis territorialement pour qu'il y ait des mannes financières permanentes pour faire vivre l'industrie du travaux public en Corse, qui est, qu'on le veuille ou non, une industrie publique, qui est sous assistanat permanent de la commande publique. Il n'y a pas, je dirais aujourd'hui, autre chose. Donc ça fait partie aussi d'une vision territoriale de répartition. Il y a eu pendant longtemps le reproche que la région ajaxienne a été délaissée. Vous avez fait un gros effort de compensation et sur la période précédente, je pense que le rééquilibrage a été fait, mais il faut veiller en permanence à un équilibrage territorial et à veiller aussi à ne pas promouvoir des travaux trop gros qui écartent les micro-entreprises de TP de la commande publique au profit de grands groupes qui, aujourd'hui, entre autres pour certaines multinationales, sont en train d'avoir une politique agressive contre l'entrepreneuriat travaux publics corse, je dirais indigène, parce qu'ils se plaignent de ne pas avoir la commande publique nécessaire pour leur cœur de métier, à savoir l'enrober, et qu'ils se jettent aujourd'hui à corps perdu et à des prix qui défient toute logique économique sur les mouraillettes et les accotements de voirie, y compris dans les petits hameaux perdus. Donc, très cher Jean-Félix, je ne vais pas aller plus loin. Je vous ai donné des lignes. Je sais que les finances sont contraintes, mais je vous demande de mettre vos équipes sur des logiques de projet pour planifier et pour qu'on puisse demander un plan exceptionnel routier, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire qui, à l'échéance de 10 ans, puisse nous permettre de dire que la Corse a des moyens de transport internes et externes à la hauteur des enjeux. Vous savez, je vous fais une anecdote. J'ai eu la chance de me rendre aux Canaries il y a 30 ans, de m'y rendre il y a quelques années. Ils ont eu les mêmes programmes européens que nous avions à l'époque. Ils ont fait énormément d'investissements routiers sur une zone qui est beaucoup plus accidentogène et techniquement complexe par rapport à la Corse. Et ils ont créé des infrastructures qui ont été très fortes. Nous-mêmes, aujourd'hui, on est dans du saupoudrage et dans du cas par cas. Moi, je vous demande un programme qui soit un vrai programme territorial et national corse et pas un programme de continuité de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Ce n'est pas couper un virage, ce n'est pas faire un pont de temps en temps, c'est avoir une trajectoire d'objectifs. D'autres interventions? Oui, Charlotte Thérigui. Merci, Madame la Présidente. Alors, dans ce rapport tant réclamé, vous nous faites état de réalisation et de certains projets en matière de transport. Nous avons bien noté qu'il pourra être modifié ou évolué en cours de route. Il a le mérite aujourd'hui de nous être présenté. Sera-t-il à la hauteur des besoins et des ambitions nécessaires à l'avenir de la Corse?
Le PADUC s'emparera sûrement du sujet et nous fixera sur les projections à 2050 en matière de transport avec une vision globale à l'échelle régionale. Car nous savons tous que la politique des transports, et à plus forte raison pour une île, est l'élément clé de la croissance et du développement économique. Un plan de transport est indissociable des objectifs en matière environnementale et sociétale. Nous sommes donc là en plein fondement du PADUC. Et si nous savons que la qualité des infrastructures de transport sont d'une grande importance pour le fonctionnement d'une société, nous savons aussi que les moyens financiers qui y sont consacrés seront déterminants. Le contexte financier européen, national et local nous inquiète. Il va être difficile d'avoir les moyens de nos ambitions. À ce sujet, nous nous interrogions sur l'engagement de l'État que l'État a pris dans son plan à venir 2023-2027. De fortes sommes y étaient programmées, et notamment pour le ferroviaire et le fret ferroviaire, puisque ces deux secteurs correspondent à la volonté européenne d'orienter les États et les régions vers une mobilité décarbonée. Mais vous nous y avez répondu, la Corse y en a été exclue. J'espère que l'Europe a eu l'information que l'un de ses États membres a exclu une de ces régions pour aller vers un projet européen, un objectif européen de mobilité décarbonée. Alors, je posais la question, la Corse a-t-elle dans ce plan sa part d'aide substantielle? Apparemment non. Nous sommes en 2026, ce plan s'approche de sa fin. Pouvons-nous encore en espérer? Je ne sais pas. Autre questionnement, faudrait-il pas réfléchir à étendre le versement mobilité sur l'ensemble de l'île? La question est ouverte. À ce jour et à notre connaissance, seule la CAPA et la CAB l'appliquent. Mais par les temps qui courent, il n'y a pas de petites économies ni de petites recettes pour notre collectivité. Je vous pose donc la question. La recherche d'efficacité, ce doit être au cœur de nos décisions. Nous avons deux niveaux d'études, celui des programmes structurants évoqués précédemment, envergure territoriale, et celui du niveau des territoires et des EPCI, niveau du quotidien. C'est pourquoi, et je me fais ici la porte-parole du bureau de la Chambre des territoires, qui, à l'étude de ce rapport, a acté dans sa majorité de l'indispensable nécessité d'organiser 2 réunions annuelles sous son égide. Une réunion au niveau des territoires afin de faire participer tous les acteurs locaux à la vision d'aménagement de chaque centre de vie, et une autre au niveau de chaque communauté de communes afin que chaque maire soit au plus près des décisions, des informations pour ce qui est de la maintenance et de l'entretien. Les aménagements routiers englobent la sécurité des biens et des personnes, l'éclairage des routes, le marquage au sol, les divers réseaux et notamment le réseau pluvial. Nous sommes bien là dans les préoccupations premières des élus municipaux. Faire remonter les besoins et les problèmes, faire redescendre les solutions, tel est le but de ces réunions. Les territoires, à travers la Chambre qui leur est dédiée, doivent pouvoir être décideurs de leur avenir et une collaboration étroite avec les services de la collectivité de Corse ne pourra aller que vers un développement harmonieux. Ainsi, la recherche d'efficacité doit faire que les investissements se calculent en fonction des avantages économiques et sociaux qu'ils engendrent. Cela permettra aussi à chaque EPCI et à chaque territoire de réfléchir et de mettre en place des schémas opérationnels d'aménagement et à la collectivité de Corse d'y répondre avec pragmatisme. Continuer à faire évoluer notre politique des transports et à coller à la réalité du quotidien, voilà, Monsieur le Président, le projet qu'avec une Chambre des territoires renforcée et décisionnelle, nous vous proposons de mettre en place. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. D'autres interventions? Oui, Madame Tchiapine, pour Roussofio. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, si nous avons ce bilan et ce nouveau PPI aujourd'hui, nous le devons sans doute beaucoup à notre insistance, puisque nous demandons une actualisation du document depuis longtemps. Notre amendement en janvier dernier sur le rapport relatif à la déviation d'Olmet, absente du PPI à venir, à ce coup-ci abouti. L'exécutif a joué le jeu sur la forme en proposant le rapport. Vous tenez l'engagement pris. Mais, Monsieur le Président, on espérait moins de politique, plus de pragmatisme et de choix stratégiques.
Alors, un mot sur le bilan et sur votre présentation politique de distinguer le réalisé opérationnel du réalisé financier, présentation faite avec toute la bile et l'éloquence que l'on vous connaît. En termes d'opération, le taux de réalisation est de 67% sur 8 ans, avec une moyenne annuelle de 109 millions d'investissements. Ce sont les chiffres que vous avancez, toute infrastructure et de transport confondus. Le réseau ferroviaire et portuaire et aéroportuaire occupant assez souvent l'actualité de nos travaux, mon intervention sera axée sur le volet routier. Le changement climatique, très largement évoqué dans votre rapport, participe certes à une dégradation accrue des infrastructures, mais doit être mis en parallèle avec le coût de votre inaction, que vous évoquez par ailleurs vous-même en page 48, et qui conduit à ne pas traiter des problèmes maintes fois signalés. Et je reprends l'idée que j'évoquais à la session précédente, l'entretien régulier permet d'éviter des opérations coûteuses. Les coûts d'exploitation ne sont pas importants de ce point de vue-là, comme vous l'affirmez, puisque la maintenance, ce n'est pas la même chose que l'entretien. À ce sujet d'ailleurs, nulle trace dans ce rapport d'une restructuration de nos services routiers. C'est bien dommage, car il y a fort à faire dans ce domaine pour nous permettre de faire mieux en dépensant moins. À ce titre, l'étude d'auscultation des chaussées pour une gestion planifiée des interventions est une bonne chose, surtout si elle permet d'anticiper nos actions et d'éviter que des territoires soient oubliés comme c'est le cas aujourd'hui. Sur les RT, le taux de réalisation serait de 60% et de 102% pour les RD, qui est le réseau le plus dense puisqu'on recense 5000 km de route à travers l'île. Et la note de CRD est parlante. Une moyenne de 5,7 sur 10, écrivez-vous, que vous présentez comme le résultat de décennies de défauts de maintenance, le fameux poids de l'héritage. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, je vous réitère mon invitation lancée au mois de juin dernier à l'occasion du rapport d'activité de sillonner le réseau secondaire du Spelunc à Liamone pour que vous preniez la mesure des opérations de sécurisation, de maintenance, d'entretien qui s'avèrent urgentes à réaliser. À l'époque du département, il y avait un élu référent qui faisait en sorte que les pareuses soient passées, les trous bouchés, les fossés nettoyés. Ce poids de l'héritage dans nos villages, on le regrette. Dans le tableau des routes sur les routes en annexe 3, vous classez une non-opération comme celle de Sainte-Lucie, on en a déjà parlé, en opération en cours. Or, on l'a dit, rien n'est lancé. Je ne développerai que cet exemple. Le projet présenté en début d'année prévoit la création d'une voie nouvelle de 4,2 km, dont le coût prévisionnel est de 33,6 millions tout TTC. On trouve bien l'opération dans le tableau, mais aucun chiffre associé par année. Aucune APCP entre 2026 et 2029. À l'inverse, dans le PPI de 2017, la même déviation était estimée à 29,70 millions et devait être réalisée entre 2021 et 2024, fléchée comme suit, 3 millions en 2021, 9 en 2022, 9 en 2023 et 8,7 en 2024. Comment se fait-il que ce qu'on pouvait programmer il y a 8 ans ne puisse plus se faire aujourd'hui? Au demeurant, même prévu, cette opération n'a pas été réalisée. Cherchons l'erreur. Même si vous l'annoncez aujourd'hui pour 2030, ça fera quand même 13 ans. Sur les sous-totaux, on voit que les opérations terminées représentent 83 millions, celles non lancées 43 et celles dites en cours 236, soit les 2 tiers, dont beaucoup ne sont pas engagés. De notre point de vue, votre présentation tend donc à noyer le poisson. Et pour le coup, le tableau routier de 2017, avec le calendrier et une présentation par RT, était beaucoup plus lisible.
Pour la nouvelle programmation sur les routes, la dernière annexe, c'est assez partiel. Bon, déjà, il n'y a pas la dernière année 2030 et des montants manquent. Notamment, on n'a pas le total de la colonne estimative que vous dites revalorisée en juin 2025. Et dans ce tableau, on voit juste que la CDC prévoit 45 millions par an sur les routes. On sait que les deux agglos disposent d'opérations en cours comme le giratoire de Moultard. Et c'est normal que ce soit adaptable en permanence. Mais que rien ne figure, ni sur Olmet, ni Sainte-Lucie, ni Vénaco, les 3 points noirs au niveau des RT sur lesquels on insiste régulièrement et qu'on aurait aimé voir intégrés, budgétisés et bénéficiant d'un calendrier de réalisation. 3 opérations stratégiques et coûteuses. On ne sait pas si c'est prévu et si oui, combien on y consacrera chaque année. J'en viens à la partie financière. Différents scénarios budgétaires, dont celui optimiste et privilégié, tournent autour de 150 millions par an, impliquant de trouver 40 à 50 millions annuels et mettant l'État en cause dans le contexte du processus actuel. Demander la prolongation du PTIC 100 ans. Pour ce qui est du pacte fiscal, ça dépend de ce qu'il contient et de quelles sont les intentions. Si on avait 50 millions en plus, comment serait-il utilisé et ventilé? J'ai lu avec plaisir dans votre plan que, je cite, « cette période, donc je suppose jusqu'à la fin de l'année, permettra de recueillir des avis et de procéder à des ajustements dans une démarche concertée avec les instances consultatives, élus locaux, associations citoyennes, fédérations du BTP. » 2 questions. Est-ce à dire que tous ces acteurs sont mis sur un même pied d'égalité? Et quand commenceront les consultations? Pouvez-vous nous l'indiquer dans le cadre de nos échanges présents? À la lecture de ce que vous avez exposé en commission des finances et où je vous ai écouté attentivement, je me dois de réagir sur 2 points. Vous regrettez l'époque du PEI, où la CDC était codécisionnaire des fonds État via le COREPA, à l'inverse de maintenant, où les autres collectivités peuvent désormais émarger au PTIC. Pour moi, c'est l'inverse, parce que tout ne doit pas être vu au prisme de la collectivité dite unique. Et je vous laisse comptable de votre phraséologie que l'on ne peut pas tous partager. Je cite, « détournement de 40 millions de PTIC vers Monte, PTIC arbitraire ». Je dirais qu'heureusement qu'il y a le CTV de Monte et le PTIC pour que l'on trouve un exutoire aux déchets que nous produisons. L'État a tout simplement validé et financé le seul projet de traitement ficelé et il se trouve que c'est celui du Civadec, dont acte. Vous avez également insisté sur le réalisé financier au lieu de développer le bilan en termes d'opération. La finalité politique étant de nous dire que sur les RD, par rapport à ce qu'on avait prévu, on dépasse l'objectif en affichant 128% et 75% sur les RT. Et ce, dites-vous, malgré le Covid qui a stoppé les travaux et fait augmenter les coûts. C'est toujours comme ça, et vous le savez. La déviation de Bocconiane, où la 4 voies d'arrêt ont coûté plus que prévu. Vous n'avez pas mieux fait en financier qu'en opération. Des opérations ont coûté plus cher. C'est tout. Tout cela pour vous dire, Monsieur le Président, qu'on est bien loin du document stratégique et partagé que l'on espérait, avec des choix financés établis dans le temps. Vous nous répétez à l'envi qu'on doit être associé aux décisions difficiles en termes de fonctionnement. On aurait pu l'être tout autant en termes de choix structurants sur les infrastructures de transport. Cette actualisation faite sans concertation n'est pas, de notre point de vue, à la hauteur des enjeux que vous identifiez vous-même et que je reprends volontiers. Réseau essentiel à la cohésion sociale et au dynamisme économique. La route, premier patrimoine des Corses,
est une infrastructure majeure et structurante pour notre territoire. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Cathy Cognetti, pour Onsofio. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je souhaite une fois encore porter la voix des territoires sur un rapport qui me semble essentiel pour l'avenir de notre île. Car l'accessibilité est une des conditions d'attractivité et de développement durable. À l'écoute de certains propos, je reviendrai sur ce qu'a dit ma collègue Angèle et a souligné. Pour ceux qui ont connu l'époque des départements, il y a bien eu régression. Et je m'interroge sur l'état d'esprit qui prévaut dans cet hémicycle lorsque j'entends des critiques adressées au département érigées presque systématiquement en bouc émissaire. Je viens, pour ma part, de cet univers politique-là, celui de la proximité, du concret, du pragmatique. Alors, lorsque j'entends la dégradation du réseau départemental en Haute-Corse serait le fruit d'une prétendue carence de l'ancien Conseil général et de ses élus, je m'inscris en faux. Moi, je peux en témoigner. J'ai été élue au sein du canton de Golo-Morosaille, le plus grand, le plus vaste et celui qui a connu d'énormes intempéries. À la coupole, on travaillait sérieusement dans l'opérationnel au service des territoires. Il est regrettable que cet esprit d'efficience n'ait pas été transmis lors de la fusion ou qu'il n'y ait pas été revendiqué comme un héritage utile plutôt que systématiquement contesté. Et là, sans parler de nostalgie, puisque la collectivité unique s'est créée et nous devons aller de l'avant. Aujourd'hui, je constate que c'est le réseau secondaire qui, dans bien des endroits, est plus délaissé qu'il ne l'était auparavant. Pas partout, c'est vrai, et vous l'avez évoqué. Je pense notamment au secteur de la Casaloune, où les intempéries ont imposé une intervention indispensable, faute de voirie alternative. Cela montre bien que l'on sait faire quand on veut. Mais pourquoi cette inégalité de traitement ailleurs? Certains villages en périphérie de Bastia et des grandes agglomérations, comme l'a évoqué Paul-Félix Benedetti, ont besoin d'un accès routier important pour maintenir leur population. Je prends pour exemple, et je vous l'avais évoqué lors d'une réunion informelle, la route qui part de Barquette pour monter à Volpajol et qui peut desservir les villages de Lintoubigourne et qui, lorsqu'il y a un accident sur la voirie au niveau de Barquette, est utilisé et permet de rejoindre à la fois Mourad ou redescendre de l'autre côté. Je comprends bien que la démographie joue un rôle dans les choix d'investissement, mais quand je lis le PPI de 2026-2030 et que la communauté de communes Pasquale-Bas, la plus vaste, la plus nombreuse, n'est dotée que 1,5 million d'euros d'engagement prévus, tandis que le Grand Sud bénéficie de 11 millions, que la CAB et la CAPA dépassent les 60 millions. Je ne conteste pas les chiffres, hein. Je comprends les logiques et la population, mais je pointe une évidence. Sans mécanisme correctif, sans logique de péréquation, le monde rural restera à l'écart. Et c'est une réalité dans bien des domaines. Celui des routes est un exemple criant. Je veux simplement rappeler que les conventions qui étaient érigées entre la CTC et les départements, votées en 2012, 60 millions par département sur 6 ans, elles avaient, à mon sens, le mérite de prendre la pleine mesure des besoins sur le réseau secondaire. Vous regrettez les 14 millions aient été mobilisés en 2B et 41 millions d'arrêtés, les 25 millions réalisés en 2A et 27 millions d'arrêtés. Pourtant, ces conventions ont eu un effet bénéfique, indépendamment du niveau de mobilisation. Elles avaient le mérite de poser un cadre clair, d'organiser un effort cohérent. N'oubliez pas, et je le truc, puisque chacun a évoqué le territoire qu'il connaissait le mieux, le canton de Golo-Morosaille a été un canton sinistré, avec d'énormes ponts, routes à refaire. Voilà pourquoi nous avons investi beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'il faut cesser de regarder dans le rétroviseur et qu'il nous faut tous ensemble aller de l'avant. C'est une présentation territorialisée des projets routiers, qu'elle soit faite par un réseau territorial ou par route départementale. Cela permettrait une meilleure lisibilité et une vraie équité d'action. Ma collègue Angèle l'a démonté.
l'a démontré. Les RD représentent le poste le plus important en investissement. Et pourtant, certains territoires restent en marge. Sans parler de l'entretien, la maintenance et de ces travaux quotidiens qui garantissent, et vous l'avez dit, la sécurité et la continuité des services. Je prends bonne note de votre volonté d'instaurer un point d'étape annuel sur l'avancement des projets. C'est une demande que je soutiens fortement. Nous avons besoin de visibilité. Sans cela, nous continuerons à vous interpeller au nom des maires, des concitoyens, des citoyens qui n'ont plus aujourd'hui de relais de proximité pour porter leur voix. Alors oui, redoublons d'efforts pour l'équité, pour la cohésion territoriale, pour que personne, nulle part sur l'île, ne se sente oublié. Et à l'instar de votre service qui a été mis en place au service des dynamiques territoriales, rétablissez l'intelligence de proximité et trouvons ensemble les voies et les moyens pour que cette accessibilité nécessaire à la survie de nos territoires. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Qual è chi domanda parola? Pierre Poli. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller exécutif, donc j'ai lu avec beaucoup d'attention votre rapport. Sur la forme, on ne peut que féliciter vos services. Une présentation parfaite, de très belles photos, un travail de très grande qualité. Concernant le fond, et sur ce point, je tiens bien à préciser que concernant le PPI 2017-2026, nous assumons nos responsabilités durant la période où nous étions aux affaires. Comme ça, les choses sont claires au départ. Donc, après avoir pris connaissance du PPI 2017-2026, on peut constater que la réalisation a été effective à hauteur de 60% concernant les routes de l'ex-CTC et 100% concernant les routes départementales. Dès lors, on peut lister des opérations qui n'ont pas été lancées. Le contournement de Penta-di-Casinque, le contournement d'Aguizunach, la dénivellation du carrefour de Montésor, le giratoire de l'Orient à Corte, le giratoire de la route de Liuille, la dénivellation du carrefour de Bodiccione. D'autres sont toujours en cours et n'ont pas ou partiellement fait l'objet de financement sur la période. Les plus importants sont la déviation de San Lucia di Portovecchio et l'aménagement des créneaux de dépassement entre Sarthe et Rocapine, pour des montants avoisinant 30 millions d'euros chacun. Ceux-ci se retrouvent dans la programmation 2026-2030, mais ne font toujours pas l'objet pour l'instant de crédits de paiement sur la période. Ce plan 2026-2030 ne présente un fléchage des opérations qu'à hauteur de 94,5 millions d'euros sur les 225 millions qui pourraient être investis sur la période selon un scénario budgétaire jugé réaliste, soit 42% de fléchage et 58% restant à arbitrer ou à financer. En effet, il est à noter que de nombreuses opérations sont attendues en cofinancement sur du PTIC. Cela dénote le caractère hypothétique de leur financement, donc de leur réalisation. Le principal problème de ce PPI, c'est le nerf de la guerre qui manque cruellement pour réaliser toutes ces opérations pourtant nécessaires. L'analyse est sensiblement la même concernant le chemin de fer, avec seulement 29% réalisés sur le PPI 2017-2026, dont plus de la moitié sur les 2 derniers exercices. Le document manque cruellement d'éléments concrets concernant les opérations, à l'exception du tableau des opérations routières figurant en annexe. Les opérations ferroviaires restent des idées générales telles que le train-tram, l'extension de l'infrastructure à Bastia et à Ajaccio, le retour de l'extension vers Foulede. Le financement d'un PPI dont les opérations restent donc à définir pour partie fait l'objet de plusieurs scénarios visant à définir le volume d'investissement réalisé. Rappelons aussi les cofinancements hypothétiques sur les opérations fléchées. En conclusion, il est demandé de valider un PPI très hypothétique sur le volet routier concernant les financements, dont les opérations ne sont que vaguement énoncées concernant le chemin de fer. Donc, pas grand-chose de concret. C'est quasiment un chèque en blanc qu'il est proposé de signer et vous comprendrez bien, Monsieur le Conseiller exécutif, que ce chèque, nous ne le signerons pas. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.
Alors, monsieur le conseiller exécutif, depuis 8 ans, nous avons failli attendre. Heureusement que vous êtes revenu dans les rangs des conseillers exécutifs, monsieur Acquavive, pour nous présenter enfin ce PPI qui est tant attendu et qui a été tant réclamé par l'ensemble des groupes, bien sûr, de l'opposition et nous-mêmes. Nous avons pu vous lire, vous écouter, notamment ce matin, et constater votre autosatisfaction. Vous ne serez pas, bien sûr, surpris d'apprendre que je m'inscris en totale opposition à vos affirmations. Est-ce que vous pensez sincèrement que le quotidien des usagers du réseau routier, d'Île-Rousse, d'Olmet, de Baleone ou même de Lecce, s'est amélioré? Les points noirs, pourtant identifiés depuis des années, ont-ils été traités? Où en est-on? Alors notre collègue Paul-Félix Bénédette a parlé de saupoudrage et je ne peux que le rejoindre dans ses critiques et nous ne pouvons que le regretter. Monsieur le conseiller exécutif, vous avez entamé votre présentation en évoquant le rattrapage ajaccien. Alors pour faire plaisir à notre collègue Louis Pozzo-di-Borg, parlons-en de ce rattrapage ajaccien. Les entrées de ville d'Ajaccio et de la Capa, où vit un tiers de la population corse, ont-elles vu le moindre début de réalisation des projets prévus sur la PPI 2017? Qu'en est-il de Mezzagne à Sorcordis, de la Rocade à la Croix d'Alexandre, du Vitoul? Avez-vous engagé la moindre exécution de ces dossiers? Pouvez-vous également être plus précis sur le projet de la pénétrante d'Ajaccio? Mon collègue Charlie Volimatch en parlera, dont les travaux à peine commencés se sont brutalement interrompus. Et la passerelle de Bodichon, qui fait qu'après la suppression du rond-point, ses habitants subissent la double peine. Où en êtes-vous sur ce dossier? Je vous remercie. Ringraziabi. Louis Pozzo-di-Borg. Merci, Madame la Vice-présidente. Monsieur le Conseil exécutif, n'y voyez aucune stratégie pour une réponse à Christelle, hein, j'avais prévu d'intervenir. Malgré tout, je pense qu'à l'heure où cette PPI, où ce PPI est présenté, si vous pouviez attendre les uns les autres peut-être un document plus affiné, plus pragmatique, nous pouvions attendre, nous, de notre côté, un peu plus de hauteur dans les interventions aussi. Et je vais m'en expliquer. Un PPI, ce plan pluriannuel d'investissement, est un document cadre, un document vivant, évolutif et qui se veut, qui doit être équitable. Un document cadre, car c'est avant tout, et ça manquait cruellement dans les interventions que je viens d'entendre, hormis Paul Félix, c'est un document économique. C'est un document qui participe grandement au développement économique de notre île. Pardon, je reviens, Charlotte, excusez-moi. J'y viens, Charlotte l'a dit aussi. Donc c'est un document économique car il permet d'afficher de la visibilité pour les entreprises, pour l'industrie de notre île. Et sur ce point, Monsieur le Conseil exécutif, au nom du groupe pour qui je prends la parole, nous tenions à vous remercier. C'est un document aussi stratégique en termes d'aménagement. Et ça sera un point que j'aborderai un peu plus loin, parce qu'on a souvent tendance à faire porter la faute sur la collectivité de Corse, mais nous parlerons aussi d'un PTIC non concerté qui entraîne des investissements non partagés et du coup un besoin en infrastructure qui n'a pas été ni discuté ni planifié, mais j'y viendrai. C'est aussi un document, je l'ai dit, qui se veut vivant, mouvant et évolutif, car il est aussi soumis, et c'est un point qui a été très peu abordé aussi, eh bien, non seulement à l'évolution du besoin, un besoin qui évolue très vite avec 5000 nouveaux arrivants par an, mais aussi un besoin et surtout des contraintes environnementales.
Je vous rappelle qu'au cours de ces 10 dernières années, et toutes les personnes qui sont ici en responsabilité le savent, est apparue aussi cette contrainte majeure sur l'amiante. Nul ne peut l'ignorer. Et que les projets déjà planifiés, souvent ont été retardés, voire annulés ou contraints par cette problématique-là, et notamment sur le bassin Bassier, où l'amiante est omniprésente. Nous sommes aussi dans un document qui a dû faire face au changement climatique, avec des dégradations accentuées par ce changement-là. Et les durcissements aussi des normes environnementales, où certains projets programmés, du fait de retard que l'on peut assumer, que d'autres doivent assumer aussi, eh bien, se retrouvent aujourd'hui dans de nouvelles contraintes environnementales qui imposent de nouvelles études. Une fois que l'on a dit ça, bien sûr, on ne s'exonère pas de notre part de responsabilité. Premier point à éclaircir, ne pas confondre l'entretien et la maintenance. Ce sont deux sujets différents, l'entretien et la maintenance. Si je pense qu'ici, les uns les autres, nous pouvons concéder et nous devons accepter qu'il y a sans doute des progrès à faire sur l'entretien. Nous sommes tous sans doute dans des grandes agglomérations, mais originaires du rural. Et là-dessus, oui, nos routes aujourd'hui, parfois, peuvent avoir besoin de plus d'entretien. C'est une évidence et nous n'allons pas la nier. On a parlé des pareuses, on a parlé d'entretien des fossés. Il y a sans doute des efforts à faire, mais il y a aussi des difficultés qu'il faut accepter. Ensuite, nous sommes aussi dans une période où, je le disais, ça a été abordé par Paul Félix, est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens, nos ambitions ou les moyens de ce plan pluriannuel d'investissement? À l'heure où nous parlons, et ça a été dit par le Conseil exécutif, nous sommes dans un PPI de combat. Nous devons aller chercher les financements. Ça serait sans doute trop facile si tous les financements étaient assumés et assurés aujourd'hui. Et pour répondre à Pierre-Paul de manière très tranquille, Pierre, dans tes fonctions de maire, je pense que lorsque tu imagines un projet qui est une vision d'un territoire, on a d'abord la vision, on lance le projet, on va chercher les financements. Sans quoi, il n'y a plus de vision. Si la vision est uniquement dépendante d'un financement, eh bien dans ces cas-là, la vision, c'est celle des financeurs. Il n'y a plus de politique. Aujourd'hui, il y a aussi une vision derrière notre PPI. C'est-à-dire qu'on a un projet d'aménagement, il y a, bien entendu, on l'a dit, l'entretien et la maintenance, et puis il y a des grands travaux qui doivent arriver. Mais d'abord, on programme, on livre ce type de document, et ensuite on va chercher du financement. Et on est tous dans le même cas, dans les communes, dans les intercos, c'est la règle. C'est la règle. Donc évidemment, on ne demande pas un chèque en blanc. On demande aussi, et ça on l'assume, la vision, c'est une vision politique. On n'attendait pas à ce que ce document soit partagé par tous, bien entendu. C'est aussi une vision politique en ce qui concerne les routes. Et quand on parle de routes, il y a un autre point à aborder. Des routes pour qui? À quel moment de l'année? Est-ce qu'on doit investir des millions et des millions pour parfois, dans certains secteurs, avoir des routes qui soient surutilisées pendant 1 mois ou 2? Ou est-ce qu'on doit trouver aussi des moyens de déplacement qui soient autres que la voiture? Là-dessus, j'ai envie de vous dire, les dossiers sont prêts. Certains dossiers sont prêts, on attend des financements. Évidemment, on sort d'une période où nous avons connu le PEI, avec 1 milliard qui avait été mis sur la table par l'État. On est dans une période où on a un PTIC qui n'est plus à 500 millions d'euros, qui est à 250 côté collectivité. Et on espère que les 250 soient encore là. Je vous rappelle les engagements qui avaient été pris par différents préfets lorsqu'ils sont passés auprès du bloc communal. Alors on ne s'en plaint pas. Nous avons profité aussi de ces mannes financières sur les communes et sur le bloc communal. Mais pour autant, et j'y viens et j'y reviens, je l'ai dit, on a un problème d'aménagement, on a un problème de concertation. On peut effectivement demander à la collectivité, et on doit demander à la collectivité d'être dans la concertation et les territoires. Pourquoi ? Parce qu'on doit tenir compte des besoins des territoires, c'est une évidence. Mais lorsque certains territoires partent tous azimuts sur des projets, en lien direct avec un préfet, qu'on va chercher X millions d'euros sur du PTIC, qu'on change diamétralement, je dirais, le territoire, et quand derrière, on vient nous voir en nous disant « on a fait ça, maintenant il faut tel réseau routier, telle infrastructure ». Elle est où la concertation? Ce qui est valable dans un sens, c'est valable dans l'autre aussi. Sans quoi, c'est un petit peu trop facile quand même. La concertation, bien sûr, mais dans les deux sens. Quand on demande du côté exécutif et pour notre groupe, ou qu'on regrette le COREPA, c'est pas pour avoir la main mise sur les financements. Le sujet, il n'est pas là.
Le sujet, c'est de dire, lorsqu'on va investir 1 euro en Corse, ou 1 million d'euros, ou 10 millions d'euros, il faut une concertation entre les différentes strates, collectivités de Corse, intercommunalités et communes. Pourquoi? Parce que si à Porto Vecchio, à Bastia, à Ajaccio, va engendrer forcément des investissements ailleurs. Le Corepa était là pour ça, une vision territoriale des investissements. Ce n'était pas simplement une lubie ou une volonté d'avoir la main mise sur tous les investissements qui se passaient en Corse. Donc on le regrette et on assume de le regretter. En termes de bilan, bien écoutez, les chiffres sont têtus. On pourra dire qu'Ajaccio est toujours à la traîne, qu'on n'a pas rattrapé, les chiffres sont là. Je ne vais pas recommenter les chiffres, sauf à nous dire que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Moi, je dis que les chiffres sont là, il n'y a pas de rivalité entre Bastia et Ajaccio, on est loin de tout ça. En tout cas, je le rappelle à tout le monde, la compétence aménagement, elle est prioritairement à la collectivité de Corse. Et ensuite, effectivement, certaines intercos ont cette compétence-là aussi, et les communes sont libres d'avoir des projets sur leur territoire. Ce qu'il y a aussi à dire, et qui doit ressortir de ce document, eh bien, c'est que dans les financements qui sont à venir, nous avons tout intérêt, comme sur d'autres sujets, il est regrettable que ce ne soit pas le cas, malheureusement, ces derniers jours, c'est qu'on doit faire face et on doit faire front tous ensemble. Aujourd'hui, bien entendu, lorsque le Conseil exécutif nous dit que, je dirais, le besoin, la moyenne serait à 110 millions d'euros ou 115 millions d'euros par an, la moyenne basse à 100 millions, mais que le réel, c'est 150, le besoin réel. On voit bien que le besoin réel est au-delà des moyennes que l'on peut assumer. Eh bien oui, il faut se réinventer, oui, il faut aller chercher du financement. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Enfin, la valeur de ce document, c'est qu'on nous l'a réclamé effectivement depuis de nombreux mois. Aujourd'hui, on livre un bilan. On livre aussi des prospectives et des perspectives. Lorsqu'on livre tout ça, on voit bien dans les différentes interventions, eh bien, chaque élu a été chercher les lignes pour son territoire. Ça s'entend. Mais ce document, qu'est-ce qu'il doit aujourd'hui apporter? Un, c'est de l'équité territoriale. Est-ce que l'équité est assurée dans ce document? Oui. Tous les territoires ont des lignes budgétaires qui leur sont dédiées, avec des aménagements. Sans doute pas au niveau des attentes, mais ça on le savait. Et j'ai envie de vous dire, qui que ce soit qui aurait été en face, eh bien, il y aurait eu du mécontentement. Le besoin est tel, je vous rappelle, 5000 km de routes secondaires. Quand je dis secondaire, c'est les RD. Hein. Secondaire, c'est, attention, hein, ce n'est pas péjoratif. Mais on a un réseau routier aussi hors norme en termes d'entretien. On le sait. On le sait, on a des routes territoriales qui sont en surfréquentation au moment des pics touristiques. Et parfois, l'hiver, il faut se le dire, hein, on circule très tranquillement. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver. Donc nous savons aujourd'hui que ce document qui est présenté, il a une première valeur, c'est de démontrer qu'il y a des centaines de millions d'euros qui étaient investis sur la période précédente, qu'il y aura, bien entendu, sous réserve de financement, et c'est là le combat qui s'engage pour aller chercher du financement, des centaines de millions d'euros qui seront investis sur la prochaine période, mais aussi et surtout qu'il doit venir assurer. Alors, nous avons vu passer, il y a quelque temps, un courrier du préfet de Corse demandant à chaque maire, à chaque président d'intercommunalité, de bien vouloir faire remonter les projets qui seraient prêts à être financés ou à être développés. Eh bien, aujourd'hui, cette PPI-là, elle vient aussi rassurer le monde de l'entreprise. Qu'on soit pour ou contre les travaux publics, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, il y a une véritable vie économique autour de nos routes, avec des entreprises corses. Et là, je vais rejoindre Paul Félix sur un raisonnement. Attention quand on parle de grands travaux. Attention quand on rêve trop grand. Les grands travaux, bien sûr qu'ils peuvent être structurants, mais il faut aussi préserver notre tissu économique. On a des entreprises qui ont une certaine surface, et si on veut voir trop grand, si on veut aller trop loin rapidement, on risque d'avoir aussi une fuite de nos capitaux vers l'extérieur. Avoir des grands groupes qui vont venir récupérer ces marchés publics et avoir de nos entreprises qui seraient, dans le meilleur des cas, des sous-traitants. Donc là aussi, il faut trouver un juste équilibre. Quand on dit qu'on fait du saupoudrage, on répond aussi à la structure économique de notre territoire. On répond aussi à la structure économique du territoire. Donc là-dessus, en ce qui concerne notre groupe, c'est un document, bien entendu, qui nous convient, qui est perfectible, qui respecte l'équité territoriale et qui, je le dis, prenons-le aussi comme un document économique, avec une valeur économique. En tout cas, monsieur le Conseil exécutif, nous le voterons, vous l'avez compris. Merci. Merci. Oui, monsieur Profit dit
Et puis après, M. Paulimatch. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais juste être pragmatique et c'est vrai que je ne vais pas commenter ni les chiffres ni le PPI, mais la vie d'un maire du rural, les routes, ça fait partie de ce que l'on entend au quotidien. Madame la Présidente, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de personnes qui donnent un avis consultatif, le CESEC, pratiquement 500 personnes, vous avez calculé, le CESEC, l'Assemblée d'adjoints, la Chambre des territoires, et c'est très bien. Mais je pense quand même qu'il manque, et je rejoins Louis, la consultation est importante. Et la Chambre des territoires, je rejoins Charlotte, pour moi, doit être renforcée. Il manque quand même un lien entre, je dirais, le maire d'une petite commune et la Chambre des territoires. Il manque quelque chose. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de l'information, au niveau de la communication, la collectivité avait des efforts. On tape la Chambre des territoires, on regarde les sessions, qui fait quoi, comment, mais il faut aller chercher l'information. Et il manque peut-être une personne référente sur le terrain, un élu, pourquoi pas, qui ferait des permanences, qui ferait remonter les problèmes du quotidien, peut-être faciliter, je dirais, ces informations. Alors je ne sais pas comment en réfléchir, mais je pense que ce serait vraiment bien de pouvoir mettre en place un autre fonctionnement. On sait que la Chambre des territoires travaille, on sait qu'il travaille sur tous les dossiers qui passent ici, mais bon, voilà, il y aurait besoin d'un petit ajustement entre la Chambre des territoires et les territoires. Vous prenez certains maires, on ne sait même pas qui est élu. Vous parlez de la Chambre des territoires, ils ne savent pas ce que fait la Chambre des territoires. Voilà. Et c'est vrai que le quotidien, les problèmes du quotidien, on a besoin de les faire remonter. Et je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut mettre en place. Voilà, a ringrazia. Oui, Monsieur Paulimatch. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, j'ai commencé à écouter votre intervention assidûment et puis mon honnêteté intellectuelle me pousse à vous dire qu'à un moment donné, je me suis perdu. Entre les millions d'euros et les centaines de kilomètres de notre territoire, je me suis un peu perdu. Alors, ce n'est pas de votre fait, je vous rassure. C'est l'exercice du rapport qui l'impose. Ça m'a fait penser au débat budgétaire que l'on a une fois par an, où on parle de millions, de 0,11, de 0,12. Et à titre personnel, je m'aperçois sur le terrain que nos concitoyens n'y prêtent pas trop attention, ne s'y intéressent pas trop. Ce sont quand même des disciplines dévouées à des spécialistes. Et ce qui intéresse nos citoyens, en tout cas pour la partie qui nous occupe aujourd'hui, celle des routes, car je ne parlerai principalement que des routes, c'est l'état des routes. Ils veulent avoir des routes sécures, ils veulent avoir des routes sans trous, ils veulent avoir des routes où les pareuses passent de partout et régulièrement. C'est leur priorité numéro 1. Après, que l'on leur dise ça a coûté 100, 200, 300, 500 millions, ça ne leur parle pas beaucoup. Mon intervention, elle va bien sûr se borner sur le pays ajaccien et essentiellement sur l'entrée de ville et la rocade. Sur le précédent PPI, la passerelle dite de Bodichone était inscrite et là, elle a disparu. Reportée. Mais on ne sait pas quand. Je sais que vous avez eu le maire d'Ajaccio au téléphone ce matin. Vous lui avez proposé une réunion. J'ai envie de vous dire pourquoi faire. Sans faire de jeu de mots, le train était déjà sur les rails concernant ce tronçon. Vous ne pouvez pas décorréler la prolongation de la rocade qui va entre le rond-point d'Alat et le Lorette
du rond-point de Bodichone, pas plus que vous ne pouvez décolérer Mezzane, Bodichone et l'entrée de ville de Saint-Joseph. C'est une entité entière, vous le savez, c'est peut-être un des plus gros chantiers de ces 50 dernières années. Et il est très important. Eh oui, mais je le dis, il est très important. Non pas que pour les Ajacciens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent de la Gravonne et d'autres lieux pour rentrer, travailler à Ajaccio. Vous le savez, il y a plus de 50 000 véhicules qui rentrent tous les jours sur Ajaccio. Je rappelle quand même que l'opération dite de la pénétrante Est d'Ajaccio a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, délivrée par l'État par un arrêté préfectoral du 8 décembre 2020, et qui déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement de la pénétrante Est d'Ajaccio, qu'elle est purgée de tout recours contentieux et repose sur un programme d'aménagement précis incluant de manière explicite la réalisation d'un carrefour dénivelé au niveau du giratoire de Bodichone. Cette composante est essentielle tant d'un point de vue fonctionnel, ça concerne bien sûr la fluidité des échanges, la sécurité routière et la continuité des mobilités, que d'un point de vue juridique, la DUP ayant été fondée sur une évaluation globale des besoins et des impacts, tenons compte de cet aménagement spécifique. Je crois savoir aussi qu'on n'a pas la même lecture juridique apparemment. Je ne suis pas juriste, je laisse ça aux spécialistes. Mais je suis obligé de faire la remarque. Donc, comme je le rappelais, donc, sur le tableau plan pluriannuel d'investissement 2026-2030, chapitre route figurant page 102 du rapport, n'est plus mentionné l'opération Bodichone dénivellation, pourtant explicitement intégrée, comme je le disais aussi tout à l'heure, au PPI 2017-2026, page 88, pour un montant de 16 millions d'euros. Ce retrait en apparence purement budgétaire soulève une double difficulté. Sur le plan juridique, il introduit une contradiction implicite avec le programme validé par l'autorité administrative et exécutoire en l'état, sans qu'aucune procédure modificative n'ait été engagée ce jour. Sur le plan opérationnel, il entretient une incertitude sur le calendrier de réalisation de l'ouvrage, alors même qu'il s'agit d'un point de passage stratégique de la nouvelle infrastructure et que l'option évoquée d'un aménagement en plan à titre transitoire ne saurait ni techniquement ni institutionnellement se substituer à la solution dénivelée. Donc, je vais, comme l'a dit ma collègue Christelle Combette, vous proposer par amendement de réintégrer ce plan de financement pour qu'il y ait la continuité, comme je vous l'ai dit, mais aussi pour deux autres raisons. Je pense que vous avez l'occasion d'envoyer un message clair aux usagers. Cette rocade, je la connais très bien, j'y ai grandi, j'y passe 4 fois par jour. J'ai connu la parcelle boisée, j'ai connu la rocade en terre, j'ai connu la rocade avec l'asphalte, les poteaux en bois et tout ce qu'il y avait autour. Et vous avez pris la continuité de ceux qui vous ont précédé, vous avez engagé cette réforme où on commence à voir que la rocade commence à avoir une belle forme, on va dire, sur l'aspect général. Par contre, elle est en train de devenir l'axe le plus accidentogène de Corse. Voilà, je vous le dis, on est très inquiet là-dessus. Et la troisième raison, et j'en terminerai, Madame la Présidente, de déposer cet amendement, il faut aussi envoyer un message très clair, et je pense au moins sur ce point-là, nous serons d'accord, aux représentants du Rassemblement national, Monsieur le Président, qui toutes les semaines sont dans ce quartier et expliquent aux gens qui sont en difficulté qu'ils vont remettre le rond-point. Voilà, donc c'est aussi pour ça que nous tenons à ce que cet amendement soit voté. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Pierre Gionga. Presidente, vi ringrazio. Non parlerà né da Restonica, né do Giradoio di Loriente, né da Strada da Gheradia. Due parole per dire il mio parere in questo PPI, che di sicuro non è mica perfetto, ma che aiuta, perché uno, sostengo una pianificazione realista dal punto di vista finanziario e soprattutto primorosa di nostro ambiente. A 8 ore non sarà più uso l'arnese moderno di spiazzamento dei corsi.
posto che c'è un sostegno al mantenimento e a modernizzazione del cammino di ferro. Di sicuro il cammino di ferro non dirà mica in Bonifacio, ma il mantenimento e la modernizzazione sono chiaramente dichiarati nel nostro piano. Ce la ricorda che lo Stato non più mica un conto sternese per la Corsica, siamo cacciati dal piano Born e ce la ricorda che un prefetto 10 anni fa ha detto che ci ha cacciato un pezzo tra Bastia e Accio. Dunque, io sono contento di tastare i punti e dico che in più di un atto tecnico, di un atto politico che è in corrispondenza con il nostro modo dell'autonomia. Vi ringrazio. Parlate a un uomo di vostro gruppo. Ah, cioè cambiare d'abitudine. Oggi presidente. Ah ouais, c'était responsable. C'était responsable d'un gruppo. Bimagagno, Bimagagno, di sicuro. A ringraziarvi. Qual è chi volevi a parola? No, penso che abbiamo fatto il giro di tutti i gruppi. Longo, Lucioni. Merci Madame la Présidente. Tout à l'heure, il a une urgence, excusez-moi. Le président du conseil exécutif Aquaviva, qui a une urgence, évoquait la route comme étant un sujet économique, social, culturel. La route, c'est aussi incontestablement un sujet politique. Et ces échanges nous le démontrent. Et nous assumons que ce document de planification stratégique et opérationnelle soit un document politique qui traduit une vision de l'aménagement et des transports internes pour aujourd'hui à la Corse. Louis Pozzo di Borgo a dit l'essentiel. Il faut quand même rappeler que si on parle de PPI actualisé aujourd'hui et qu'on parle d'un nouveau PPI 2026-2030, dans la continuité, avec une adaptation, une actualisation, c'est bien parce qu'il y a eu un premier PPI. Un premier PPI, non pas de la majorité nationaliste en place depuis décembre 2015, mais un premier PPI dans l'histoire de l'institution depuis non seulement 82, mais antérieur encore si on remonte aux conseils départementaux. Le président et conseil exécutif Jean-Félix Accoyer l'a dit, on avait des schémas routiers dans les années 90, 2000, qui étaient contradictoires les uns avec les autres et qui n'avaient pas de dimension véritablement prévisionnelle. L'exemple du tunnel Vite-Savone le démontre. Et ce PPI, ce premier PPI 2017-2026, est un acquis fort de notre mandature, la mandature nationaliste, qui témoigne, selon nous, de la capacité de cette majorité, de cette institution, à faire des choix, à planifier, à programmer des opérations matures, à les phaser, à les réaliser et à les transformer, et à transformer les réseaux et les infrastructures. Ceci étant, quelques mots. On se doutait bien qu'on parlerait du sujet de la CAPA et du pays ajaccien. On ne va pas refaire éternellement le match ou réécrire l'histoire. Mais lorsque cette majorité est arrivée aux responsabilités en décembre 2015, il y avait une absence totale de stratégie globale de l'aménagement et du développement des infrastructures de transport, notamment les infrastructures routières, mais pas seulement, dans le pays ajaccien, et les chiffres en témoignent. Alors je partage le point de vue de notre collègue Charles Volimac. Les chiffres ne font pas tout. Ils ne parlent peut-être pas à nos compatriotes, aux usagers de ces infrastructures, mais ils témoignent et traduisent des réalités, des choix, des investissements. Entre 2002 et 2015, par exemple, 0 € investi au titre du plan exceptionnel d'investissement sur Ajaccio. 0 €. À partir de décembre 2015, et du début de l'année 2016, cette majorité, la majorité nationaliste, sous l'égide du Conseil exécutif et de son président Gilles Simeoni, a décidé, au nom de l'équité territoriale qui nous anime et d'un rééquilibrage à opérer en faveur des infrastructures du pays ajaccien, d'investir 80% du volume du PEI destiné aux routiers, au territoire du Grand Ajaccio. Et on a la traduction de ces opérations qui relèvent de choix politiques. La dénivellation du giratoire de la Graona, plus connu sous l'appellation du giratoire de Socordis. Ce n'est pas un gadget.
allez demander, parce qu'on parle de terrain, de concret, de ressenti, allez demander aux habitants du pays ajaccien ou du Prunelli, parce que ça dépasse le seul territoire administratif de la CAPA, ce qu'ils en pensent. Je crois que le conseiller exécutif, président Lodarc Domélivril, ne nous contredira pas. On a sur la portion, par exemple, Basteligac-Ajaccio, un gain d'au moins 30 minutes l'aller-retour dans la journée. Un gain de 30 minutes de trajet routier quotidien, c'est un investissement stratégique, structurant, que nous assumons et dont nous nous réjouissons. On pourrait parler aussi, mais on ne va pas faire la liste, de la requalification de la rocade en boulevard urbain. Là aussi, je partage ce qu'a dit notre collègue Charles Volimacci. Cette rocade, elle ressemblait à pas grand-chose. Alors, je suis un petit peu plus jeune que Charles Volimacci, mais je l'ai connu moi aussi. Elle ressemblait à pas grand-chose. Aujourd'hui, elle a un visage de boulevard urbain. Il y a une cohérence. Il y a une rocade qui a été réalisée par la collectivité de Corse pour le compte de la ville, parce qu'il y a eu délégation de maîtrise d'ouvrage. La collectivité de Corse a réalisé cette rocade sur ses fonds propres et en mobilisant les crédits du PEI. On voit l'amélioration, mais les choses ne sont pas figées, puisque au-delà du réalisé, qui est là sous nos yeux, et que les Ajacciens et les Corses en général constatent, puisqu'ils empruntent ce tronçon quotidiennement, on a aussi des projets en cours. Et je m'inscris en faux avec ce qu'a dit Christelle Combette. Les travaux n'ont pas été interrompus s'agissant du projet de pénétrante. La voie nouvelle Bodiccione et Caldanic verra le jour. Les travaux sont en cours. Ils ont commencé au printemps pour la portion Stiletto, Bodiccione et Stiletto. Alors en effet, la dénivellation du giratoire de Bodiccione n'a pas vu le jour pour l'instant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un principe de réalité. Vous parlez souvent de pragmatisme. Le principe de réalité, c'est la contrainte financière et la contrainte budgétaire. Et quand on est en responsabilité, on a le devoir de prendre des décisions et de prioriser. Et choisir, c'est renoncer. Mais on a décidé de renoncer pour l'instant à ce projet de dénivellation pour prioriser le développement de la voie nouvelle, la création de cette voie nouvelle sur la portion Stiletto, Bodiccione, Stiletto, Caldanic. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un développement anarchique sur Ajaccio ces 20-30 dernières années, avec le développement d'équipements publics et de services publics essentiels, un hôpital, un nouveau collège, un palais des sports et des spectacles avec le Palatino, et le choix qui a été fait en conscience, au nom du pragmatisme et du principe de réalité, dans un contexte de contraintes budgétaires et d'explosion démographique, de saturation des réseaux, ça a été de favoriser l'amélioration des conditions de circulation, de desserte, et donc l'amélioration des conditions de vie quotidiennes des usagers qui empruntent ce tronçon tous les jours. Il y a aussi, et je ne serai pas plus long, Madame la Présidente, les projets qui sont inscrits au futur PPI, le PPI 2026-2030. Il n'y a pas d'abandon de projet sur le prolongement de la rocade. Le prolongement de la rocade figure bien au PPI 2026-2030. De la même façon, la dénivellation, parce qu'on parlait d'entrée de ville, et je connais bien le coin, la dénivellation du carrefour Mezzana-Cutuli, Sarla-Carcopino, l'embranchement de Cutuli, est bien inscrite également au PPI 2026-2030. Tout comme, et c'est un axe stratégique, la mise en 2 fois 2 voies de la section giratoire de la Gravone, Mezzana, avec projet de dénivellation des giratoires de Baleone et d'Afa. Donc, à la fois sur le réalisé, à la fois sur les travaux en cours, notamment sur la pénétrante, la voie nouvelle, Bodiccione et Caldanic, et à la fois sur les travaux à venir et les projets à venir qui sont fixés dans le cadre du PPI 26-30, l'effort de rattrapage est fait et sera fait pour les habitants du pays ajaccien. Mais encore une fois, et je le dis d'autant plus volontiers que je suis ajaccien, non pas au nom du campanilisme, vous vous en doutez bien, mais au nom de principes qui nous animent, ceux de l'équité territoriale, Louis en parlait, ceux du rattrapage et ceux du rééquilibrage. Et ça, c'est des éléments qui sont à mettre au crédit de cette majorité, la majorité nationaliste. Je ne vais pas développer la voie verte, sanguinaire, Ajaccio, Basteligac, les travaux sont en cours, les Ajacciens et les usagers
au-delà d'Ayat, je le constate tous les jours. Mais je crois que là, c'est un mauvais procès qui est fait de façon permanente, comme si on se servait d'une rente victimaire à la collectivité de Corse et à cette majorité en particulier. On entendait moins de critiques sous d'autres mandatures où aucun crédit et aucun fonds de dossier, parce que au-delà des crédits, il y a les fonds de dossier, n'étaient sur la table ou dans les bureaux de cette maison avant que nous n'arrivions aux responsabilités. Alors, je vais conclure. Merci, Monsieur le Conseil exécutif. Nous tenons, pour notre part, à vous féliciter, à féliciter vos services pour ces travaux. Ce PPI à venir, qui est un PPI, vous l'avez dit, de continuité, actualisé, un PPI démocratique et un PPI de combat. Parce qu'on entend dans les débats, et c'est normal, on entend dans les débats toutes les urgences qui existent, à la fois sur la maintenance, et nous assumons et nous vous accompagnons dans ce choix politique, qui est un choix de prioriser la maintenance, notamment pour éviter la dette grise. Mais les urgences, c'est les travaux de modernisation du réseau, de développement sur les grands travaux. Mais pour ça, il y a la donnée financière qui rentre en compte. Et la donnée financière, j'espère que l'on se retrouvera tous ici, sur les bancs de cet hémicycle, de la droite à Corinne Front et au-delà, en passant bien sûr par le groupe majoritaire, pour défendre avec force, dans une logique de combat démocratique et politique, devant l'État, y compris dans le cadre du processus, un nouveau pacte budgétaire, financier et fiscal, prévoyant notamment un volet relatif aux infrastructures de transport en général et singulièrement aux infrastructures de transport routier. Parce qu'on voit bien, y compris dans un même groupe, les décalages qu'il peut y avoir, et c'est compréhensible, entre celles et ceux qui voudraient, au nom de la démographie, favoriser les investissements, par exemple sur les grands bassins, et celles et ceux qui, au nom, et c'est normal, et nous partageons, du désenclavement de territoires de l'intérieur, de territoires ruraux, de territoires de montagne, on voit bien qu'il y a parfois des décalages. Mais pour satisfaire à l'ensemble de ces besoins, qui sont légitimes, on a besoin d'aller devant l'État, devant le gouvernement, négocier un plan de rattrapage à la hauteur des enjeux et des besoins, sans faire de politique politicienne, sans va politiquer, et dans une logique qui tourne le dos à celle qui a prévalu au moment du PTIC. Et là aussi, je conclurai sur ça, on entend souvent dire que la collectivité de Corse n'est pas en capacité de mobiliser les cofinancements, qu'ils soient européens ou étatiques. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a vu la capacité de cette collectivité à mobiliser des crédits du PUI. On a vu et on voit, Monsieur le Conseil exécutif Félix Akouaoui, dans le PPI, dans le tableau du PPI à venir, des projets en cours ou à venir, les demandes qui pourraient être faites au titre du PTIC, mais qui ne suffira pas. Parce que la logique qui a prévalu jusqu'à présent, c'est celle du saupoudrage, de façon générale. Donc je pense que les choses sont claires. Pour notre part, Madame la Présidente, elles sont très claires. Nous vous accompagnerons, n'en doutez pas, Monsieur le Conseil exécutif, dans l'adoption et dans la mise en œuvre de ce PPI de combat. Ringraziavi. Bien, merci. Non, votre temps est écoulé de 20%. Ouais, 24 minutes. Voilà, désolé. Combien? Je vérifie, attendez. Hein. Oui, non, mais je vérifie. Ne vous inquiétez pas, Jean-Martin, moi aussi je sais compter. Non, vous avez le droit de parler. Trois minutes. Merci pour votre générosité, Madame la Présidente. Simplement, Donjo aurait fait un excellent conseiller général du 16e canton. Son engagement, sa connaissance fine des dossiers à la frontière du 5e et 6e canton montre d'ailleurs, et c'est un peu l'esprit qui se dégage de ces débats, qu'on peut être conseiller de l'Assemblée de Corse et ne pas se désintéresser où on vit, et dans l'endroit où l'on vit, le réseau routier, il est un sujet fondateur, en tout cas un sujet auquel nous rappellent tous les usagers. Et sans verser dans la nostalgie du Conseil général, si, avec ces mêmes usagers, vous questionnez
sur l'opportunité de revenir au Conseil général, ce n'est pas tant au Conseil général qui veut le revenir, c'est au Conseil général. Pourquoi? Parce qu'il y avait une identification, et d'ailleurs la maquette qui est la vôtre est une forme d'aveu, puisque désormais on voit bien que vous, non pas isolez, mais vous créez les conditions pour bien identifier un PAC maintenance. Ce PAC maintenance, avant, il était incarné. Et il aurait pu être incarné par quelqu'un d'aussi sérieux, engagé que Donjo. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon cher Donjo, vous n'avez pas inventé le PPI, pas plus que vous n'avez inventé la nécessité de planifier. Alors, Jean-Félix disait, il ne faut pas confondre un schéma routier et un PPI. Moi, je veux bien, sauf que dans les années 90, les années où vous n'étiez pas encore né, il y avait des gens qui pilotaient, enfin, vous, je parlais de Donjo, à cette époque-là, il y a des gens qui étaient capables de planifier, et j'insiste beaucoup sur ce sujet. Reprenez les schémas routiers, reprenez documents de planification des années 90, je ne parle même pas des années 2000. Il y avait des gens qui étaient capables de planifier, et à la fin de ce document de planification, des gens qui étaient capables d'aligner en face des secteurs de planification, à l'époque c'était des francs, ce n'était pas forcément des euros, on n'a pas connu, les sommes correspondant aux contractualisations. Ce n'est pas ce qui est fait ici. Ce n'est pas ce qui est fait ici. Et je vais juste conclure mon propos là-dessus, c'est ce qui fait toute la fragilité de votre document, qui s'adosse à 3-4 piliers qui ne sont pas garantis, mais qui sont hypothétiques. Je cite, PTIC nouvelle génération. Vous auriez raison de dire que le président de la République est venu ici parler de PTIC nouvelle génération. Quelle est la traduction en maquette financière de cette formule, de cet ovni lexical qui est PTIC nouvelle génération? Nada. Vous parlez de pacte budgétaire et fiscal. Quelle est, en termes de maquette, la traduction financière de cet ovni lexical? Nada. Vous parlez de, et vous construisez d'ailleurs vous-même, et vous avez raison, de commencer à alerter ceux qui lisent ce dossier et in fine, en bout de chaîne, les usagers, deux hypothèses, hypothèse pessimiste et hypothèse optimiste. Vous parlez aussi de la réindexation de la DCT sur laquelle on est tous d'accord. Quelle est, en termes de maquette financière, la traduction de cette, non pas cet ovni lexical, mais cette volonté politique largement partagée d'indexer la DCT? Nada. Et vous êtes ramené au principe de réalité qui consiste finalement à adosser ce PPI, qui se chiffre en centaines de millions d'euros, à la soutenabilité budgétaire de la maison. La soutenabilité budgétaire de la maison, c'est versé dans l'accès, on la connaît. C'est plutôt la fragilité budgétaire. Donc tout ça pour dire que, en termes de planification, on peut partager la plupart des orientations que vous mettez sur la table. 2, sans verser dans la nostalgie du Conseil général, attention à ne pas rappeler de bons souvenirs, j'en ai fini. Et 3, créer les conditions pour que les plans qui sont les vôtres ressemblent un peu à ceux d'il y a 30 ans. On était capable d'aligner en face des ambitions que vous distillez ici et dans l'opinion, la capacité à les réaliser. J'informe que, conformément au règlement intérieur, qui pour moi est toujours valide, les deux langues d'usage des débats sont le corse et le français. Niente, nada, on s'en mica giocare nada. Niente. Bon. Alors, tout le monde s'est exprimé? Ah non, il y a Sainte-Vagne. Il me reste un peu de temps. Oui. Je vais faire très vite. Oui. Donc, on a doublé les temps de parole. C'est pour ça que j'ai rectifié par rapport à Jean-Martin. Il lui restait un peu plus de 5 minutes. Voilà. Merci. C'est fait. Qu'il a utilisé. Je vois qu'on a beaucoup de nostalgie
des anciens conseillers généraux, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient bien, mais quand même, Cathy, il y avait quand même beaucoup de territoires abandonnés, selon si on était du bon côté ou du mauvais côté. Et par expérience, tu sais très bien que du côté où j'étais, c'était l'abandon total. Quand on refaisait les routes 3 fois dans un endroit, donc ça avait peut-être des bons côtés, mais quand même, il y avait une sélection qui n'était pas toujours une sélection par opportunité, qui était une sélection par tendance politique, etc. Donc la nostalgie, on peut l'avoir, mais quand on a connu ce qu'on a connu, c'est objectif. Et même Morosa, je pense qu'à un moment donné, a été complètement abandonné par rapport au conseil général qui dirait des Gastiva. Tout le monde l'a connu. Et quand on a mis un collège à Castifa, où il devait aller à Pontelecce. Donc on l'a connu tout ça. On peut avoir la nostalgie de beaucoup de choses. Mais il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Si on était du bon côté, on avait tout. Et si on n'était pas du bon côté, on n'avait rien. On n'avait rien. On n'avait rien. Le Sud, moi je ne m'exprime jamais de là où je ne le connais pas. Après, les débats ajaxiens, aujourd'hui qu'on entend ici, bon, je ne rentre pas. Moi je parle en général de ce que je connais. S'il vous plaît, pas de tiaméris pour de ce que je connais, et je ne m'exprimerai jamais sur ce que je ne connais pas. Je suis un élu de la Corse, je ne parle pas ici de Bizinc, s'il y a le trou, s'il y a le fossé, ou de la région d'où on est avec Cathy. Je parle au niveau général, et je parle dans un conseil général que j'ai bien connu, ce qui se passait. Ce qui se passait, c'était ça. Voilà, c'est la réalité. Quand on faisait des autoroutes dans certains endroits, dans d'autres endroits, ben, c'était l'Afrique, ou c'était le tiers-monde. Et je pense que le rattrapage n'est pas encore effectué. Promenez-vous. Et Cathy le connaît bien, le sait bien. Et si on parle d'un canton qu'on connaît bien, l'enrobé s'arrêtait à la limite du canton. Et ailleurs, c'était abandonné. Donc ça, on l'a connu. Voilà. Donc moi, j'ai pas la nostalgie de ça. Voilà. Je n'ai pas la nostalgie de ça. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, je rejoins Pierre Jong, c'est qu'on ait une vision. C'est qu'on ait une vision, et Pierre le sait bien, et qu'on ait une vision vraiment qui a autre chose que la voiture. Mais quand on permet au train aujourd'hui d'avoir les moyens de se développer comme il doit se développer, en projetant d'acheter du matériel roulant, des ouvertures de lignes, c'est ça l'avenir. Et qu'on fasse aujourd'hui une vision générale de tout le territoire. Et qu'on ne passe pas notre temps à discuter d'un seul territoire. Ça ne se résume pas quand même à l'urbain, à Gours. Quand même. Il y a tous les territoires, et je rejoins Cathy. Bon, le rural aujourd'hui, dans certains endroits, il est abandonné. Et aujourd'hui, dans ce PPI, on voit très bien qu'on va faire des efforts considérables. Je vais 2 mots sur les services. Les services qui sont là, c'est les services des anciens conseils généraux pour la plupart. Pas tous. Mais on voit des cadres de haut niveau qui travaillent dans les conseils généraux. Ils n'ont pas changé. Ils font toujours le même travail, et du très bon travail. Le directeur général adjoint, pour le petit clin d'œil, il a été félicité par les partenaires sociaux. Le STC, c'est pas courant. Sur son action qu'il vient d'effectuer aujourd'hui. Donc on est dans une vraie dynamique, on est dans une projection, et je pense que tout le territoire doit être traité de la même façon. Tout le territoire doit être traité de la même façon. Voilà, moi je le défendrai comme Cathy, je défendrai le moindre petit village qui a le droit d'avoir des routes comme les grandes agglomérations, dont on parle que de ça, hein, ici. Des milliers d'euros. Vous savez, si on avait 10% de ce qu'on dépasse dans certains grands projets, ça serait une richesse. Quand on a voulu faire le Tour de France, on a refait des routes, des territoires, on a mis les moyens qu'il fallait pour développer certaines vallées. Moi, je voudrais qu'on le fasse en Tour de France, pour y fixer des gens et pour développer vraiment le territoire. Et Angèle Capini a dit la même chose. Bien sûr qu'il faut des fossés qui soient nettoyés, bien sûr qu'il faut le quotidien, bien sûr tout ça, ça se voit, les gens ne voient que ça. Bien sûr, donc revenons aussi à des choses beaucoup plus pragmatiques et raisonnons sur toute la Corse et non pas sur son petit territoire. Bien sûr c'est important, mais tout est important. Donc d'autres interventions?
Non. Donc, sur cette période à laquelle fait référence à Sainte-Vanne, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Jean-Martin, vous plaignez d'une maintenance qui, à l'époque, était incarnée. On a effectivement connu la maintenance très désincarnée aussi. Hein. Et sur certains territoires, ça a été exactement ce que présente il y a Sainte-Vanne. Et c'était pas très vieux. Hein. Donc, et les enveloppes, en plus, n'étaient pas les mêmes. Hein. Les enveloppes financières. Donc, il y avait une inéquité évidente. Moi, je voudrais vous dire 2 mots, parce que ça a été cité à plusieurs reprises, 2 mots sur les fonds européens. Évidemment, on est une île montagne. Quand on est une île montagne, on a la question des connexions extérieures, la question des connexions internes. Sur l'extérieur, on sait très bien que ça nous consomme non seulement de l'énergie, je me tourne vers les services qui défendent les DSP, la continuité territoriale, etc., de l'énergie humaine, et ça coûte aussi. Ça, on le sait, avec les contentieux, etc., etc. Mais c'est important pour nous, sur la connectivité intérieure ou interne, il y a 3 niveaux concernant les investissements européens en la matière. 1, qu'est-ce qui est éligible? Les cibles, parce que j'entends un peu n'importe quoi. 2, les volumes financiers. 3, les règles de financement, les règles de montage. 1, sur l'éligibilité des projets. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein. L'Europe, elle ne paye pas les routes. Hein. Elle ne paye pas, elle a payé il y a longtemps. Elle ne paye pas les routes. Donc, ça, c'est la première chose. Sauf dans certains cas, je le dirai dans un instant. Par contre, elle est d'accord pour financer des infrastructures de transport, mobilité durable, ça a été dit par plusieurs, décarbonation, etc., etc. Là-dessus, je crois que l'exécutif a lancé des pistes et des investissements sont programmés. Donc, il y aura des choses à faire. Deuxièmement, les volumes financiers. Vous savez, aujourd'hui, les exceptions qui sont faites pour financer les trains, les routes, elles ne financent pas non plus les matériels roulants. Je précise, on s'est battu avec Sainte-Vanne pour acheter notamment, j'étais présidente de l'ATC en charge des fonds européens, notamment des wagons exprès pour les vélos, puisqu'il y a beaucoup de cyclotourisme. Eh bien, on ne pouvait pas. Pourtant, ça, c'était de la mobilité durable quand même, les vélos. Jean-Martin appréciera. On ne pouvait pas parce que c'était des matériels roulants. Donc, deuxième élément, ça c'est toujours la question de l'éligibilité des actions européennes. Ensuite, sur les volumes financiers, aujourd'hui l'Europe, qu'est-ce qu'elle finance? Elle va financer les routes vers l'Est parce qu'il y a une question de défense, de sécurité sur les frontières extérieures. Voilà, il y a réorientation des fonds et exceptions faites sur les routes et les trains lorsque les régions sont des régions qui peuvent se retrouver comme étant des régions sur des fronts belliqueux. Voilà, donc nous, on n'y est pas, et tanto meglio, berawa, mais c'est ce qui va être financé. Sur les règles de financement, comme je l'ai dit il y a un instant, les fonds structurels, je le dis pour Paul Félix, ne peuvent pas financer certaines choses. Le REACT-EU, nous avions des dossiers, nous les avons déposés. Alors déjà, il fallait avoir l'enveloppe, nous l'avons eu, 33 millions d'euros. Je le sais, j'étais en charge des fonds européens. Les dossiers, nous les avons eus et nous avons introduit d'ailleurs de la mobilité durable sur ce qui était éligible, en particulier des voies vertes. Ça a servi aussi à financer une autre forme de connectivité qui est le câble, le très haut débit aussi, et d'autres projets. Et il fallait le faire en 2 ans, hein, et ça a été fait et ça a été dépensé. Dernier point, où c'est qu'il y a des exceptions? Donc on est coincé de tous côtés. Et je précise aussi, régime des aires d'État bloquant pour nous, parce qu'on n'est pas une région ultra-périphérique. Où ça fonctionne? Ça fonctionne et il y a des dérogations lorsqu'on est classé région ultra-périphérique, donc la plupart sont des îles, à part la Guyane, d'accord, ou lorsque on est autonome. Paul Félix a cité, c'est les Canaries que vous avez cité. Les Canaries, elles sont autonomes. Moi aussi, j'y étais il y a 1 mois. Il y a 25 ans, ils ont commencé à investir, ils continuent. Mais ils prennent les décisions qu'ils veulent. Ils ont non seulement le régime de RUP, de région ultra-périphérique, donc ils font comme ils veulent sur les fonds qui sont beaucoup plus élevés que nous avons en régime commun. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ils demandent l'autorisation à personne.
Ils font comme ils veulent. On passe pas son temps à demander l'autorisation à Pierre-Paul ou Jacques, au préfet, à je ne sais qui, au ministère des Transports à Madrid. Pareil pour les Açores. Donc effectivement, ils sont super équipés. Ils ont même des autoroutes sur des cailloux, voilà, des confettis insulaires. Donc, je reviens au discours d'hier matin, à l'allocution d'hier matin. Tant qu'on n'a pas d'abord un dispositif spécifique pour les îles, et en particulier la Corse, qui ne sont pas ultra-périphériques, et que je sache, en métropole, il n'y a que nous, et tant que nous n'aurons pas un statut d'autonomie, on ne pourra pas faire et rattraper tout le retard que nous avons en matière d'infrastructures internes de transport, mais aussi externes, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Juste une bonne nouvelle, monsieur le conseiller exécutif, nous venons de recevoir un message comme quoi les enveloppes Interreg seront augmentées de 10%. C'est une information européenne, donc pour vos projets en matière de transfrontaliarité, nous espérons pouvoir récupérer quelques subsides supplémentaires. Je vous en prie. Bon, je pense que c'est un débat démocratique riche, intense, sur cette actualisation de PPI, parce que tout le monde a bien compris qu'il y avait déjà eu une PPI, parce que je sais qu'en janvier, dans les débats, on avait oublié qu'il y avait eu une PPI en 2017. Je le rappelle quand même, hein, parce que le PPI existait. Donc c'est une réactualisation d'un PPI qui existait. Donc il y a forcément un encours, une continuité, une prolongation, parce que nous avons la cohérence de nos choix, que nous assumons, qui se prolonge. Qui se prolonge. Et donc, je n'attendais pas moins de la contestation du bilan. C'est normal que les oppositions contestent, mais après les chiffres, on ne peut pas leur faire dire n'importe quoi. Les mathématiques peuvent être interprétées jusqu'à un certain point quand même. Notamment quand on parle de l'indice des prix. Là, je m'adresse évidemment à ceux qui ont évoqué cette question, donc Paul Félix. Donc j'ai indiqué dans mon propos introductif que l'indice des prix de la construction a augmenté de 16 à 18% à partir de 2017, qu'il était de 6 à 8% avant 2017. C'est un fait, je l'ai dit moi-même avant que vous en parliez. Vous oubliez que j'ai dit aussi, et ça vous oubliez parce que c'est une traduction politique réelle que nous avons, c'est que l'autre façon de faire les marchés publics dans cette maison, qui, sur la traduction du Corsican Business Act, pour favoriser la concurrence dans les entreprises, mais aussi notre conviction de lutte contre les dérives mafieuses, pour parler clairement, on fait qu'il y a un élargissement concret qui s'est opéré sur la concurrence à plus de 60 petites entreprises. Ce n'est pas devant nous, ça. C'est ce qui s'est passé depuis 2017, qui a fait baisser les prix de 15 à 30% du bitume. Pourtant, le bitume, ça fait parler dans ce pays, hein. Pas que parler, malheureusement. Donc, il faut tout entendre dans ce qu'on dit, on écrit dans un rapport, dans une politique. Donc, effectivement, entre l'un et l'autre, on est à l'euro, réel, constant, réalisé, et c'est bien plus 4% d'augmentation du volume des crédits. Après, on peut contester les opérations, mais je peux prendre les gens par la main et les amener sur les opérations réalisées, si vous voulez. La liste, elle est là. Je comprends bien quand dans une ambiance où il fallait dire « depuis 10 ans, vous n'avez rien fait », je ne m'adresse pas qu'à Paul Félix, hein. Vous n'avez rien fait, c'est la panne générale, c'est la fin de la commande publique, rien n'était réalisé, que la confrontation au réel, au concret réalisé, FIG, on parlait de l'aéroport de FIG, 24 millions d'euros. Jamais auparavant on a investi 24 millions d'euros sur FIG, jamais. Aucun schéma, aucun schéma. Calvi, pour y être allé 2 ou 3 fois, où les sociopros se plaignaient de tourisme d'affaires alors que FIG avait un. On l'a fait nous, mais c'est pas grave, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas pour nous. Pas un problème, c'est fait. Mais c'est fait, ça a été fait, je n'ai pas attendu, j'ai même fait des réunions, moi, FIG, personnellement, parce que j'ai eu la chance d'être celui qui a mis en œuvre le PPI, et Vanina Borromei, qui, tout étant passage, ne me paraît pas partager le point de vue de son groupe aujourd'hui, a assumé non seulement la continuité, mais assume aussi les orientations de celui qui arrive là, le 26-30, pour avoir un message avec elle ce matin. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit la cohérence selon l'angle duquel il se situe. Mais, donc, en euros constants, nous avons bien augmenté beaucoup plus que les 2 départements en continuité territoriale réunis. Là, où je comprends, vous attendiez que c'était moins. Ben, tant pis, hein, on verra une autre fois. Et en opération projetée, malgré le Covid quand même, 2 ans, arrêt de travaux, hein,
n'y a pas que l'histoire des coûts, il y a l'arrêt de travaux. Concret réel, arrêt de travaux. Ben, on a réussi à arriver à 85% d'un réalisé. Bien sûr, d'opérations qui ont été ajournées, oui, on le dit, un PPI, c'est une opération où on peut ajourner des opérations. N'importe quel PPI du monde et de l'univers. Mais il y a des justifications dans le rapport des opérations ajournées. Il y a des explications concrètes. Le giratoire de Corti, il était ajourné pourquoi? Parce qu'amiante, parce qu'accord avec la municipalité pour prioriser la rue du Calvaire, opération qui vous est présentée tout à l'heure. Oui, ça c'est de bonne gestion. Effectivement, on s'adapte. Normal. Pentadigazinka, les autorisations environnementales aujourd'hui, c'est plus celles d'hier. Entre réduire, éviter, compenser, ça n'existait pas du temps de la déviation de Vescovade il y a 15 ans. Ça n'existait pas. Je vais prendre un exemple. Pénétrante, sujet purgé, c'est 120 hectares de compensation à Sant'Angelo. 120 hectares de compensation à Sant'Angelo et à Latte. On n'a pas pu réduire à PPVT, donc on a compensé. 2 avis négatifs devant CNPF. 3e, on a eu l'acceptation. Ça, c'est la réalité des dossiers. Ça, c'est le concret. Sono mica i ghiacci a radiographie du commercio. Il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon. Sarizza tutte le mani, chiamavo Rome e si dina do buon bicchiere, contento di ciò che rubenza. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, ce n'est pas ça. Donc, nous sommes bien les pieds dans le concret, et la réalité, elle a changé. Réglementaire, elle a changé. Sur l'artificialisation, elle a changé. Eh oui. C'est pour ça que sur les grandes déviations, celle de Sainte-Lucie, eh bien, il va falloir passer les étapes. Nous avons engagé, il y a la concertation qui va commencer en octobre, et puis après les grandes étapes, le foncier, on s'est mis d'accord avec la commune, les DUP, les autorisations environnementales avec le CNPN, où il faudra parler encore d'éviter, de réduire ou de compenser, mais ça vaut pour n'importe quel projet routier, n'importe lequel. L'A69 a été arrêté par le juge, ce n'est pas encore ce qui a été arrêté. Ce n'est pas nous qui avons décidé des autorisations, des évolutions réglementaires environnementales. C'est la réalité qui s'impose partout. Partout. Donc oui, on fait en fonction de cette réalité. Et lorsqu'il n'y a pas de somme, c'est parce qu'au départ, il y a l'ensemble de ces éléments-là de maturation qui montent, et après on met la somme. Document économique, comme l'a dit Louis Pozzo-Libourg, on met la somme lorsqu'on peut commencer l'opération. Donc, c'est un document économique et de bonne gestion où on peut adapter, où on peut prévoir, et on ne dit pas de bêtises. On ne ment pas. Donc, je vais revenir au dernier propos de Jean Martin. Après, je reviendrai sur ce qu'a dit Paul Félix et d'autres, évidemment, hein, parce que beaucoup de choses ont été dites, et de bonnes choses. Je sais, Monsieur le Président, mais c'est important, moi, que vous vouliez... Donc, Jean Martin parle des contrats, CPER, des recettes, etc. Mais ça, ce n'est pas la faute de la collectivité de Corse. Les années 90, c'était des belles années au niveau financier. Au niveau de la certitude d'un État fort qui était capable de financer. Le déficit public de l'État, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Ce n'est pas nous qui avons créé le déficit public de l'État. Le quoi qu'il en coûte, les cotisations patronales, la fin de la taxe d'habitation. Pas nous. Qu'on le subisse, collectivités ici, comme Carole Delga, comme d'autres, malheureusement, parce qu'on n'est pas autonome, de réalité. Mais ce n'est pas nous qui créons la situation financière d'aujourd'hui. L'hypothèque, il faut la demander à l'État. La question que doit faire cette Assemblée en l'état du droit, c'est d'être prête. Nous sommes prêts. En l'état des recettes, vous nous reprochez les recettes, mais ce n'est pas nous, contrat de plan, PUI et consorts à l'époque. C'était des périodes heureuses, très heureuses. Vous aviez des certitudes financières parce que l'État, en PUI, en contrat de plan, était capable de s'engager. Aujourd'hui, l'État n'est pas capable de s'engager, malgré sa parole. On verra. C'est pour ça qu'on parle de PPI de combat. Mais ce n'est pas notre faute. Il faudrait regarder des gouvernants aujourd'hui qui sont au pouvoir, ceux qui sont au centre, ceux qui sont à droite, ceux qui ont vocation à voter un PLF là, en 26, ou à voir s'ils ne vont pas le voter. Est-ce qu'ils vont dire on va plus diminuer aux collectivités locales, on va plus diminuer aux cotisations patronales dans nos entreprises? Est-ce que vous êtes d'accord pour diminuer aux collectivités locales, communales, intercommunales ou régionales? Nous, on le dit que non. Mais est-ce que tout le monde est capable de dire la même chose? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, donc, on voyage par rapport à un PTIC finissant dont on a dit ce qu'il était. C'est un document économique, comme l'a dit Louis Pozzo-Libourg, donc on dit la vérité. Première étape, PTIC finissant, on regrette, Angèle, que 40 millions d'euros aient été enlevés de l'enveloppe dévolue à la collectivité territoriale de Corse, 250 millions d'euros. Elle était dévolue, on lui a enlevé 40. On n'était pas obligé de financer Monte, on pouvait financer Monte sans enlever à la collectivité. On a financé Monte, l'État a financé Monte, en l'enlevant à la collectivité. Eh bien, ça, ce n'est pas normal. Si vous êtes d'accord avec ça,
C'est votre choix. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on enlève 40 ou 250 qui étaient fléchés à la collectivité, qui sert l'intérêt de la Corse et de ses territoires. On enlève donc aux routes pour financer Monte. Mais ça, c'est le choix de l'État qu'on n'accepte pas. Vous l'acceptez, dont acte. C'est votre choix de l'accepter. Nous ne l'acceptons pas. Et nous disons aux Corses que nous n'acceptons pas qu'on enlève 40 millions d'euros qui étaient fléchés à la collectivité de Corse. Fléchés, parce qu'on aurait pu le prendre sur l'enveloppe communale, intercommunale. Il y avait 250 et 250. Ils auraient pu choisir d'arbitrer parmi les enveloppes communales intercommunales, parce que le CIVADEC est un syndicat d'intercommunalité. C'est pas ce qu'ils ont fait. Il n'y en a pas assez, on en enlève à la collectivité. C'est pas grave les routes, c'est pas grave les routes des Corses, c'est pas grave le train, c'est pas grave l'eau. Ben, on dira aux Corses que c'est pas grave. Ou remettre les 40 millions du PEI qui étaient prévus et que la ministre Gouraud s'était engagée à réabonder sur le PTIC. Entre autres. Entre autres. Donc, très rapidement, parce que je sais que le temps nous est compté et que le président veut aussi s'exprimer, y compris sur la question de l'administration, de l'entretien, etc. Je sais. Bon, c'est un document, je le répète, qui parle de modernisation et de maintenance, donc d'opérations de travaux. D'ici octobre, je l'ai dit en introduction, je le redis, et d'ici octobre, il y aura une concertation, il y aura une planification de l'entretien, de l'organisation administrative et de l'entretien par secteur, en collaboration avec les services, avec les élus, avec la Chambre du territoire et d'autres, pour arriver avec une planification calendaire sur l'entretien. Moyens, matériel, est-ce qu'on fait dans un endroit en régie, est-ce qu'on fait en mixité avec les entreprises, à quelle intervention on intervient? Ça, c'est le mois d'octobre. Donc on scinde les deux. Le débat, on va l'avoir, ne vous inquiétez pas, y compris budgétaire. On va l'avoir. On va l'avoir et nous sommes... Donc, revenons à ce rapport-là. Le rapport dit « grosse opération de maintenance ». Alors, j'entends, on regrette le département. Mais, évidemment, j'étais maire, hein. J'étais maire, hein. Mi rammento, quando au bord quand l'abbiamo portato un tarro au bord del Zoabo, encore les trous qui arrivent sur la route de Lozzi. Mais ce n'était pas les trous d'il y a 6 mois, hein. D'accord? Les trous sur la route de Lozzi. Ce n'était pas les trous d'il y a 6 mois, ce n'était pas l'intempérie d'il y a 6 mois qui avait créé les trous. C'était 30 ans. D'accord? Moïda Verde, vous voulez qu'on parle du Moïda Verde? Parce qu'il ne votait pas le bon endroit, etc. etc. Ce n'était pas un PPI à l'époque hein, qui régissait l'attribution de la maintenance. Ce n'était pas un PPI. Alors, selon le Conseil général, ça pouvait être très bien fait, mais globalement, ce n'était pas trop PPI hein, en termes d'équité, de critérisation et d'affichage, comme on le fait dans ce document. Donc, moi, je ne regrette pas cette époque-là. Que l'on dise qu'il faille renforcer le lien, oui, mais à partir de l'amélioration, de grande amélioration qu'on a fait aujourd'hui. Parce que les 128% de programmation sur le département, on ne les a pas inventés. Bediva de Petroseda, attendu depuis 20 ans. Fatta. Casaluna, fatto. Col de Bataille, attendu depuis 10 années. Fait. Et puis on peut continuer. 9 millions d'euros 2018-2024 dans le Bozio. Plus 2 cette année en maintenance. Plus 2 cette année. On a fait une réunion de territoire la dernière fois. J'aurais aimé vous y voir, mais on ira ensemble une prochaine fois, madame ma vice-présidente. 11 millions d'euros en 8 ans sur le Bozio. Normal, mais 11 millions d'euros en 8 ans. Maintenance, fait. 6 réalisés, 9 réalisés. Donc moi je veux bien qu'on dise n'importe quoi. Mais à Montoado, ci sono i loghi, ci sono le cose fatte, ci sono i chiffres, ci sono i budgetti. Est-ce qu'il faut faire plus? Bien sûr. Et comment? Bien sûr qu'il faut faire plus. Maintenant, parlons un peu d'Ajaccio. Alors, merci Christelle pour le compliment. Je ne pense pas que ce soit qu'à moi qu'on tienne le PPI. Le PPI existait, etc. Alors, je vais me permettre de répondre à la fois à Charlie et à Christelle de manière évidemment amicale. D'abord à Charlie. Bon. Quand Ajaccio fait, c'est son choix, CAPA, vous savez qu'on n'a pas tout à fait d'accord, un téléporté. Il ne s'est pas posé la question de savoir s'il y avait un PPI de la collectivité de Corse sur des réseaux publics qui appartiennent à la collectivité, conformes à la compétence aménagement de la collectivité et au PADUC. Parce que le PPI date d'avant le téléporté, bien avant. Et les choix, ils se sont déroulés. Après, on peut dire qu'ils sont pas là, mais ils se déroulent. Après, quand un PPI part, ça part. Hein. Mécanique financière, administrative, les haltes ferroviaires, la commande centralisée. Je rappelle, 45 millions d'euros de commandes centralisées réalisées à juin 25. Réalisées, 45. C'est bien pour l'augmentation des fréquences. C'est pas pour faire beau. Donc les choses partent. Donc il y a bien eu une décision politique, je dirais, de réaliser un équipement après
un document programmatique majeur, il n'y a pas eu concertation. Vous l'avez fait, PTIC fléché, la collectivité n'a pas été associée sur le PTIC fléché parce que c'était la dichotomie commune-interco, les coûts partent, comme ça a été dit, et nous on doit suivre. C'est pas comme ça que ça se passe. Oh. Vous le savez, vous êtes de la Corse. Il faut être sérieux dans la vie, sauf à vouloir forcer à tout prix les mains. Est-ce qu'on a été concerté? Non. Il y a un PPA qui part. Première version du PPA, il n'y avait qu'un scénario privilégié. Un scénario, déplacement de la gare à Saint-Joseph. Vous saviez que ce n'était pas possible. Le PPI était parti avant, le PADUC était là. Et bon, il a fallu l'arbitrage, un comité de pilotage pour revenir aux 2 scénarios à discuter, qui a eu lieu le 18 juin dernier, dont acte. Nous ne sommes pas contre le fait de poursuivre les 2 scénarios. Mais vous savez très bien qu'on est extrêmement convaincus, sinon les décisions n'avaient pas été faites depuis 2017, de faire tous ces investissements, pas pour des raisons politiciennes, pour le bien des Corses et des Ajacciens, d'avoir un tram-train qui fait 46 allers-retours jour, qui vient en centre-ville. Toutes les grandes villes ont un tram-train qui arrive en centre-ville. Nice, tout le monde. Pour la décarbonation, pour le gain économique des usagers, etc. Donc nous en sommes extrêmement convaincus. C'est pour ça que vous avez un focus dans le domaine. Mais on ne craint pas le débat du PPA, mais force est de constater que c'est parti sans concertation de la grande collectivité qu'est la collectivité de Corse. La libre administration des collectivités locales en état du droit, c'est dans les 2 sens. C'est dans les 2 sens. C'est le respect de la commune, c'est le respect de la collectivité de Corse. Donc, on est en l'état d'un PPA. On est prêt à discuter de le PPA. Mais effectivement, le tram-train est acté et bien concrètement acté, quoi qu'il ait été dit dans cette Assemblée, en 2031 en acquisition à Ajaccio pour mise en service 2032 et en 2029 à Bastia pour mise en service 2030. 8 et 6. Pour cette montée en puissance qui va faire que la révision des AMG ira sur les lignes intérieures, qui fait que la Balagne va aussi en bénéficier, qui fait qu'on va pouvoir parler du fret, éventuellement du transport des déchets, etc. Bon, ce sont des choix d'aménagement forts que nous avons déjà réalisés il y a longtemps et qu'on continue de faire parce qu'il y a eu des dizaines de millions d'euros investis. Des dizaines. C'est 22 millions d'euros par an, 23, 24 et 25, le faire. 66 millions d'euros sur 3 ans. Ce n'est pas parti que d'aujourd'hui, ce n'est pas un débat d'il y a 6 mois, c'est des choses qui sont parties il y a longtemps et qui faisaient partie du PPI. Bon. Est-ce que ça nous empêche de solder le débat PPA? Non. Mais donc oui, le tram-train est affiché en programmation. Il y a le PPA, la préfiguration continuera, les études, et on verra, en fonction des débats techniques auxquels nous sommes totalement ouverts, mais nous avons une conviction profonde. Il est normal qu'on continue ce choix-là, puisque c'est le choix passé. Ça, c'est pour le tram-train. Sur la question de Bolliccione. La question de Bolliccione. Alors, je regrette le fait qu'après l'échange téléphonique de ce matin, puisque vous l'avez évoqué vous-même, alors qu'on avait convenu une réunion de travail et auquel j'ai dit un certain nombre de choses sous l'autorité du président au maire, que vous relativisiez cette réunion et que vous fassiez cet amendement, c'est-à-dire que vous rejetez l'offre de réunion de travail pour faire l'amendement, que ce n'était pas exactement ce que j'avais que comprendre de la fin de la conversation avec monsieur le maire. Bon. Et ce n'est pas exactement ce qu'on avait convenu, mais bon, donc pas grave, hein, on peut changer d'avis même en 5 minutes, ce n'est pas le souci, mais je suis obligé d'en prendre en compte. D'accord? Alors, je vais être très clair sur la question de Bolliccione. Bolliccione, opération donc qui était actée bien avant ce PP actuel. Très clairement, nous avons soldé toutes les démarches réglementaires, donc y compris 2 fois CNPN, refus, 3e. Donc, opération irréversiblement engagée sous notre mandature. C'est nous qui aurons fait cette pénétrante. Et on ne le dit pas de manière politique, on le dit parce que je me rappelle être allé avec l'autorisation du président en 2016 dans le bureau de l'époque. C'était monsieur le maire, monsieur Marcange, avec le directeur de cabinet, pour dire qu'on comptait mettre 80% du PUI sur les infrastructures ajacciennes et qu'il fallait voir aussi pour la rocade. Le fait est que la rocade a été faite, conformément à ce plan où nous sommes allés en mairie le dire, d'accord, voilà, 14,3 millions d'euros quand même, hein, 100%, ça a été dit, et on continue ce qui a été acté. Il y a eu ce corps 10, la pénétrante attaque, et ça va dérouler. Le reste avant, c'est quoi? C'est la question foncière, question environnementale, oui, c'est les questions de sérieux, de conduite de projet. CNPN 2 fois refusé sur la compensation, accepté la 3e fois, 120 hectares de compensation. L'opération est enclenchée, elle n'est pas arrêtée parce que les conditions environnementales de déport de déblais dans le calendrier qui est prévu dans le calendrier des travaux et les travaux reprendront à la rentrée parce que c'est normal. Ça fait partie pour les zones environnementales, le dépôt de déblais fait partie des procédures normales de mise en place de travaux. Donc il n'y a pas du tout d'arrêt de travaux. Donc après on peut continuer à... Et donc, on est à 5 millions d'euros de crédit de paiement en 25 qui ont été votés, 5 millions d'euros de crédit de paiement en 26, l'opération continue. Donc elle continue, elle ira à son terme.
Donc, et ça sera issu de cette politique d'équité territoriale que l'on assume. Voilà, nous les nordistes, on a dit, il fait 80% du PUI sur Ajaccio. Je me rappelle que ça faisait un peu les yeux ronds à tout le monde, c'est comme ça. C'est notre vision des choses. Voilà, donc, elle continue sur la question de la dénivellation. Oui, la dénivellation, comme vous le savez, tout maître d'ouvrage peut à tout moment interrompre un marché en responsabilité politique parce que nous sommes compétents en la matière, si on le décide pour des raisons budgétaires. Et nous avons assumé nos responsabilités. Pourquoi? Et on l'a dit, on l'a expliqué, je l'ai dit au maire ce matin. D'abord, on n'a pas dit que c'était annulé. On a dit que c'était ajourné. Après, on peut entendre tout et n'importe quoi derrière ce qu'on dit, mais ajourné, c'est on phase. Et on préfère dire, voilà, plutôt que d'arrêter l'opération. Pourquoi? Parce que sur l'ensemble des tronçons de l'opération, on risquait d'avoir un surcoût de 15 à 20 millions d'euros. Alors on a préféré, effectivement, en bon gestionnaire des deniers publics, dire on a un PEI, on va le consommer comme il faut. Nos avis techniques, auxquels nous faisons extrêmement confiance et auxquels, encore une fois, une communauté de vue d'intérêt convergente, estime que, dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, c'est bien ce que j'ai dit au maire ce matin, en élargissant la capacité de rond-point à 4 voies, notamment dans mes avis, et en privilégiant le fait de desservir Stillette et l'hôpital, on permet d'assumer le flux, et ça permet, y compris dans les travaux prévus, il y a un surcoût prévu, c'était à 44, on est à 50 là, dans le tableau. Il y a un surcoût prévu pour permettre de positionner la dénivellation avec un plan de financement à demander à l'État et dans un calendrier dont nous avions convenu de définir dans une réunion ensemble de travail avec monsieur le maire ce matin. Plus clair, je ne peux pas être. Donc effectivement, introduire là dans le PPI n'aurait pas de sens par rapport à ce phasage-là. Mais ça ne veut pas dire que la dénivellation est abandonnée. Elle n'est pas abandonnée. On continue l'opération et en phase numéro 2. Donc la réponse est très simple, elle est très claire. Pour des raisons de surcoût immédiat, on préfère gérer comme ça parce que c'est techniquement en gestion de flux permis. Et on projette la dénivellation à un temps concret, réalisé, sans altérer le Stillette, l'hôpital, etc. Revenir quand même, ce n'est pas nous qui avons fait les hôpitaux sans route, hein, à Ajaccio. On n'y est pour rien. Hein, je veux dire, on essaie de rattraper les choses comme tout le monde, comme chacun ici. Donc voilà la question de Bolliccione. Après, beaucoup de choses ont été dites sur le rural, sur alors, le lien au territoire, sur le plan d'entretien, d'accord, je renvoie à octobre, parce que c'est un débat qu'on aura ensemble. Donc voilà, ce n'est pas pour fuir le débat, c'est pour dire on fasse les choses. Aujourd'hui, on est sur un tableau de programmation, un document économique et un outil de pilotage, comme c'est indiqué, avec des choix forts dans le routier ajaccien, dans le ferroviaire, dans les travaux de modernisation. Après, je viendrai sur les créneaux de dépassement, ce qu'a dit Paul Fay, parce que c'est important. Avec un classement de voirie, avec une priorité liée à la maintenance, où on n'est pas au petit bonheur la chance, où on vous dit qu'il y a des critères d'état de route, des critères d'état d'urgence sur les ponts d'ouvrage d'art, qui fait qu'on peut objectiver l'intervention maintenance aujourd'hui d'une manière plus forte. Je parle des grosses opérations maintenance, et auxquelles nous aurons à demander à l'État de financer avec nous, autonomie ou pas, l'opération maintenance, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas financé, et que les fonds européens ne le permettent pas. Et l'amiante. Et le truc, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on vous demande de travailler ensemble. Sur la question des créneaux de dépassement, il y a des créneaux de dépassement prévus dans le projet. Ils sont clairement prévus dans les grands axes. Après, sur la voie de l'Est, d'abord, je veux dire une chose, hein, des opérations routières qui seront présentées en session en septembre, et il y a quelque chose qui est important, qui est indiqué dans le rapport, qui revoit ce qu'a dit Paul Fay, qui est indiqué, c'est le classement des voiries à grande circulation. Le fait de classer les grandes voies à voiries à grande circulation permettra d'éviter un urbanisme, je dirais complètement, notamment le long des voies, à 100 mètres des voies. Donc ça, c'est prendre la main réglementaire sur l'urbanisme autour des voies. C'est prévu à travers le rapport de septembre par rapport à l'urbanisation. Et à l'Est, si on a difficulté à faire des crédits d'un dépassement à l'Est, c'est parce qu'il y a eu trop d'urbanisation. On a un problème, trop d'urbanisation qui a été fait le long des voies. Et ça, c'est une réalité qui est une réalité physique, comme la clarité de déviation sur la question environnementale. Bon, moi, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Bon, oui, Pierre-Paul qui dit qu'il n'y a pas de concret. Bon, évidemment, il ne sera pas étonné d'entendre que quand on aura le tableau des opérations ferroviaires derrière, il y a des crédits de paiement sur les gares, sur les haltes, y compris sur les trams-trains, comme je l'ai indiqué, y compris sur les opérations routières de modernisation. Il y a une équité territoriale qui est assumée, y compris sur la crainte de Georges, notamment dans l'extrême sud sur les routes de Marina-Fior, elles sont prévues. Il y a des routes qui sont prévues et qui sont prévues avec crédit de paiement, donc c'est-à-dire crédit de paiement concret début, comme la pénétrante a débuté, ces opérations vont débuter, et comme il y a bien eu 85% de programmés. Après, si vous voulez qu'on fasse un petit éductour
pour regarder avec le casque sur la tête pour voir les travaux réalisés. Moi, je suis d'accord, hein, ça peut peut-être changer la vision qu'ont les élus de ce qui a été vraiment fait, al di là delle chiacchiere e di politichella. Al di là delle chiacchiere e politiche, c'è assai politichella, sto paese sappiamo, ci n'anco qui, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je pourrais dire de manière générique. Je n'ai pas forcément répondu à tout le monde de manière très, très ciblée. Le lien au territoire, oui, hein, on est d'accord, il faut y travailler. Réforme administrative et consort, je laisse ça pour le chef de l'administration, qui est le président exécutif, entre autres. Il me semble avoir essayé de parcourir un peu l'ensemble des données. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Office des Transports. Monsieur le Président de l'Exécutif. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, les routes et les infrastructures, c'est un sujet passionnant et passionné. Je vous remercie pour vos interventions. Je remercie bien sûr Jean-Félix Acquavive pour son engagement dans ce dossier. Je voudrais dire quelques mots complémentaires, mais sans rentrer bien sûr dans le détail des problématiques importantes, essentielles qui ont été abordées de façon croisée. D'abord dire qu'à partir du moment où un PPI s'inscrit dans la durée, forcément il nous oblige à avoir un regard sur une durée longue. Donc on a évoqué ce qui pouvait se passer avant. Je pense que chacun a son vécu et son expérience de cette histoire. Et ça a été dit par la présidente de l'Assemblée de Corse, une histoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et je pense que la façon dont nous traitons aujourd'hui la chose publique, au-delà des appartenances, elle a évolué profondément. Le monde a changé, la Corse a changé, quelquefois en mal, quelquefois aussi, je l'espère, en bien. Et dans un certain nombre de façons d'aborder les choix politiques, je pense que ça a changé en bien. Mais je pense que cette évolution, désormais, elle est irréversible. En tout cas, je le pense et je l'espère. Et que si demain, il devait y avoir, et il y aura forcément des alternances, ici et ailleurs, je pense qu'il y a un certain nombre d'acquis sur lesquels on ne peut pas revenir. Et moi, avec d'autres, je suis fier d'avoir contribué, me semble-t-il, à faire que cette évolution intervienne. Elle était appelée aussi par l'évolution globale de la société, par l'attente et les demandes des citoyens, mais cette évolution, elle existe. Première observation sur le temps long. Deuxième observation sur un temps un peu moins long, c'est que quelque part, cette PPI nouvelle, elle est la prolongation de la PPI de 2017. Et donc oui, elle est aussi largement, et c'est en ce sens, me semble-t-il, qu'il faut entendre les interventions de celles et ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, mais qui étaient hier dans la majorité. Elle est aussi une forme de continuité par rapport au choix que la majorité de 2015 a fait. Et donc, c'était des choix politiques forts, me semble-t-il, importants, cristallisés dans la PPI de 2017, la première de l'histoire, sous une mandature nationaliste. Cette première est intervenue. Et je veux aussi avoir un mot pour les femmes et les hommes qui, depuis 2015 et donc depuis 2017, date de la première PPI, ont eu plus directement en charge la responsabilité de la mettre en œuvre sous mon autorité. Donc il y a eu, vous le savez, au départ, Jean-Félix Acquavive, il y a eu ensuite Valina Borromée, et il y a eu également Flora Mattei, même si elle n'avait pas expressément la totalité de la délégation sur les infrastructures. Ça, c'est pour les élus. Et puis, il y a aussi l'administration. Et donc, là aussi, il y a une continuité. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes de l'administration de l'époque qui continuent à travailler dans l'administration. Il y avait des responsables. Ils ont contribué à la réussite, y compris l'ancien DGA, Daniel Laborde, y compris, par exemple, M. Morvan, qui est aujourd'hui à la CAPA, et beaucoup de femmes et d'hommes qui étaient dans les anciens conseils départementaux et qui sont des gens de qualité. Et donc cette continuité
administrative aussi, il faut la souligner. Et moi, je voulais leur rendre hommage à ce double titre. Et puis, il y a également, dans cette PPI, une part de nouveauté, d'innovation, de renouvellement, continuité dans des choix politiques. Par exemple, l'équité. L'équité, c'est fondamental. Ça a été exprimé à travers le prisme souvent d'Ajaccio pour une double raison. D'abord parce que nous avons souvent été critiqués par l'opposition, notamment ajaxienne, et ensuite parce que c'est le volume le plus important. Et bien sûr, quand on passe de 0 à 80 millions d'euros, 0 entre 2002 et 2015 pour le PEI et 80 millions d'euros quand on arrive nous en 2016, alors que c'est vrai, à l'époque, que ce soit Jean-Félix Acquavive, Vanina Borromei ou moi-même, on n'est pas d'Ajaccio. Et souvent, y compris au titre, et si on regarde la cartographie des décisions qui ont été prises par les différentes institutions, il y a un tropisme. C'est vrai qu'en général, on est rattrapé par son histoire personnelle, familiale, son enracinement, et si on regarde les cartes des différents responsables qui se sont succédés, on voit que souvent, il y a eu des choix, y compris dictés par un enracinement géographique. Nous, on n'est pas d'Ajaccio, mais quand on a considéré que pour des raisons X, Y et Z, sur lesquelles je ne reviens pas, il y avait eu 0, nous, il restait 100 millions d'euros, on en a mis 80 sur Ajaccio et la grande région ajaxienne. Et pourtant, on était opposants en politique, avec celles et ceux qui étaient en responsabilité. Et il me semble qu'on fait la même chose partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Après, il y a des choix politiques, mais je vais y venir. Un autre choix, rapidement, c'est le choix de l'intérieur. Je me tourne vers les élus qui sont intervenus, y compris en leur qualité de maire, ou tout simplement, même s'ils ne sont pas maires, parce que nous sommes fondamentalement attachés à l'intérieur et au rural. C'est vrai qu'il y a eu surprogrammation sur les routes départementales, y compris dans un contexte budgétaire contraint. Et je ne peux pas manquer de redire, c'est fondamentalement de la politique. Le préfet Le Large, au nom de l'État, il me l'a dit, et je vous le répète, parce que c'est important, il n'y aura plus 1 euro, ni pour les routes, ni pour l'intérieur, de la part de l'État, sur les grands projets stratégiques. Parce qu'il m'a dit, aujourd'hui, il y a 80%, il n'a pas dit des Corses, il a dit il y a 80% des personnes, des habitants, Conseil d'État, qui vivent autour de Bastia, autour d'Ajaccio, autour de Porto Vecchio. Et dans 15 ans ou 20 ans, il y en aura 95. Et donc, c'est pas... Je reprends sa phrase, les routes, c'est un problème du 19e siècle, à tout casser du 20e. Et le PTIC, c'est pour le 21e siècle. Sauf que je lui ai répondu, mais le problème, c'est que les problèmes du 19e et du 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été traités. Ça, c'est une. Et deux, j'ai dit, notre vision, elle est fondamentalement différente. Parce que nous, notre objectif politique, c'est de rééquilibrer les choses. Et que dans l'idéal, nous voudrions que dans 20 ans ou dans 25 ans, il y ait par exemple 60% des gens qui vivent autour de Bastia et d'Ajaccio et de Porto Vecchio et 40% qui vivent dans les villages. Ça, c'est notre vision. Et tout en découle. Alors, une fois que j'ai dit ça, un mot, parce que c'est vrai que l'opposition, la droite, Avancem ou Corim Front, a joué un rôle d'aiguillon dans cette affaire, y compris en nous taquinant. Taquinant, le mot est faible. Le mot est faible, mais c'est le rôle de l'opposition. Et Yacine te l'a dit aussi. Je veux dire, nous, on a été dans l'opposition, on a attaqué, y compris quelquefois de façon injuste, un peu surjouée, etc. C'est la règle de la démocratie. Vous avez été là, vous nous avez dit, on l'aurait fait. Peut-être qu'on l'aurait fait moins vite, pris par les autres urgences. Vous nous avez poussé à le faire, j'ai pris un engagement, il a été respecté, vous le savez, c'est normal. Donc, 2 mots sur le bilan, parce que c'est vrai qu'on a un problème de communication, et moi je rejoins ce que dit Charlie. Je veux dire, quand on est en responsabilité, entre 700 millions d'euros à investir ou 900 millions, si on a besoin de 900 et qu'on n'a que 700,
En tant que gestionnaire de la chose publique, on sait qu'on a 200 millions de sacrifices à faire. Mais les gens, les citoyens, ça ne les intéresse pas, ça. Que ça ait coûté 700 millions ou 1 milliard, si on les a, tant mieux. Mais si les choses ne sont pas faites, y compris pour de bonnes raisons, on n'est pas content. Et donc, nous, il faut qu'on trouve l'équilibre entre notre discussion budgétaire, politique, et après l'explication. Moi, où je rends aussi hommage au travail qui a été fait par les services et par Jean-Félix Acquavive, à travers la formalisation, c'est de permettre de revenir au fait que il y avait un PPI, parce que nous-mêmes l'avions oublié finalement, et surtout qu'il a été exécuté dans des conditions extrêmement satisfaisantes. C'est vrai que les chiffres globaux ne veulent rien dire, mais quand même, je veux dire, quand on dit aujourd'hui aux Corses, écoutez, on avait prévu 1 milliard d'euros sur les 8 ans dans les infrastructures routières, et on en a mis 868, c'est-à-dire 86% de taux de réalisation et d'exécution. Ça parle à tout le monde. Et quand après on rentre dans le détail et qu'on voit que ça a été fait équitablement avec une logique politique, etc., je pense qu'on rassure les gens. Après, il y a aussi ce qu'a dit Louis. C'est-à-dire, il faut distinguer entretien et maintenance et investissement. L'entretien, ça nous remonte, on en a parlé souvent. Et c'est là où je veux dire aussi qu'il y a une forme de rupture, et je termine mon propos sur la suite et quelques mots que je voudrais dire sur le fond. Il y a une continuité, mais il y a aussi une volonté de donner un élan nouveau, malgré les difficultés. Et cette volonté de donner un élan nouveau, elle se traduit aussi dans des changements dans l'administration, elle se traduit dans le changement de méthode entre le Conseil exécutif et l'administration, et elle doit aussi se changer, je me tourne vers notre collègue Jean-Noël Profizzi, dans le changement de méthode, dans la relation, notamment dans le domaine des infrastructures et particulièrement dans le domaine des routes, le changement de la relation, je m'adresse aussi bien sûr à Pierre-Paul parmi les intervenants, entre la collectivité de Corse, les communes, les intercommunalités et les territoires. Quelques mots là-dessus. Je laisse de côté le travail interne, conseil exécutif et administration. Mais je me tourne vers l'administration pour vous remercier, comme l'a fait le conseil exécutif, du travail qui a été mis, la qualité du travail qui a été réalisé. Donc Michel Godot-Pacini, vous le connaissez, il était déjà DGA. Il s'est approprié cette matière il n'est pas ingénieur de formation. Par contre, il a eu aussi un regard de planification, de systématisation, etc., que sa formation initiale, me semble-t-il, lui permet d'avoir. Et puis, il est accompagné, vous le savez aussi, par des cadres qui, eux, sont des professionnels de l'infrastructure. Monsieur Pierre et Monsieur Boudjan, qui sont ici, d'autres qui n'y sont pas, et moi, je veux saluer ce travail. Ce sont des gens qui, pour les uns, étaient dans les conseils départementaux, pour les autres, dans la collectivité territoriale. Pour les derniers, ont été recrutés, ont intégré les équipes. Et il y a un choix aussi qui est un choix de donner à celles et ceux qui sont jeunes, qui ont un regard sans doute quelquefois nouveau, disruptif, j'assume le terme et je le revendique, et bien de prendre toutes leurs responsabilités. Et ça, à mon avis, c'est important parce que ça participe aussi de ce qu'on a fait depuis décembre, avec le nouveau DGS, avec le nouvel organigramme, avec le travail qu'on a fait, y compris, je me tourne vers Chantal, dans les instances internes type CT. Je souligne aussi d'ailleurs, le travail et l'engagement des organisations syndicales qui expriment quelquefois leurs désaccords, mais on essaie de travailler dans le même sens. Sur la méthode, Jean-Noël, sur la méthode, quelques remarques, et c'est aussi politique. D'abord, faire remarquer que lorsqu'on prend la parole, même si Hyacinthe l'a dit, nous sommes ici des élus de la Corse, ça a été reconnu par Louis, ça s'est vu à travers les interventions, forcément, même si on prend des décisions en fonction de la Corse, quand il y a un document d'ensemble, on l'aborde aussi par le prisme de notre ancrage local. Tout le monde le fait, c'est humain. Et c'est aussi un des éléments, et je le mets en perspective avec la réflexion sur nos institutions. Quand on dit la collectivité de Corse, elle est trop déconnectée des territoires,
et notamment des communes, etc. Faut-il revenir à ce qu'étaient, par exemple, les 2 conseils départementaux? On ne reviendra pas en arrière, on le sait. Est-ce que la bonne réponse, j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer vite, c'est de dire qu'il y aura, par exemple, 10% des élus qui seront élus sur une base cantonale? Ça fait partie de notre débat. L'Assemblée de Corse s'est prononcée à 2 reprises contre. Je ne pense pas que ça soit la bonne réponse, parce que cette représentation censée assurer une représentation territoriale, elle reste minoritaire au sein de l'Assemblée et elle transpose un fait territorial en l'institutionnalisant qui est contraire à ce qu'est l'institution. Par contre, la Chambre des territoires, je pense effectivement, et à droit constant, et dans une perspective qu'elle doit avoir une dimension beaucoup plus forte. Dans la Chambre des territoires actuelle, toutes les intercos sont représentées. Les grandes intercos comme les intercos du rural et de l'intérieur, et à parité. Elles ont le même, c'est-à-dire que l'interco Pasquale-Baud, il y a le même nombre de représentants que la CAPA ou la CAB. C'est important. Comment on peut faire mieux? On travaille systématiquement avec le bureau élargi, mais c'est vrai qu'on a un problème aujourd'hui d'absentéisme. Et d'absentéisme qui n'est pas une critique vis-à-vis de ceux qui ne siègent pas, qui montre aussi qu'on n'a pas su suffisamment optimiser. Moi, je l'ai dit, dans le cadre du processus de révision constitutionnelle, et en toute hypothèse, en dehors de celui-ci même, je suis favorable à un renforcement des prérogatives de la Chambre des territoires. Et ce type de dossier est par définition celui où on peut penser à une implication beaucoup plus large. Non seulement en amont, mais je l'ai dit aussi, c'est sur la table des discussions, y compris en termes décisionnels. On peut penser que dans un certain nombre de domaines, par exemple les routes ex-départementales, eh bien, il y ait l'implication de la Chambre des territoires, non seulement en termes consultatifs, mais en termes de codécision. Donc ça, c'est pour l'avenir, mais je le pose quand même. Donc, voilà pour le bilan. Un autre aspect du bilan, parce que le document n'est pas seulement un document de programmation, il a également, et ça a été dit là encore par Louis Pozzo-Liborg, des enjeux économiques puissants, notamment vis-à-vis des entreprises et des artisans, les grosses et les petites. Moi, je ne peux pas passer sous silence, je ne voudrais pas que nous passions sous silence ou que nous ne prenions pas la mesure du travail qui a été conduit pendant 10 ans, depuis 2015, pour faire évoluer le cadre structurel de la commande publique, et notamment dans le domaine des infrastructures routières. C'est fondamental. Paul Félix a raison, ça a été dit par Jean-Félix Acquavive, Paul Félix Bennett l'a repris en disant « vous ne pouvez pas comparer à cause de l'inflation, etc. » C'est vrai qu'il y a eu 15 à 20% d'inflation sur la période considérée, et que donc les 104 millions annuels, ne sont pas les mêmes selon qu'on les considère en 2015 ou 2005 ou en 2025. Mais comme l'a dit Jean-Félix Acquavive, et c'est vrai aussi, ce qu'on a perdu par rapport au coût de l'inflation, on l'a gagné à travers les économies réalisées. Et ce n'est pas seulement technique, c'est fondamentalement politique. Lorsque on fait évoluer la commande publique pour aller dans le sens de l'allotissement géographique, pour aller dans le sens des marchés multi-attributaires, pour refuser d'attribuer lorsqu'on considère que les enveloppes sont dépassées, on fait un choix politique. Lorsque on demande à nos équipes de travailler pour faire évoluer les techniques, et notamment l'enrobé à froid, qui nous fait gagner des sommes considérables sur certains types de chantiers dans des conditions techniques équivalentes, on fait évoluer aussi l'offre des entreprises et on leur permet de se mettre à niveau et on introduit une véritable concurrence. Il y a aujourd'hui, ça a été dit, plus de 60 entreprises qui se positionnent régulièrement et qui ont accès à la commande publique. Lorsqu'on met en place et qu'on décline le Corsican Business Act,
pour permettre non seulement aux PME, mais même aux artisans d'accéder dans de meilleures conditions d'entreprise. On influe, y compris, vous le savez, parce que la commande publique est l'objet d'appétit par la criminalité organisée et dans le cadre des pratiques mafieuses que nous sommes engagés à combattre. Donc cette dimension-là, on ne peut pas faire comme si elle était acquise inéluctablement. C'est une volonté politique forte, maintenue pendant des années, quelles que soient les pressions et les difficultés, et qui doit être, et qui est, en tout cas à ma connaissance, parfaitement relayée par l'administration. Et en tout cas, nous y veillons ensemble, élus et administration. Je termine tout à fait. Le PPI n'est pas un document figé, ça a été dit. Il sera présenté, nous l'espérons, tous les ans, au plus tous les 2 ans, mais à mon avis, il faut que ce soit qu'on se fixe tous les ans. Il y a des opérations qui peuvent être conduites et qui n'y sont pas et qui ont vocation à être intégrées. Il y en a d'autres qui peut-être sortiront. Il y a une vision aussi, y compris par exemple la multimodalité. Moi, je me rappelle de la discussion avec, par exemple, des entrepreneurs du BTP qui nous disaient « Oui, mais vous comprenez, cette année, vous avez sorti beaucoup de chantiers, mais c'est sur les chemins de fer et nous, on n'a pas accès. » C'est vrai que chaque décision a un avantage et emporte des inconvénients. Mais je veux dire, on ne peut pas travailler à la multimodalité et s'engager sur la CCVU, réfléchir pour faire financer le renouvellement des matériaux roulants, faire le choix politique, quelquefois contre la volonté de l'État, de renforcer les chemins de fer, et après ne pas monter en puissance sur les investissements du chemin de fer. Mais comme on travaille en enveloppe fermée, dans un contexte budgétaire que vous connaissez, et quand on a 105 millions à investir et que vous passez de 6 millions pour le chemin de fer à 23, 24, pendant 2 ans comme on l'a fait, forcément, à un moment donné, vous devez diminuer ailleurs. Et là, j'en viens à ce qui a été dit par les uns et par les autres, et ça, c'est vrai aussi. Aujourd'hui, nous devons nous mettre en état d'avoir des dossiers matures. Et nous sommes déjà en état de surprogrammation, non seulement par rapport au PTIC, mais par rapport à l'ensemble des financements que nous pouvons mobiliser. Ça a été rappelé par la présidente de l'Assemblée de Corse. Mais il faut aller encore plus loin, bien sûr. Mais je reviens un instant sur la question PTIC, PEI, etc. On ne peut pas inscrire nos analyses en les détachant d'un contexte sur quelques années. Quand Mme Gouraud, c'est pour ça que je suis intervenu, quand Mme Gouraud, à la fin du gouvernement d'Édouard Philippe, et que c'est la fin du PEI, et qu'il reste 40 millions du PEI sur une ligne budgétaire consacrée à la gestion des déchets. Écoutez-moi parce que c'est très important. Et que le maître d'ouvrage compétent en la matière n'a pas pu, pour les raisons X, Y et Z, présenter de projet à financer. Qu'on se met d'accord avec Mme Gouraud, que d'abord on lui demande est-ce qu'on peut mobiliser ces 40 millions d'euros, par exemple, au profit des intercommunalités, par exemple, pour les aider dans le cadre de la politique du tri à la source, que souvent ils n'ont pas les moyens de faire. Est-ce qu'on peut les prendre et les mettre au profit des intercommunalités, par exemple, pour avoir des bacs, etc., pour renforcer les tournées, etc. Non. On essaye, elle nous dit non. D'accord. Est-ce qu'on peut garder, sanctuariser ces 40 millions d'euros, les garder dans les crédits de votre ministère et les réabonder sur le prochain instrument financier qui sera mis à disposition de la Corse? Réponse, oui. Engagement de la ministre, oui. Donc, ce n'est pas 500 millions d'euros pour le PTIC qu'on aurait dû avoir. C'est 540. 540. Et si on avait eu ces 40 qui nous étaient prévus, l'arbitrage qui vient d'être fait, imposé à la collectivité de Corse, indépendamment de la méthode du PTIC, eh bien, il n'avait pas le même impact. Parce que les 40 millions de montées, on les prenait sur ces 40 millions-là. Et on finançait. Tandis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit?
On ne nous a pas donné les 40 millions qu'on devait reporter du PEI et qui ne pouvaient pas être consommés, malgré un engagement clair. Et puis aujourd'hui, on nous a dit ensuite, chemin faisant, 500 millions, il y a 250 millions d'euros pour la collectivité de Corse. Nous, on doit faire nos programmations avec ça. Et il y a 15 jours, très courtoisement, le préfet, ou un mois, le préfet Philippine m'a dit les 40 millions, on les prendra sur les 250 millions d'euros de la collectivité de Corse. Et donc, on passe de 250 à 210. Et donc, tous les projets qu'on finance avec le PTIC, ça impacte notre plan de financement. Et ça, c'est très important, ce qui a été dit aussi. Pourquoi il faut qu'on arrête la guéguerre entre les communes, les intercommunalités et la collectivité de Corse? Que malgré quelles que soient les étiquettes politiques, il faut qu'on trouve un espace stratégique pour discuter ensemble, y compris avec l'État. Parce qu'on ne peut pas avoir une discussion bilatérale entre les communes, les intercommunalités et l'État, y compris pour mobiliser un certain nombre de financements d'État, sans en informer la collectivité de Corse, qui doit venir après, derrière, sans avoir pu faire la programmation, et y compris avec des opérations qui, quelquefois, ne sont pas cohérentes entre elles. Donc, il faut qu'on réouvre cet espace type Corepa en associant systématiquement les communes et les intercommunalités. Ou sinon, on va toujours être dans une logique de concurrence qui va aller en s'exacerbant puisque les crédits deviennent de plus en plus rares. Et donc, c'est la course. Chacun essaye de se positionner au mieux. Et c'est normal. Quand vous êtes maire d'une commune, vous vous dites, il y a une enveloppe fermée. Si moi, j'y vais pas, elle va me passer sous le nez. Et ça a conduit au fait, vous le savez ça aussi, que les préfets, souvent, et les sous-préfets disent oui à tout le monde. Et qu'on a tellement dit oui à tout le monde qu'on est passé d'un taux de financement qui devait être de 80% sur les projets PTIC à des taux de financement à 50 ou 60%. Et quand les communes sont engagées après, vers qui elles se tournent pour avoir les 20% complémentaires et supplémentaires? Vers la collectivité. Mais nous, ça, on ne l'avait pas programmé. Bon, il faut qu'on change la méthode. Et le dernier mot, on a aujourd'hui un PPI qui doit être évolutif, etc. Mais on sait qu'on n'a pas aujourd'hui les garanties budgétaires qui nous permettront de le mettre en œuvre. Et on revient à notre discussion. Dans le cadre de la révision constitutionnelle, mais en toute hypothèse, cette discussion-là, il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on l'ait parce qu'on a besoin d'avoir des financements qui permettent à nos infrastructures de se mettre au niveau. Et ça passe aussi, vous le verrez, nécessairement par une nouvelle contractualisation avec l'État, par le travail qui est fait notamment par la présidente de l'Assemblée de Corse, dans le cadre de ses fonctions au comité des régions, par une renégociation avec l'État et avec l'Union européenne, y compris à travers un renforcement de la prise en compte de la dimension insulaire. Si on met bout à bout nos besoins en matière de route, en matière de chemin de fer et en matière de ports et aéroports, le programme de la CCI pour la mise à niveau des ports et aéroports, il consomme la totalité de la part PTIC de la collectivité de Corse, ou la quasi-totalité. Donc ça, c'est la réalité aussi. Donc voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, on a un bon document. J'ai entendu les critiques des oppositions, mais je pense qu'au-delà de ce positionnement, personne ne peut contester, premièrement, la qualité du bilan, auquel j'associe celles et ceux qui ne sont plus aujourd'hui dans la majorité, mais qui ont contribué à la mise en œuvre depuis 2015, au moins jusqu'à 2021. La qualité du bilan, elle n'est pas contestable. La qualité du travail qui est mis en œuvre et des perspectives claires qui sont tracées, elle me semble tout aussi acquise. Bien, alors il y a un amendement. Charles Volimatch en a un petit peu parlé tout à l'heure dans son intervention. Est-ce qu'il y a une intervention formelle? En tout cas, il faut présenter l'amendement de donc Sof. Non, vous ne reprenez pas? C'est bon? OK. Donc, quel est l'avis de l'exécutif sur cet amendement? Écoutez, l'avis de l'exécutif, il est négatif, puisque j'ai répondu tout à l'heure. C'est un document de programmation qui se tient. Il y a des raisons juridiques, techniques, financières. Nous avons proposé une réunion. Bon, on constate qu'elle n'est pas nécessaire. Bon, là, chambouler la programmation de ce projet alors qu'il est parti, et alors que pour nous, c'est... Voilà, donc on peut effectivement
dans le cadre du PP démocratique, actualiser et réintégrer la dénivellation lorsqu'il y aura une réunion sérieuse. Ça oui, puisque l'actualisation de la PPI est consubstantielle au PPI. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une réévaluation annuelle, ça oui. Et mettre l'amendement maintenant, alors qu'on vient d'évoquer l'arrêt des travaux et pourquoi, pour des raisons de sérieux budgétaire et de consommation PEI, ça ne serait pas sérieux. Et c'est uniquement de l'affichage. Bon, donc, par contre, travailler à l'adaptation d'ici l'an prochain sans problème. Et à voir. Voilà. Juste un mot, excusez-moi, j'ai oublié de le faire. Je m'y suis engagé ce matin. Hein, alors, le conseil exécutif l'a dit, hein, mais je me suis engagé ce matin avec le maire d'Ajaccio à le dire. Quand Jean-Félix Accoyer parle ici, il engage le conseil exécutif. Mais comme j'ai dit que je le dirai moi-même, je confirme ce qui vient d'être dit et sur Bodichone et sur la question de la gare. Sur Bodichone, Jean-Félix Accoyer vous a donné les explications. Sur la gare, j'ai participé personnellement aux discussions dans le cadre de ce dossier. Je redis ici ce que j'ai dit au maire d'Ajaccio, ce que j'ai dit aux différentes réunions et ce que j'ai dit aussi au conseil d'administration des chemins de fer de la Corse et au syndicat des chemins de fer de la Corse. Alors nous, depuis 2015, nous avons travaillé dans le cadre de la multimodalité à permettre aux chemins de fer d'offrir une alternative à la voiture, notamment en Balagne, notamment dans le Grand Bastia et notamment dans le Grand Ajaccio, et en ce qui concerne Bastia et Ajaccio, bien évidemment en amenant les chemins de fer jusqu'au cœur de ville, ce qui est la réalité historique, c'est-à-dire les gares. Donc c'est notre vision, celle que nous avons portée, celle que nous continuons à porter. Deuxièmement, un mot sur les chemins de fer a été discuté devant le conseil d'administration. C'est une vision qui est la même. Évidemment aussi pour les syndicats qui sont très attachés à cette dimension-là pour des raisons historiques, de vision de leur outil et des raisons également de rationalité. Troisièmement, nous avons signé un PPA qui est un PPA de réflexion partagée. Donc les deux options vont être mises en débat et c'est normal. Et de la même façon, j'ai dit que la collectivité de Corse n'avait, notamment sur ce dossier, absolument pas la vocation à imposer quoi que ce soit, ni à procéder par la politique du fait accompli. Le maire d'Ajaccio, président de la CAPA, a dit la même chose, il est dans le même état d'esprit. Donc aujourd'hui, et c'est normal, le PPI reprend et met en perspective, notamment pour 2030-2031, la prolongation de la politique que nous avons choisie et à laquelle aujourd'hui nous sommes attachés. Mais cela n'est en rien contradictoire avec ce que je viens de dire et avec les discussions qui sont en cours et notamment qui auront à se nourrir d'une étude dont le principe a été commandé. Bien, donc l'exécutif, vous l'avez compris, émet un avis défavorable sur cet amendement. Quelqu'un veut-il s'exprimer sur l'amendement? Un pour, un contre? Pour, ça a été fait. Contre? Non? Très bien. Donc je soumets l'amendement au vote. Qui est contre l'amendement? Qui s'abstient? Donc abstention. Qui ne participe pas? Qui est pour l'amendement? Donc l'amendement est rejeté. Je soumets donc maintenant au vote le rapport tel qu'il a été présenté. Qui est contre? Oui. Je vous en prie, oui. Sur le rapport, je vous en prie. Non, simplement, deux observations. La première, je salue quand même le discours consensuel du président sur la perspective. On apprécie moins, à un moment donné, une allusion sur la Podiguet, là. Si la Podiguet était l'ADN des nationalistes, depuis 50 ans, attention de ne pas en abuser, parce qu'au pouvoir, peut-être que c'est plus facile. Donc, je pense qu'il ne faut pas user de mots qui sont, je dirais, pour nous, des mots pas tabous, mais en tous les cas, qui ne sont pas dans notre ADN. Bon, tant pis. Pour le reste, vous avez compris qu'on n'ira pas contre ce PPI. D'abord parce qu'on a une part réalisée par une de nos collègues, on dirait comme ça, et surtout parce que, encore une fois, on laisse une chance, pas au hasard, en tous les cas,
à cet exécutif pour essayer de corriger le tir, même si, honnêtement, à l'heure où on parle, on ne sommes pas très optimistes. Pour le reste, encore une fois, donc on va s'abstenir. On va quand même dire aussi une chose. Vous avez évoqué tout à l'heure la conseillère prédécesseur entre 2017 et 2021. Je l'ai au téléphone. Il n'y a pas de félicitations. Simplement, elle regarde un plan qui, en grande partie, a été réalisé par elle. Donc, on prend acte et, bien entendu, je vous rassure, elle est solidaire de ce que nous faisons. Bien, merci pour cette explication de vote. Donc, nous allons pouvoir passer au vote. On y est? Qui est contre? Contre, Onsoff est contre. Qui s'abstient? Donc, abstention expliquée. Donc, d'Awansem et Corinne Front. Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, tous les autres sont pour. Le rapport, donc, est adopté. Bien. Donc, il est quasiment 14 heures, je crois. Il est 14 heures. Nous nous retrouvons dans 1h30. Pas plus, hein, parce que sinon on va partir à pas d'heure. Voilà, merci, bon appétit.
Per piacere, ribiate le vostre piazze. Donc la sonnerie a retenti 3 fois, come un gioco. Piate le vostre piazze, moi je voudrais quand même que tous les groupes soient représentés. C'est M. Acquaviva, donc le président de l'Office des transports, qui va continuer sur sa lancée de ce matin pour nous présenter de nouveaux rapports. Oui, vous pouvez y aller, merci. Je vous propose, Madame la Présidente, si vous en êtes d'accord, je vous propose, Madame la Présidente, si vous êtes d'accord et si les groupes sont d'accord, qu'on présente les 3 rapports routiers, en dehors de la Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage de la CAPA, je dirais. Les 3 rapports routiers, c'est-à-dire Propria, Corti et le plan d'alignement de Bigouille ensemble, si ça vous agrée. Sinon, faites une présentation chacun. Hein, ça vous va? Bon. Moi, ça ne me dérange pas, mais je suis obligée de le demander quand même au président de groupe. Pour Jean-Martin Mandologne, on est d'accord. Paul Félix, pas d'opposition à une présentation conjointe. Monsieur le nouveau président du nouveau groupe, d'accord. Et Romain Colonne? Pas d'accord. D'accord. Très bien, ça va. Alors. Vous avez la parole, monsieur le conseiller exécutif. Merci, Madame la Présidente. Alors déjà, juste une précision qui est importante. Vous aurez donc ces premiers rapports routiers, donc qui sont liés finalement au PPI qu'on a adopté ce matin, enfin la réactualisation. Ils sont inscrits au PPI et ils débutent. Ces opérations routières débutent. On va en parler. Et vous aurez un complément d'opération routière qui sera présenté notamment en mois de septembre. Je pense au pont d'Albe, au créneau de dépassement de Bougogna, à celui de Tacane, la route de Salario, aussi que Giratoire, qui seront présentés en lancement en septembre, donc sur Ajaccio, l'aménagement de sécurité de Taio Isolaccio et la traversée de Santa Lucia d'Ala, de Boccogna et de Tarabuccetta aussi, qui sont présentés en septembre pour début de mise en œuvre. Donc sur les rapports en question, les 3, donc 2 opérations de revitalisation de territoire qui, enfin du moins l'aspect aménagement routier de ces ORT qui se poursuivent, notamment donc sur Propria. Donc comme vous le savez, il y a une opération de revitalisation du territoire sur Propria. Il y a déjà eu une première phase qui a été sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité de Corse sur l'aspect routier à l'intérieur de Propria, où la quasi-totalité du réseau routier de Propria est sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité de Corse. Toutes les petites ruelles et routes de Propria sont sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité de Corse. Donc la première phase de l'ORT était consacrée à l'ex-RT 402, ainsi que le carrefour avec l'ex-RD 219. Et la phase 2 donc, traitera de l'ex-RD 219, section 1, et les voiries communales annexes. Donc c'est bien la deuxième phase. Donc, deuxième phase, les objectifs de l'aménagement qui sont de diminuer la vitesse dans le centre par la création de plateaux surélevés, de dimensionner les voiries à l'échelle du trafic et remettre en état la chaussée, scinder les cheminements piétons, créer des dispositifs de sécurité conformes à la réglementation, poser du mobilier urbain. Donc, cette opération routière sous maîtrise d'ouvrage collectivité, dont je déclinerai le financement, est inclus bien sûr dans la convention cadre de l'ORT qui prévoit la requalification des secteurs évoqués, RT 402 section 1. Je ne vais pas les énumérer, vous les avez dans le rapport. Programme de travaux en 3 secteurs. Donc ce secteur 2 se chiffre donc à 3 400 000 euros, enfin 3 339 503,74 exactement, en coût d'opération. Un plan de financement à 75% collectivité de Corse, puisque la DECID est une dotation qui n'est pas de l'État. Je précise, dans le cas ORT de Corté comme ORT Propriane, la DECID est une dotation à la collectivité de Corse dont elle bénéficie pour des projets qui ne peuvent ne pas être des ORT. On peut les flécher sur la rénovation énergétique ou d'autres opérations. Nous avons décidé de les flécher sur les ORT. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de 75% de collectivité de Corse. C'est une dotation autonome gérée financièrement par la collectivité, dans ses choix faits par l'exécutif. Donc 75% collectivité de Corse, dont cette dotation, ça fait à peu près 2 820 000 euros sur les 339 000, et 25%, 518 000 euros pour la commune de Propria. Voilà, donc on vous propose effectivement d'affecter les crédits et ensuite, à réception des travaux, c'est important de le dire, de déclasser donc ces routes et de les faire aller dans le domaine public routier de la commune. Donc il y a une maîtrise d'ouvrage de la collectivité, financement et transfert à la commune dans le cadre de cette ORT. Donc ce n'est pas une opération neutre qui se termine
étant entendu qu'il y avait déjà aussi une opération à 2 400 000 € qui avait été faite en première phase, avec 88% collectivité de Corse et 12% communes pour la première phase. Voilà, pour situer l'ensemble de l'opération sur l'ORT de Propria. Donc plutôt heureux de contribuer à un aménagement de territoire concret, rapide et effectif sur le centre, sur les réseaux routiers de Propria et de contribuer à la rénovation de sa centralité. Pareil pour l'ORT de Corte. Donc j'ai parlé ce matin d'une concertation qui avait eu avec la commune de Corte pour abandonner le giratoire à cause des coûts amiantifères de l'Orient et de privilégier ensemble, dans le cas de l'ORT, la route du Calvaire. Donc on est bien sur cette opération. Hein. Donc on est toujours dans une convention opération revitalisation du territoire, donc avec une route du Calvaire dont la chaussée actuelle est en mauvais état, avec des chemins piétons qui sont peu nombreux, des vitesses pratiquées par les véhicules qui sont élevées, hein, en raison de la mauvaise lecture de l'aménagement actuel. La gestion de l'hydraulique routier est absente, ça c'est l'état actuel. Hein. Les revêtements chaussés sont variés et non homogènes, et évidemment le patrimoine bâti n'est pas mis en valeur, ça c'est la situation. Et évidemment l'objectif, c'est diminuer la vitesse par la création de plateaux surélevés, dimensionner les voiries, créer des dispositifs de sécurité conformes à la réglementation. Donc 2 sections de travaux, hein, dans ce cadre-là, 2 sections de travaux. Donc un programme de travaux qui prévoit le renforcement de la couche de roulement lorsque son état est correct, et des bordures T2 seront disposées en bord de chaussée. Donc sur la section 1 de travaux, on est sur 1 300 000 €, donc avec un financement 75% de la collectivité de Corse, toujours avec la dotation des sites intégrés, 25% communes. Et sur la deuxième section de travaux, sur la couche de roulement, on est à 200 000 €, 100% collectivité de Corse. Donc voilà pour cette opération qui fait donc 1 500 000 €, ce qui fait à peu près 700 000 € pour la collectivité de Corse, 720 000 et 700, pardon, je dis une bêtise, 1 million de collectivités de Corse et 236 000 communes de Corte qui participent à l'opération. Évidemment sur l'IA 1 500 000. Voilà pour l'ORT, c'est intégré dans la convention évidemment. Et enfin, l'établissement du plan d'alignement de l'ex-RT 11 sur le territoire des communes de Bigouille et de Fouriagne. Donc c'est lié à la mise en service de la 2 fois 2 voies. Il y a une urbanisation autour de cet axe propriétaire qui n'a pas cessé, cet axe prioritaire qui n'a pas cessé d'évoluer. Un trafic routier qui augmente. Donc la recommandation en matière d'accès pour les artères interurbaines ou les voies structurées en agglomération préconise de limiter les accès directs à ces infrastructures. Donc il y a évidemment un domaine public routier qui ne permet pas, donc évidemment dans ce contexte, le gestionnaire, donc nous-mêmes, on envisage la création de contrats qui permettent de regrouper les accès directs plutôt d'avoir des demandes individuelles. C'est dans ce cadre-là que les choses s'insèrent. Donc c'est pour ça qu'il faut réaliser d'abord un plan d'alignement, hein, avec un coût d'acquisition foncière aussi qui est nécessaire de 207 000 € et un coût des travaux pour cette contralée future pour permettre la desserte des ayants droit de 3 millions d'euros à venir qui sera présenté plus tard. Voilà pour la présentation succincte de ces 3 rapports pour éviter d'être trop long, même s'il fallait rentrer un peu dans le détail. Et je répondrai à vos questions sans aucun problème. Je vous remercie. Voilà, Madame la Présidente. Oui, merci. Donc, je précise, parce qu'il y a eu une présentation groupée, mais néanmoins, il y a des rapports séparés des différentes commissions. Donc, pour ce qui est de l'approbation de l'opération de revitalisation du territoire de Corte, il y a un avis favorable de la CDNAT, un avis favorable de la Commission des finances. Pour ce qui est de l'opération de revitalisation du territoire de Probria, il y a un rapport, là, de la CDNAT qui le présente. Bon, mais je vais vous dire ce qu'il en est au moins dans ses conclusions. Pour Probria, oh, c'est très court de toute manière. Voilà, il y a des remerciements, il faut le dire, qui ont été adressés au service des routes, donc ça mérite quand même d'être souligné. La Commission a émis au final un avis favorable sur ce rapport. Non-participation de Unsof, absence des groupes Awansem, au Corin Front et de Madame Josefa Giacometti et de Charlotte Terrigui. Voilà pour ce rapport. Il y a un avis, je crois, favorable de la Commission des finances. La Commission des finances avec la non-participation des groupes Unsof Yuno, Awansem et Corin Front. Merci. Sur Bigoulia et Fouriagne, nous avons là 2 avis. Donc, Commission des finances, je vous laisse
Avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Unsof Youno, Avancem et Corinne Fronte. Bien. Et concernant la CDNAT, un avis favorable. Hein, voilà. Bien. Donc, maintenant, la parole est à celui qui la veut. Personne? Peugeot, pardon. Donc, je vais intervenir sur l'ORT de Proupia. François Sorbe ayant dû s'absenter, il m'a demandé de le représenter sur cette présentation. Donc, l'adoption de ce rapport marque une nouvelle étape dans un chantier d'envergure engagé depuis plusieurs mois pour redonner à Proupia un cœur de ville à la hauteur de son rôle territorial et de son potentiel. Après une première phase déjà financée et mise en œuvre, nous entrons aujourd'hui dans la deuxième phase de l'opération de revitalisation du territoire. Elle permettra de poursuivre la transformation du centre-ville par la requalification de nouvelles voiries, l'amélioration des cheminements piétons, l'implantation de mobilier urbain et d'espaces verts et la sécurisation des traversées. Nous le savons, les chaussées étaient dans un état de dégradation avancée. Cette intervention vise à améliorer concrètement le quotidien des habitants, mais aussi à renforcer l'attractivité d'un centre qui accueille chaque année de nombreux visiteurs dans une commune au rayonnement touristique majeur. Je tiens à souligner l'implication déterminante de la collectivité de Corse engagée dès l'origine dans ce projet. En effet, lors de la première phase, d'un coût de 4 millions d'euros, la collectivité de Corse a mobilisé 1,3 million d'euros sur fonds propres et a fléché, via la dotation de soutien à l'investissement des départements, des SID, 2,26 millions d'euros, soit un total de 3,56 millions d'euros, environ 89% de l'opération. La participation de la commune s'établissant à 435 000 euros, soit environ 11% du coût de l'opération. Pour cette deuxième phase, d'un montant de 3,4 millions d'euros, l'effort reste tout aussi significatif, 1,5 million d'euros directement engagés par la CDC, 1,3 million d'euros de crédits fléchés, une nouvelle fois par la collectivité, la part communale étant d'environ 518 000 euros. Et je tiens à le rappeler clairement, même si la DSID est une dotation de l'État, c'est bien la collectivité de Corse qui en décide l'affectation, territoire par territoire, projet par projet. Ce fléchage traduit une orientation politique assumée de la majorité territoriale au service du développement local. Dans le cadre de cette deuxième phase, si l'on cumule les financements directs de la CDC et les crédits fléchés par elle, ce sont près de 2,8 millions d'euros d'aides mobilisées grâce à l'action de la collectivité de Corse, soit près de 83% du coût total. Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie définie par le nouveau plan pluriannuel d'investissement, PPI, de la collectivité, qui a été adopté lors de cette session. Il en illustre concrètement les priorités: moderniser nos infrastructures, soutenir l'aménagement des communes, améliorer la qualité de vie et renforcer la résilience de nos territoires. Cette dynamique d'investissement irrigue l'ensemble de l'île, ne serait-ce que dans le Sartineso, Taro Sartineso Alinco. Plusieurs chantiers structurants ont récemment bénéficié du soutien actif de la collectivité de Corse. Je passe notamment à la requalification de la traverse de Sarthe ou encore à l'aménagement de parkings et à la réhabilitation de la place du village d'Ulmetu. Autant de réalisations concrètes, utiles et visibles, portées par une volonté politique assumée, donner au territoire les moyens d'un développement harmonieux au plus près des besoins des populations. Je veux enfin remercier les services de la collectivité de Corse pour la qualité du travail mené, la coordination des phases, la rigueur dans le suivi technique et administratif de cette opération structurante et, il faut le souligner, la concertation la plus totale avec la commune et les riverains. Leur implication est essentielle à la réussite de notre action publique. Ce projet incarne pleinement la vision portée par la majorité territoriale, agir pour nos territoires, répondre aux attentes concrètes des habitants, soutenir l'activité économique et touristique, valoriser les centralités rurales et bâtir une Corse plus moderne, plus équilibrée et plus solidaire. Si on y ajoute le travail qui a été fait pour maintenir la ligne sur Propia, l'effort de la collectivité de Corse est déterminant dans ce projet. Et je terminerai par un proverbio di Siloghi: si Sarthe era un porto, Propia sarebbe un orto. Ecco.
a ringraziato, deve spartuto sto proverbio con noi. È bello, eh? A ringraziato, qual è d'altro chi vuole via la parola? Vai, Burro. Ringrazio, signora Presidente. Giusto una piccola rimarca, appena più larga che il rapporto stesso. Giusto per dire che dopo un'epoca anni si rimarca, e si rimarca assai in corti, che la collettività si ingaggia di maniera forte a pro di territori. Penso per esempio qui a Cittadella 21, penso al campanile di Grossetti, a Restonica, penso di no all'università, perché c'è una vera presa di coscienza attraverso l'affare di agida università e mica solo città universitaria, e qui la collettività è assai presente e di a rimarcare. E non è mica sempre stato il caso. Ci sono parecchi cartolari così, si vede qui, e ci sono quelli della nostra famiglia politica e quelli di gente che non sono manca appena della nostra famiglia politica. Perché la logica è quella di a scelta giusta, la logica di l'equità, qualsiasi il colore politico o il iettino che è messo in l'urna, anche se non è mica sempre riconosciuto, può comprendere, perché la logica è quella di un comune, perché non è mica un regalo che si va a una comune o a un mere, ma di un aiuto per campare meglio a gente di un luogo, ai corsi in generale. Non parlo mica d'altronde solo qui di corti, perché non siamo mica eletti solo da un luogo, siamo eletti di corsi, pur arraigati che noi siamo ai nostri paesi, alle nostre città, pur usare corti capita la vede anche se non la dio mica etta. Ringraziabile. Altre domande di parola? No? Oggi consigliere, vuole aggiustare qualcosa? Ringrazio per le vostre parole. Penso che è stata non so mica se sartera un porto, se proprio aveva diventato un orto, o può conoscere per un altro luogo, ma ciò che è sicuro è che è fatto un'equità, questa è stata è importante dirla, è fatta per un conciamento del territorio che dio a rinforzare la centralità di questi luoghi, e mica solo parlare di grandi città, anche le grandi città hanno delle problematiche, perché è per questo che c'è un schema montagna, un schema urbano. E dunque l'investimento stradale si vede qui, che è qui per rinforzare la mobilità e lo sviluppo interno di una città e di un luogo. Donc si vede per corti, si vede per proprietà, non si sa mica troppo, non si sa mica forse che la maggior parte della rete stradale delle proprietà appartiene alla collettività, quasi tutta la rete stradale appartiene alla collettività. Dunque è importante avere una collettività proprietaria di reti pubbliche che investisce in un luogo, in una logica di operazione di revitalizzazione di un territorio, di un patto scritto di altri scopi, in corti della città università, con altri progetti che sono stati messi in ballo per via di concertazione tra il comune, l'università e la collettività, in proprietà di altri scopi, ma si vede che l'arnese stradale e rete generale devono a rinforzare questa logica di sviluppo in maniera concreta, pratica e siamo in una fase urgente di messa in opera. Non si parla mica di progetti a anni, si mette in opera un progetto, c'è stata una prima fase in proprietà, sono milioni di euro, comunque, e si continua vuole dire che l'affare viaggia. Ecco che voglio dire per Biguglia del capito che è un piano di allineamento e il progetto verrà più tardi. Vi ringrazio. Ringraziabile. Bon, alors on va passer au vote. On ne va pas faire un vote groupé. C'est pas possible. Donc,
e ma va prima uodu nanta l'operazione di Gorti, se voi siete d'accordo. Perché che dopo si può cambiare da UIS, non si sa mai, dunque, e mi assicura per la montagna. Allora, nanta l'operazione di Gorti, qual è chi è contro? Qual è un po' di mica? Astensione e qual è chi vota pro? Ringraziabili. Che è fatta? Per l'operazione di Brubria, qual è chi è contro? Qual è un po' di mica? Astensione e qual è chi vota pro? Tutto il mondo. Dunque, siamo d'accordo all'unanimità. E per Biguglia e Furiani, qual è chi è contro? Qual è un po' di mica? Astensione e qual è chi vota pro? Tutto il mondo. Ringraziabili. Ecco. Dunque, qui c'è un accordo massimo. Dunque, ora passiamo, se voi siete d'accordo, al vostro ultimo cartolare, oggi, Presidente. Ringrazio, signore Presidente. Donc, c'est un rapport qui, à la fois, vise à faire une réponse formelle à une demande de transfert de délégation de compétences, pas de transfert, de délégation de compétences qui a fait l'objet d'une délibération de la CAPA en matière de voirie, et en même temps, puisqu'il y aura une réponse négative que je vais étayer, une proposition de conventionnement, mais qui était attendue, il me semble, hein, par la CAPA en maîtrise d'ouvrage pour une opération que tout le monde connaît, que je devais décliner. Donc, dans le cadre du développement de son plan mobilité, hein, et notamment de la mise en service du téléphérique urbain Angelo, la CAPA prévoit donc, c'est l'objet, la création de voies dédiées au transport collectif sur l'RT 21 côté mer. Donc, c'est à la fois l'aménagement d'une voie bus-vélo entre le quai des Torpilleurs et la halte ferroviaire des Salines sur un linéaire de 600 mètres. Vous avez donc en photomontage et en plan le raccordement du projet au niveau de la halte des Salines. C'est un aménagement qui sera connecté à la contre-allée, donc à la voie de délestage existante qui elle-même, il faut le rappeler, relaie un point d'arrêt de transport en commun qui a récemment été réalisé dans le cadre de l'aménagement de la voie verte d'Aspret, qui a été réalisée, elle, sous la maîtrise de la collectivité de Corse. C'est une opération qui comprend donc des travaux de reconstitution des fonctionnalités existantes, modification éclairage public, adaptation des équipements de voirie, reprise des aménagements paysagers, adaptation de la signalisation et des dispositifs de franchissement ferroviaire, tout cela vous est indiqué. Coût total 987 000 euros TTC, prise en charge totalement par la CAPA. Donc, dans une délibération, comme j'ai indiqué, du 26 mai 2025, le Conseil communautaire a approuvé un projet de convention de délégation de compétences en matière de voirie entre la collectivité de Corse et la communauté d'agglomération pour la réalisation de cette voie de bus en site propre sur l'ex-RT 21. Donc, effectivement, il y a un article du Code général des collectivités, le 5216-5-7, qui prévoit qu'une communauté d'agglomération peut exercer en lieu et place d'un département, donc la collectivité de Corse substituant au département en la matière, tout ou partie des compétences en matière de voirie lorsqu'un plan de mobilité comprend un service de transport collectif en site propre. Donc c'est sur ce fondement que la CAPA a fait cette demande pour l'intégrer au projet téléphérique Angelo, puisqu'il y a une précision utile et importante, c'est que à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur émettait une réserve concernant la création d'une piste cyclable et d'une voie de bus entre le centre-ville et Saint-Joseph, c'est-à-dire qu'il souhaitait la levée de cette réserve pour qu'elle soit réalisée donc, et le situer comme un préalable indispensable à la mise en service de l'équipement. Donc il y a quand même un enjeu important que la mise en service de l'équipement le téléporté et la réalisation de cette voie bus. Donc évidemment, ce transfert de compétences doit faire l'objet d'une convention précisant l'étendue des conditions financières. Donc il y a un projet de convention qui a été fait avec la demande, hein, et il y a la précision de ce que prévoit l'article en question. Et l'article en question prévoit que lorsqu'il y a un refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ses compétences, il doit être motivé par délibération. Bon. Alors on rentre dans l'analyse de la demande, côté exécutif et administration ensemble, évidemment. Il y a eu une analyse de la demande sur les impacts éventuels du projet sur les infrastructures et projets de la collectivité de Corse, parce que là, on se porte garant
des intérêts des infrastructures de la collectivité de Corse et des visions que l'on a par ailleurs, puisqu'on vient d'adopter un PPI, pas plus tard que ce matin. Il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble qui s'organise entre aménagement, mobilité et les demandes de la CAPA. Donc sur le volet routier, outre l'élargissement de la voie existante à 3 à 4 voies au niveau du passage à niveau, il n'y a pas de remarques majeures par rapport à des contradictions éventuelles sur cette question qui ont été perçues de notre côté. Au-delà de l'inscription de cette création de voies bus dans le cadre de l'opération de téléportée, la création de voies de transport en commun en site propre représente même un intérêt dans le cadre du développement du transport en commun dans l'agglomération ajaxienne. Donc cela va dans le bon sens. Par ailleurs, cette création ne vient pas en contradiction du dossier de fonds de baisse, c'est important de le préciser quand même. Nous sommes sur deux programmations différentes entre court terme et long terme. Sur le volet ferroviaire, donc la réalisation d'une voie de bus selon un haut niveau de service sous la forme d'un couloir dédié donc sur l'ex-RT dans les deux sens, reliant le terminus du téléporté avec le centre-ville, a été présentée comme une première phase palliative dans l'attente de son remplacement par un transfert effectif sur le périurbain ferroviaire ajaxien. Donc ainsi, la création de la halte Saint-Joseph permettrait la mise en place de cette substitution, étant précisé que la coordination, et ça c'est important de le préciser, c'est un peu, ça fait écho au débat de ce qu'on a eu ce matin, entre la collectivité de Corse concernant cette halte est aussi, entre la CAPA et la collectivité de Corse, c'est aussi une préconisation du commissaire enquêteur, ce qui est logique. Donc après l'analyse en question, évidemment que les conditions de base de la demande de la CAPA au sens juridique sont remplies, tant au niveau organique, puisqu'il y a un plan de mobilité de CAPA comprenant un service de transport collectif ensuite propre que matériel, c'est la détention de la compétence voirie. Cependant, deux objets importants qui font qu'on va être amené à vous proposer un refus de la délégation de compétences pour proposer autre chose. Donc, premièrement, le projet de convention transmis par la CAPA intègre donc, ou intégrer des travaux sur le passage à niveau de chemin de fer qui relèvent de la compétence ferroviaire et donc qui ne peuvent, pour nous, de fait, relever de la délégation relative à la seule compétence voirie. Ça, c'est le premier objet. Le deuxième objet, c'est que la délégation de compétence voirie aurait pour un effet un dessaisissement total ou quasi total de la collectivité de Corse sur la portion de son domaine public routier transféré durant la durée de la convention correspondant à la durée des travaux. Donc, évidemment, nous n'y sommes pas, dans ce cadre-là, favorables, mais néanmoins, nous sommes conscients de la nécessité, vu ce qu'on lit le commissaire enquêteur, vu l'objet de l'articulation entre les projets CAPA et les projets collectivités, évidemment, de réaliser une voie de bus en site propre sur l'ex-RT de 21, qui est une exigence préalable à la mise en service du téléphérique. Donc, on souhaite participer et permettre cette capacité à agir de la CAPA, mais conserver un contrôle de l'opération sur le domaine public routier, sur le domaine de notre propriété. Donc, on préserve évidemment les intérêts de la collectivité en la matière. On se référencie à l'article L2412-12 du Code de la commande publique, qui permet donc au maître d'ouvrage concerné, par une même opération, de désigner par convention un maître d'ouvrage unique. Donc, on rappelle évidemment ce qui est permis par cet article, et on renvoie à une convention qui permettrait les modalités d'organisation de cette maîtrise d'ouvrage, et notamment les conditions de contrôle et d'évaluation de l'opération. Donc, premièrement, il vous est demandé de ne pas accéder à la demande de délégation de compétences et de proposer, en alternative, pour atteindre le même objectif commun d'aménagement de la zone, un transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage au sens de l'article L24-22-12 du Code de la commande publique, et de vous proposer ces deux solutions en délibération. Vous avez la convention jointe. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Donc là aussi, il y a des rapports. Donc, il y a un rapport de la CDNAT. Donc, avis favorable, madame la présidente. Avis favorable, oui. Merci. Donc on est bon là-dessus. Et il y a un avis de la Commission des finances. Oui, il y a un avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Unsofiuno, Avancemo et Corim Fronte. Merci. Alors, qui souhaite intervenir sur ce dossier? Oui, Charlie Volimac. Merci, madame la présidente. Je ne vais pas être long. Je voulais signaler, parce que c'est important, la bonne entente entre les agents de la CDC et de la CAPA. On a la chance d'avoir de grands professionnels, aussi bien dans cette maison qu'à la CAPA ou à la ville, et ils travaillent en bonne intelligence et ils essayent constamment de trouver les bons moyens pour débloquer des dossiers. Et je pense aussi au directeur de cabinet du président Simeone et au directeur de cabinet du maire d'Ajaccio qui sont souvent en contact.
je pense que c'est sur le volet élu politique où nous devons faire des efforts. On en a parlé ce matin pour se tenir plus au courant et être un peu plus efficace. Voilà. Mais en tout cas, le rapport, nous voterons pour, bien évidemment. Parfait, merci. D'autres interventions? Oui, Dany, Antonini pour Fapo, Boulou. Merci. La présentation de ce rapport sur la demande de délégation de compétences voirie sur l'ex-RT 21, sollicitée par la CAPAS, est l'occasion pour notre majorité de clarifier un certain nombre de points sur la mobilité dans le secteur de Saint-Joseph et de l'entrée de la ville d'Ajaccio. Tout d'abord, sur le téléphérique Angelo, projet auquel nous nous sommes opposés à plusieurs reprises car nous considérons d'une part qu'il ne constitue pas la solution permettant de désengorger le trafic routier et que d'autre part le déficit annoncé sera catastrophique. Ensuite, concernant l'impact environnemental, nous sommes inquiets, nous nous interrogeons sur le revirement de situation récent faisant passer la zone légale de débroussaillement de 100 mètres à 10 mètres autour des pylônes. Enfin, concernant la gare ferroviaire, nous réaffirmons notre souhait de vouloir la maintenir à son emplacement actuel. Le fait d'en posséder une, comme celle-ci, en centre-ville, constitue une véritable richesse et s'en passer serait une erreur. Des sommes conséquentes ont été investies récemment pour la rénover totalement, grâce au financement de la collectivité de Corse, qui, selon certains, ne fait rien pour la cité impériale. La mise en place de la commande centralisée unique est un autre investissement important sur le domaine ferroviaire à Ajaccio, visant à son amélioration et sa modernisation. Notre groupe est très attaché à la concrétisation du dossier de Fond de B, un projet majeur pour réaménager l'entrée de ville, en concertation et en partenariat avec la collectivité de Corse, la mairie et la CAPA. La montée en puissance du tram-train et des mobilités douces constitue pour nous une priorité politique. C'est pourquoi nous n'avons aucune opposition de principe sur la mise en place d'une voie de bus nouvelle, à condition que ce projet s'inscrive dans une dimension sur le long terme et non dans l'urgence pour permettre le lancement du téléporté. Je vous rappelle, comme cela a été dit, que la réserve du commissaire enquêteur concernant la création d'une piste cyclable et d'une voie de bus entre le centre-ville et Saint-Joseph était un préalable indispensable à sa mise en service. Nous considérons que cette voie de bus doit s'inscrire dans l'aménagement du Fond de B afin de garantir une cohérence d'ensemble. La gestion de la voirie, dans le cadre de nos compétences propres, doit répondre à une stratégie globale du territoire fondée sur l'équité entre les bassins de vie, la cohérence intercommunale et la solidarité territoriale. De même, il est important de souligner la nécessité de démarches ambitieuses en faveur des mobilités durables et du développement des transports collectifs. C'est la volonté de notre majorité et elle a toujours démontré son engagement pour une mobilité renforcée, inclusive et adaptée aux besoins spécifiques de la Corse. Pour conclure, je dirais que l'aménagement du Fond de B d'Ajaccio constitue l'exemple parfait de la coopération nécessaire entre les institutions, permettant d'améliorer le quotidien des Ajacciens et des Corses dans une entrée de ville dont nous connaissons bien les problématiques. Et c'est toujours en raison de cette coopération nécessaire qu'il nous est apparu raisonnable de proposer l'établissement d'une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, car la délégation de la compétence voirie demandée aurait pour effet un dessaisissement total de la collectivité de Corse sur la portion de son domaine public routier. Je vous remercie. Merci Dany. Autre intervention? Non. Donc je reviens vers le conseiller. Non, sans alourdir trop le débat, mais pour mettre ce rapport dans une perspective plus large, je m'associe au remerciement de Charlie Volimac sur les services. Donc effectivement, je ne doute pas que vous ayez des services de qualité et il y a de bonnes relations, comme nous avons des directions et des services de qualité aussi. Simplement pour vous indiquer que de notre côté, je pense que c'est le cas chez vous, mais ce dossier a été suivi politiquement, techniquement, de A à Z, y compris les échanges entre les délibérations. Déjà, c'est pour ça que nous avons cette solution. C'est pas que je sois clair, c'est en connaissance de choses politiques et techniques communes, conjointes. Donc, je pense que tout simplement, il est normal que, même si on a une divergence de fond sur la question de l'équipement téléporté, que
que l'on puisse accéder à la demande, parce qu'en plus, pour l'instant, il n'y a pas de contradiction sur la voie de bus générale, mais qu'il faut aller au bout de la discussion du partenariat public associé, parce que l'impact, là, il est évidemment sur plusieurs générations. Hein. Donc, il faut avoir un sens de responsabilité qui démontre qu'on est bien au-delà d'une échéance électorale en la matière, hein, quand on fait des équipements de ce style. Et il est évident qu'il faudra que l'on arrive en comité de pilotage, sachant que c'est un sujet qui concerne chez nous les infrastructures et qui intéresse aussi l'AUE pour l'aménagement du fonds de baie dans le comité de pilotage existant, et que l'on travaille de manière transversale sur cette question, puisque c'est un secteur d'équipement régional au sens du PADUC, avec la rénovation du PADUC qui intervient, parce que tout est lié hein, dans cette période de rénovation du PADUC, ou de révision du schéma régional des infrastructures de transport, puisque nous avons à réviser le schéma régional des infrastructures de transport dans la révision du PADUC. Voilà. Mais merci en tout cas pour vos propos. Merci, Monsieur le Président de l'Office des Transports. Donc, nous allons passer au vote, puisqu'il y a une délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Merci. Le rapport est adopté à l'unanimité. Donc, je crois qu'on va pouvoir libérer M. Aquavive. Il n'a plus de rapport à présenter. Donc, maintenant, je me tourne vers l'exécutif. En toute logique, il faudrait présenter le rapport sur la langue ou le budget. Il y a le rapport sur la langue qui est en suspens. Et ensuite, c'est le budget supplémentaire et les budgets annexes, 2 budgets annexes. Oui, alors appelez M. Giovanange. Enfin, je ne sais pas. Merci. Je vous en prie, oui. On a déposé une motion en urgence concernant le club de l'AC Ajaccio, qui a rencontré hier l'exécutif, qui a rencontré des groupes. Donc on vous l'a déposé concernant le centre de formation. Je ne sais pas si vous en tiendrez compte, mais en tout cas... Parlez au micro, s'il vous plaît. On vous a déposé une motion en urgence concernant le club de l'ACA, qui a rencontré hier l'exécutif et des groupes. Donc cette motion a été déposée concernant le centre de formation du club. C'est une motion en urgence parce que la situation est plus que urgente et dramatique. Voilà. D'accord, donc je vous donnerai une réponse. Je la découvre à l'instant. Hein. On vient de me la donner, donc je vous donnerai une réponse dans un instant. Merci. Bien, donc M. Giovanange il présente le budget, on est d'accord, puis il y aura 2 budgets annexes. C'est bon pour vous? D'accord, très bien. Je vais demander à Hyacinthe Vagne de venir me remplacer, s'il vous plaît.
Allora, possiamo continuare con l'oggetto, se vi consente, consigliere. Puoi andare, Allez, andiamo. Alors, comme nous l'avons vu dans le rapport ce matin sur le PPI, on est aussi dans une continuité stratégique sur ce budget. Depuis 2024, et on en a parlé au CFU et lors de la présentation du BP 2025 déjà, nous sommes dans une situation d'adaptation et d'anticipation face à la contrainte forte. D'adaptation par rapport à une situation et un budget et une situation structurelle difficile, avec notamment des recettes peu dynamiques, hein, on l'a souvent dit dans cette Assemblée, des recettes fiscales aujourd'hui qui s'amenuisent, dues aussi aux mesures de l'État et aux mesures gouvernementales. Et donc, aussi une situation exogène de crise économique, financière et budgétaire de l'État qui nous contraint à nous adapter. Anticipation, parce que nous considérons aussi, et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, qu'on rentre dans un cycle où l'État est dans une logique de centralisme étatique en matière budgétaire. Aussi, nationalisation des impôts locaux, prélèvement sur les dotations des collectivités, écrêtement de plus en plus marqué sur les retraites fiscales. Tout ça doit nous amener, bien sûr, doit emmener les collectivités dans leurs ensembles à repenser leur modèle. Et en tout cas, pour nous, valide aussi que la solution qui peut nous permettre aujourd'hui d'assurer la pérennité de nos budgets, ça reste la démarche du processus d'autonomie et le pouvoir législatif et fiscal notamment. Alors cette stratégie qui a été mise en œuvre, notamment depuis 2024, avec cette vocation pluriannuelle, elle a aussi été, et on en a débattu le mois dernier, je crois, validée par la Cour des comptes. Nous, on considère plus que jamais que le rapport de la Cour des comptes, il est nullement accablant, et il dit trois choses principales. Il dit bien sûr que nous devons adapter notre stratégie et notre trajectoire financière et budgétaire, j'ai commencé à en parler, mais il dit avant tout que la collectivité, elle a bien résisté à la fusion des départements de la collectivité territoriale. Et moi, j'aime à le rappeler parce que depuis, la Cour des comptes, elle a produit un rapport sur la situation très dégradée des départements. Et on voit dans ce rapport du 24 juin 2025, moi je vous invite à le lire, combien cette situation financière pour les départements se dégrade. Il y a plus de 60 départements aujourd'hui qui sont en grande difficulté financière. Et donc, nous pensons, et nous pouvons même affirmer que la fusion des collectivités, celle des conseils départementaux et de la collectivité territoriale, a permis certainement de sauver les conseils généraux. Et c'est cette fusion-là, la force apportée par le regroupement de ces trois collectivités, qui permet de présenter aujourd'hui une collectivité qui reste, malgré ses difficultés, dans une santé financière satisfaisante. La Cour des comptes dit enfin que nous avons aussi bien résisté aux différentes crises économiques, sanitaires et sociales. Donc, on voit bien que dans notre stratégie aujourd'hui d'adaptation, elle est pensée depuis 2024, elle va se dérouler sur au moins les 3 prochaines années et elle se concentre sur 3 niveaux d'efforts. Le premier effort, c'est celui de la maîtrise des charges de fonctionnement. Et vous le retrouvez dans ce BS. Nous en avions parlé lors de la présentation du BP. Nous serons BP plus BS 2025 à un niveau de dépenses qui n'excédera pas le taux de l'inflation, c'est-à-dire autour de 1,1% de dépenses par rapport à l'exécuté 2024. C'est un point extrêmement positif. Et cette trajectoire-là, on va continuer pendant les 3 prochaines années à la dessiner. Deuxième aspect important, c'est un de nos marqueurs politiques, ce que nous affirmons en matière budgétaire,
celui de continuer à investir, ou en tout cas de maintenir un haut niveau d'investissement, même si on doit le dire de manière très transparente et honnête, nous avons dû réduire la voilure. Nous étions à 360 millions en 2023, un peu plus de 344 millions en 2024, et en 2025, BP plus BMS, nous allons atterrir autour de 324 millions. Donc un haut niveau d'investissement, même si on reconnaît cette baisse de voilure, mais néanmoins, comme le disait ce matin le conseiller exécutif en charge de la politique des transports, on s'aperçoit qu'on est toujours bien au-delà de ce que réalisaient les 3 collectivités avant la fusion, de l'ordre de 280 millions. Et enfin, le 3e point très important, sur lequel nous allons nous contraindre, en quelque sorte, c'est la limitation de l'emprunt pour financer ces investissements. Vous le savez aussi, et vous le verrez cette année, nous avions prévu au BP un peu plus de 111 millions, pratiquement 112 millions d'emprunts, et nous finirons après ce BS à un peu moins de 112 millions, donc y compris sur cet aspect-là, on a été plutôt vertueux. Donc ce budget supplémentaire, qui est au fait une DM cette année, là aussi je pense qu'il faut le signaler, nous sommes vraiment dans une logique où nous avons vraiment fait un effort dès la présentation du BP d'une projection budgétaire et financière affinée, ce qui nous permet de dire aujourd'hui qu'on est plutôt dans une DM avec les 2 objectifs, bien sûr. Le premier, l'affectation du résultat de 2024, 6,5 millions, on en a parlé lors de la présentation du CFU, 6,5 millions que nous allons vous proposer d'affecter en fonctionnement. Et bien sûr, le deuxième élément qui concerne ce BS, c'est l'inscription de nouvelles dépenses et de recettes. Et vous verrez que nous allons le faire en dépenses et recettes réelles pour un montant d'un peu plus de 24 millions, donc qui reste relativement modeste au regard de notre budget total qui est autour d'1,5 milliard. Donc, sur ce budget supplémentaire, il s'équilibre en dépenses en recettes. Alors, ça va un peu modifier ce que je viens de vous dire, à 69 millions, mais une fois qu'on y retire ce qu'on appelle les opérations d'ordre, on se retrouve bien en dépenses réelles et recettes réelles autour de 24 millions, ce qui nous fait un montant total de 13 millions 53 en fonctionnement et 11 256 en investissement. Et donc un montant de dépenses réelles hors résultat arrêté à ce que je vous disais, 1,511 milliard, dont 1,124 milliard en fonctionnement et 387 millions en investissement. Si on rentre un peu plus dans le détail de nos dépenses, on retrouve 34 millions de dépenses. En réalité, là aussi, seulement 24 millions de dépenses réelles, les autres dépenses étant des dépenses d'ordre, des mouvements d'ordre ou des reprises de soldes d'exécution. Sur ces 24 millions, nous avons 13 millions de dépenses de fonctionnement, avec là, bien sûr, on retrouve notre trajectoire financière et l'enjeu stratégique que nous portons en termes de choix budgétaires, qui est celui de répondre, on en parle souvent, aux besoins des quotidiens des Corses. Et on le retrouve dans ce BS avec d'abord l'action sociale, qui concentre 42% de ces nouvelles dépenses, de ces 24 millions, 5,5 millions. Et dans l'action sociale, elle se décline essentiellement sur la politique du handicap, pour 2,8 millions supplémentaires. On en avait parlé déjà au BS, ça dit des choses sur l'état social de notre peuple. Et la politique d'aide à l'enfance, où on y rajoute plus de 2 millions, et notamment pour les établissements d'accueil d'enfants en grande tension financière. Là aussi, on voit bien que le phénomène de précarité qui frappe fortement la Corse se retrouve aussi dans ces inscriptions budgétaires et dans la nécessité d'avoir des budgets dédiés à l'action sociale de plus en plus importants. Deuxième exemple,
l'enseignement, la formation professionnelle et l'apprentissage, on vous propose d'y rajouter 2 millions, essentiellement sur l'enseignement supérieur pour à peu près 1 million, notamment avec la formation que nous avons votée tous ensemble à l'unanimité ici, le diplôme d'État de professeur de musique, diplôme universitaire musique et chant traditionnel de Corse et de Méditerranée, 600 000 € sur la langue corse, partagés sur les deux jambes de notre politique immersive, à savoir d'abord l'appui à l'associative Scolagours et aussi l'appui au réseau d'écoles immersives de l'éducation nationale, notamment à la formation des enseignants, appui qui sera prolongé en 2026. Et enfin, troisième point important de dépenses supplémentaires sur la partie enseignement-formation, les formations sanitaires et sociales, à peu près 500 000 €. Là aussi, ça correspond à un véritable besoin au regard du vieillissement de la population corse, au regard de la volonté qu'on a notamment de favoriser le maintien au domicile des personnes âgées. Et là, il y avait besoin donc à peu près 500 000 € de crédits supplémentaires. Pour ce qui est des dépenses supplémentaires d'investissement, je vous l'ai dit, 11 256 000. Là aussi, on y retrouve un peu nos marqueurs politiques et les choix politiques forts que nous avons faits, y compris au BP. 44% de ces dépenses supplémentaires, soit un peu moins de 5 millions, concernent le logement. À la fois sur le volet dotation aux communes, l'aide aux communes, pour un montant de plus de 3 millions, qui seront consacrés à la politique du logement portée par les communes et les intercommunalités, mais aussi sur la politique de l'habitat au PH, notamment sur la politique de l'habitat social, pour un peu plus d'1,5 million. Le deuxième point de nos dépenses d'investissement, c'est l'action économique. C'est un domaine important, à peu près un peu moins de 20%, et essentiellement cet effort sera porté sur l'aide à nos agriculteurs, l'aide apportée à l'ODARC. Vous le savez, on est aussi dans une période où les difficultés du monde agricole s'accumulent, notamment avec les périodes de sécheresse, les calamités agricoles, mais aussi des filières qui sont régulièrement en difficulté et qu'il faut soutenir. Et par ailleurs, nous avons prévu aussi une aide particulière, par exemple, sur la crise des maraîchers du Ouiskoado, qui ont essuyé des pertes considérables, on le sait tous, lors de la crue du Golo. Nous avons prévu aussi des budgets sur la politique des transports. Le conseil exécutif en parlait tout à l'heure, à peu près plus d'1,6 million, notamment de crédits supplémentaires, notamment sur toute la politique d'entretien qui est nécessaire. Sur la culture et la vie sociale, 1,4 million. Et enfin, sur, là aussi, l'enseignement et la formation professionnelle, la rénovation ou les travaux sur les lycées et collèges pour pratiquement 1,3 million. Voilà pour le volet dépenses. Concernant le volet recettes, donc on retrouve bien sûr les 24 millions que l'on a affectés en dépenses. Nous les retrouvons bien sûr sur le volet recettes, avec à peu près 23 millions sur la section de fonctionnement, 6,5 millions qui correspondent au transfert, au basculement du résultat du CFU 2024 dont je vous parlais tout à l'heure, et à peu près 16,5 millions qui sont de nouvelles recettes. Tout d'abord, 10 millions de recettes sur la politique des transports, qui sont liées, c'est une recette importante, mais qui sont liées là aussi à notre politique, je crois, de suivi des dossiers, de persévérance et de constance, notamment dans le dossier de la liquidation de la SNCM, puisque nous avions, depuis l'origine, notifié qu'il y avait un surcoût social qui avait été versé en sus à la SNCM. On a poursuivi les procédures et finalement, nous avons eu gain de cause et je crois que c'est pour l'instant un peu plus de 12 millions qui seront reversés à l'Office des transports, dont 10 millions pour le budget de la collectivité de Corse. Autre nouvelle recette, dans la même logique du suivi de nos conventions, de nos travaux, c'est plus de 2 millions sur la politique d'aménagement numérique,
qui concerne les pénalités de retard qui ont été attribuées aux entreprises réalisant le service public relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de communication. Et ça nous a permis, ces pénalités ont permis de mobiliser 2 millions d'euros supplémentaires. Et enfin, troisième point, assez important, toujours dans la même logique, la fiscalité indirecte et la taxe de séjour, puisque là aussi, la taxe additionnelle à la taxe de séjour, c'est à peu près plus d'1 million, 1,180 million exactement de recettes supplémentaires qui ont été reversées une fois que nous ayons sollicité les services de la DRFIP sur des arriérés de recettes qui n'avaient pas été perçus. Concernant les recettes d'investissement, donc là elles sont plus modestes, elles s'élèvent à peu près 1 235 000 et elles relèvent essentiellement des politiques sectorielles, les services généraux, la sécurité, l'enseignement, la culture et les transports pour un peu plus d'1 million. Je terminerai par 2 points. Le premier point, bien sûr, c'est que vous l'avez vu, nous ne faisons pas appel à un emprunt nouveau pour financer ces dépenses, que la dette de la collectivité de Corse, dont nous avons prévu au budget prévisionnel de mobiliser un emprunt supplémentaire pour un montant de 111 739 000, finalement, sera diminué de 127 532 et sera arrêté dans la proposition de vote de ce budget à 111 611 000. Et enfin, concernant les autorisations de programme et d'engagement, là aussi, on l'avait dit lors du vote du CFU, nous sommes dans des ratios de couverture aussi bien en AP qu'en AE qui sont aujourd'hui de bons ratios de couverture. Sur les AP, néanmoins, on propose d'inscrire 38 millions un peu plus de 38 millions supplémentaires, après en avoir inscrit 319 lors du BP. Ça peut paraître important, mais je le précise, sur ces 38 millions, pratiquement 28 millions concernent les crédits européens et le FEDER et l'engagement de ces crédits pour le financement d'opérations FEDER. Là aussi, ça fait écho au débat que nous avions eu ici il y a quelques mois sur la capacité de la collectivité de Corse à engager ces crédits FEDER et à éviter le dégagement d'office. Et vous verrez que donc ça nous permettra justement à la fin de 2025 d'être dans les clous et d'éviter toute forme de dégagement d'office. Et concernant les AE, 14 millions d'AE supplémentaires pour un montant prévisionnel de 584 millions, et donc il se verra ajouter ces 14 millions. En conclusion, il vous était proposé de bien vouloir inscrire en excédent de fonctionnement 6 514 000 dont je vous parlais, d'affecter l'excédent de fonctionnement au financement de la section d'investissement pour un montant de 120 707 000 et enfin d'adopter le budget supplémentaire de l'exercice 2025 arrêté à 69 038 en dépenses et en recettes. Je vous remercie. Ringrazio. Dunque c'è un rapporto della Commissione di Finanze. Alors, faisant observer qu'il s'agissait d'un budget d'ajustement plus que de prospective, M. Georges Mel a fait observer que le conseiller exécutif avait en partie répondu à son interrogation dans le cadre de la présentation du rapport. En effet, revenant sur le montant de 4 millions d'euros en dépenses de fonctionnement allouées aux services généraux, dont 2 millions relevant des charges locatives, il a rappelé qu'il avait sollicité précédemment un état des lieux de l'ensemble des baux contractés par la collectivité et se félicite aujourd'hui d'entendre que ce travail était en cours de réalisation. Concernant l'investissement, il indique que le rapport fait état d'une augmentation de 4,9 millions d'euros, dont 3 millions affectés pour l'aide aux communes. Dans ce cadre, il a sollicité des précisions sur la ventilation de ce montant. Indiquant au sujet de la stratégie immobilière que le constat était partagé, M. Gilles Giovanna Angeli, conseiller exécutif, a rappelé que l'héritage du patrimoine immobilier des 2 départements était très important et qu'il était aujourd'hui nécessaire, dans le cadre financier contraint, de rationaliser cela à l'horizon 2026 sous le pilotage du conseil exécutif.
Par ailleurs, concernant les dépenses d'investissement liées à l'aménagement du territoire, il a précisé qu'il s'agissait là d'un véritable choix politique et fait observer que les 3 millions affectés aux communes le seront sur la ligne relative aux aides au logement en faveur des communes et intercommunalités proposant des projets dans le domaine. La Commission des finances a émis un avis favorable sur le rapport avec la non-participation des groupes sauf UNO, Avancemo et Corre in Fronte. Ringraziabi. Donc le CESEC prend acte du budget supplémentaire 2025 de la collectivité de Corse. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Georges Mille et Paul Félix. Georges, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ADEC, mon cher Gilles, je pense que les propos tenus dans ton intervention, quelque part, semblent rassurants, mais lorsqu'on va un petit peu plus loin dans les analyses, on n'en fait malheureusement pas la même lecture, et cela ne t'étonnera pas. Et je pense que sur les budgets, les années se suivent et se ressemblent, serais-je tenté de dire. En effet, comme l'an dernier, vous nous présentez le budget supplémentaire en juillet, alors que l'usage dans toutes les collectivités est plutôt septembre et même parfois octobre. C'est donc le 3e budget que l'on est amené à voter en l'espace de 5 mois. Budget primitif en mars, compte financier unique en juin, budget supplémentaire en juillet. Et tout juste 1 mois après le vote du compte financier unique. Alors, 2 choses l'une. Soit notre institution fait preuve d'un dynamisme remarquable, et dans ce cas, on ne peut que s'en réjouir, soit cette présentation anticipée témoigne d'une situation dégradée et fragile, exigeant qu'elle soit adaptée rapidement à la réalité, soit après le vote du compte de fiscalité unique, anciennement compte administratif. Hélas, je pense que la 2e option semble malheureusement l'emporter, car cela reflète une gestion plus tournée vers le court terme que vers l'avenir. Vous inscrivez vous-même ce document dans la continuité du budget primitif et du compte de fiscalité unique, à savoir une situation contrainte, vous l'avez dit, avec une stagnation des recettes et l'augmentation des dépenses, sachant que notre collectivité est à la fois région et département. En effet, en Corse, et vous l'avez voulu, les départements n'existent plus, vous avez eu comme principal objectif de les neutraliser politiquement par absorption. Ainsi, vous pouvez justifier votre mauvaise gestion en laissant supposer que cela aurait pu être bien pire lorsque l'on connaît la situation financière, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, que vivent certains départements en raison de la croissance constante des dépenses sociales, lesquelles vous sont aujourd'hui imposées. Finalement, vous voulez nous faire croire que vous avez, à travers cette absorption, sauvé la Corse et les Corses d'un véritable marasme. Pourtant, ce budget supplémentaire illustre une dérive préoccupante et montre que la collectivité de Corse est prisonnière de ses charges de fonctionnement. Vous ne manquez pas d'ailleurs de nous indiquer, et vous l'avez dit à l'instant, que le budget primitif plus le budget supplémentaire enregistre une augmentation de 1,2% des frais de fonctionnement par rapport aux réalisés constatés en juin. Et vous nous présentez cela comme étant une excellente maîtrise de cette section. Mais les fondamentaux en matière financière vous rappellent que si parallèlement on n'arrive pas à juguler l'inexorable hausse des dépenses réelles de fonctionnement, on parvient, hélas, inéluctablement à opter pour une réduction de la voilure en investissement. C'est ce que vous avez dit et c'est malheureusement ce que vous faites. 324 millions d'euros pour 2025, alors que l'on était à 360 millions d'euros en 2023. Et pour stabiliser l'emprunt à 100 millions d'euros en 2027, vous optez donc pour une baisse du niveau des investissements, alors qu'un véritable travail, comme nous l'avons appelé de tous nos voeux sur les frais de fonctionnement, aurait été beaucoup plus judicieux. Mais c'est votre choix politique, et vous l'avez dit. Nous qui vous demandons de les faire, on ne peut que se satisfaire de les découvrir enfin. Alors, pour être juste, je me suis souvent interrogé. Et je me suis dit qu'une erreur avait peut-être été commise par le passé. Oui, en 2002, lors du transfert des routes nationales.
Peut-être aurait-il fallu demander à l'État de les remettre en état, de les adapter au trafic nouveau et de ne les récupérer qu'à cette condition. Cela aurait très certainement permis de rencontrer des difficultés moindres aujourd'hui. En effet, le choix de baisser l'investissement est corrélé à la volonté de baisser le recours à l'emprunt sur lequel on vous alerte régulièrement. Vous considérez que ça reste maîtrisable lorsque nous nous inquiétons et nous vous appelons à la plus grande vigilance. Mais vous l'avez dit vous-même, entre le compte administratif 2019 et le compte administratif 2024, la capacité de désendettement a doublé. Elle est passée de 3,6 années à 7,4 années. Donc, comme prévu, ce budget supplémentaire intègre les résultats de l'exercice 2024. Dans les grandes masses, et vous l'avez dit, le virement de la section de fonctionnement vers l'investissement est de 120 millions d'euros. Dois-je rappeler qu'il était de 176 millions l'an dernier et que l'excédent de clôture, vous l'avez dit aussi, est de 6,5 millions contre 16 l'an dernier. Disons-le, le BS de cette année est plus que modeste. Il traduit une gestion sans cap, sans souffle et bien entendu sans ambition pour la Corse. C'est donc une gestion de routine et malheureusement pas une politique de transformation. En effet, et vous l'avez dit aussi, hors mouvement d'ordre, seuls 24 millions d'euros de nouvelles inscriptions au total, dont 13 millions d'euros en fonctionnement et 11 millions d'euros en investissement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La part écrasante des dépenses de fonctionnement par rapport aux investissements est un signal d'alarme. Oui, nous consacrons l'essentiel de nos ressources à faire tourner la machine administrative sans dégager les marges de manœuvre nécessaires pour construire l'avenir. Au niveau des recettes qui permettent ces nouvelles inscriptions, outre les 6,5 millions d'excédents, vous affichez 16,5 millions de recettes nouvelles, 10 millions dus au recours fait, et vous l'avez dit, lors de la vente de la SNCM, et les 2 millions d'euros de recettes dues aux pénalités sur la fibre. Au niveau des dépenses, 13 millions d'euros en fonctionnement, dont 42% sur l'action sociale, vous l'avez dit aussi, 2 millions d'euros sur les services généraux pour les locations mobilières, ce qui devient un vrai sujet, et je m'en suis exprimé lors de la Commission des finances pour faire en sorte qu'il y ait un travail d'inventaire qui soit réalisé, que l'on envisage des pistes pour cette rationalisation. Vous avez dit que le travail était en cours, et je veux bien le croire, parce qu'il permettrait de transformer ces dépenses de fonctionnement en investissement. À titre d'exemple, est-ce que la Villa Pietre est utilisée aujourd'hui autant qu'à l'époque du Conseil général? Quelle pourrait être sa vocation? Vous nous annoncez des propositions pour 2026. Elles nous seraient faites très prochainement et nous les attendons. Lors de la création du diplôme d'État de professeur de musique dont vous avez fait état, je vous rappelle que vous aviez signé une convention avec l'Institut d'études supérieures de la musique entre 2024 et 2027 pour un coût total de 853 millions d'euros, dont 83%, 712 millions d'euros à la charge de la collectivité de Corse, soit 178 millions par an. Dépassons-nous cette somme cette année? Si oui, pourriez-vous m'en indiquer les raisons? Vous nous dites aussi que l'emprunt annuel ne dépasserait pas les 110 millions d'euros votés au budget primitif. Il y aurait même une baisse de 100 000 euros au budget supplémentaire. Pourtant, lorsque je lis que l'on avait remboursé 83 millions d'euros en 2024 et que l'on remboursera 90 millions d'euros en 2025, capital et intérêts confondus, je pense qu'il ne s'agit en aucun cas d'une amélioration de votre gestion, mais que cela est très certainement le résultat de l'augmentation du remboursement annuel généré par l'encours de l'endettement qui ont aggravé cet exercice. Confirmez-vous mon analyse? Un budget supplémentaire qui confirme donc une dégradation globale faisant suite à des non-choix, on l'a dit, à des errements intervenus après la fusion des trois entités. Ce budget gère malheureusement l'existant, entretient l'inertie, mais ne répond en aucun cas aux grands enjeux de l'île. Alors il faut changer de méthode, oui.
Le président du Conseil exécutif le disait ce matin sur un autre sujet, sur un autre rapport. Il faut remettre l'investissement au cœur de l'action publique et réduire progressivement les charges de fonctionnement qui nous empêchent de progresser. C'est une question de responsabilité. Vous connaissez notre position sur le sujet. Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait enfin un débat stratégique sur l'avenir économique de cette collectivité. Il vous appartient de présenter une feuille de route qui soit cohérente. On ne peut continuer d'entendre dans cet hémicycle que l'on doit faire face à des baisses de dotation, que l'on enregistre une baisse des DTMO, que l'on note une baisse du FCTVA, que l'on note une baisse des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, malgré que l'on en reçoive les 40%. Oui, nos recettes sont dans une conjoncture de déclin, et nous le savons, et nous l'avons tous dit, et vous l'avez dit aussi. Alors faites-nous cette projection réaliste, sinon vous allez continuer à mentir aux Corses. Alors, vous ne pouvez vous permettre de reléguer le débat budgétaire au second plan. Or, force est de constater que dans l'ordre du jour de nos sessions, les discussions sur les finances pourtant fondamentales arrivent après tous les autres sujets et particulièrement le vendredi après-midi en fin de session, lorsque l'hémicycle se vide. Le budget est le cœur battant de toute collectivité, vous le savez. Il est l'acte politique par excellence, celui qui transforme les discours en actes. Je regrette que le président de la Commission des finances, notre collègue et ami Louis Pozzo-di-Borgo, en sniper embusqué et main du roi, ne puisse apporter la contradiction à tout ce que je viens d'apporter comme élément. Mais je sais que vous le ferez très certainement à sa place. Alors, dans la continuité de nos positions, contraires sur le budget primitif et le compte de fiscalité unique, cette fois encore, avec la même constance et le même esprit de responsabilité, nous voterons contre. Je vous remercie. Merci, Paul Félix Benedetti. C'est un document intermédiaire qui est corrigé sur des objectifs prospectifs factuels et réels, c'est-à-dire sur des résultats de recettes nouvelles qui sont tous réels, estimés à 16 millions d'euros. Georges l'a dit, essentiellement abondé par un vieux litige de 2 millions d'euros qui est reversé par l'Office des Transports à sa maison mère, en juste légitimité. Par contre, il n'y a pas les traceurs d'une inflexion notable de la politique de réduction des dépenses de fonctionnement. Bien au contraire. Le dispositif qui est retenu par la collectivité territoriale aujourd'hui est d'entériner un report prépondérant à plus de 95% du report de fonctionnement de l'année antérieure, 2024, pour 2025 au profit de l'investissement, ce qui est légitime. Par contre, il reste une fraction de 6,5 millions d'euros qui est renvoyée en investissement, qui n'est pas retenue pour l'investissement et qui est renvoyée en fonctionnement. C'est tout à fait légitime s'il n'y avait pas d'emprunt. Or, cette simple manœuvre, qui est théoriquement légale, est moralement absurde, parce que c'est financé par le résultat de l'année d'avant, le résultat de l'année d'après, et en ramenant l'emprunt à un montant d'un quantum qui est équivalent à plus 6,5 millions d'euros. La logique de l'orthodoxie d'un bon budget supplémentaire, et c'est le traceur que moi j'attendais, c'est que vous piochiez dans vos réserves opérationnelles de fonctionnement pour que le transfert du résultat antérieur vers le fonctionnement soit à zéro. Et que vous nous annonciez deux choses, soit une augmentation des dépenses d'investissement du montant équivalent, soit, entre autres, sur la maîtrise d'ouvrage propre de la collectivité territoriale, qui est à un niveau d'étiage qui n'a jamais été connu auparavant,
vous l'augmentez légèrement au BS, vous passez de 61 à 64 millions d'euros, mais c'est très peu. Soit vous augmentiez, par exemple, l'investissement au profit des aides aux communes ou au reste. Mais ça fait partie d'une vision politique. Ces 6,5 millions d'euros en fonctionnement, vous n'en avez pas stratégiquement besoin. Vous pouviez avoir un affichage, c'est sûr qu'après, il fallait rogner des lignes. Mais sur 1 000 millions, en enlever 6, ce n'est pas un effort extrême. C'est le début de la solution. En tout cas, c'est pour nous, Corinne Ponte, ça aurait été le traceur d'un axe, d'un volontariat à résorber votre, je dirais, inexorable consommation d'argent pour le fonctionnement. Or, vous choisissez quand même, malgré le fait qu'il y ait exceptionnellement 15 millions d'euros qui soient réellement en recettes supplémentaires parce qu'il y a des titres de paiement sur des contentieux essentiellement, ça ne sera pas toutes les années comme cela, mais vous ne vous servez pas de cette aubaine pour dire « ça nous suffit, on garde ça en fonctionnement chibaste ». Derrière, vous avez quand même la tentation de gagner, de garder cette, je dirais, petite somme, mais c'est quand même 6,5 millions d'euros. Et pour nous, c'est le traceur d'un mauvais état d'esprit. Très bien. D'autres interventions? Oui, avec Sunchiguar et Pierre Jong. Messieurs les présidents, chers conseillers, vous avez eu raison de contextualiser ce budget supplémentaire, parce qu'on est quand même dans une période de grande incertitude, y compris de grande incertitude budgétaire. D'ailleurs, André Léniel, le président du comité des finances locales, le disait et le reprenait lors de la convention de la Banque des territoires, principal financeur des collectivités locales. Il disait que, en avril dernier, que c'était 7 milliards d'euros de coupes dans les budgets des collectivités locales qui allaient s'appliquer cette année. 7 milliards. Vous savez qu'on a un gel des dotations. Vous savez que les collectivités locales sont appelées fortement à régler, et le seront davantage, à régler les déficits de l'État. Et donc, partout, l'épargne brute s'écroule, la dette s'accroît, et la situation des collectivités locales, vous avez rappelé le rapport de la Chambre régionale des comptes sur les départements, plus de 60 départements qui sont en difficulté, c'est énorme. Partout, donc, on est dans des situations difficiles, voire désespérées pour certains. Alors, qu'en est-il de notre collectivité? Tout d'abord, je voudrais rappeler que, malgré une année 2024, malgré cette année qui a été marquée par de grandes contraintes, l'inflation persistante, le gel des dotations qui continue d'ailleurs en 2025, l'explosion des besoins du secteur social, les obligations de revalorisation salariale, malgré ces contraintes, donc, notre collectivité n'est pas en difficulté, elle affiche un résultat positif, n'en déplaise aux Cassandres. Les ratios de gestion sont totalement conformes aux règles de surveillance comptable, il faut le rappeler, parce que si les Corses nous écoutent, il ne faut pas qu'ils imaginent que la collectivité, comme on le dit trop souvent, est en faillite. Bien sûr, elle a des difficultés, mais qui n'en aurait pas dans un tel contexte? Quelle est la collectivité aujourd'hui qui présente une meilleure gestion que la nôtre? Vous poursuivez une trajectoire de sobriété budgétaire que nous avons fixée dès 2023, et c'est bien. J'en veux pour preuve que le BS qui nous est présenté ne fait pas appel à l'emprunt. Ça n'a pas toujours été le cas, notamment, et d'ailleurs, depuis les 5 dernières années. On ne fait pas appel à l'emprunt, non pas parce que nous n'avons pas la capacité, nous pouvons emprunter, mais parce que nous faisons le choix de ne pas obérer nos capacités futures. Notre dette de 1,118 milliard, 1,118 milliard, notre dette s'amortit normalement. Vous remarquerez d'ailleurs que sa durée de vie moyenne
pour ceux qui ont lu ce document, sa durée de vie moyenne, elle est de 10 ans, alors qu'elle finance des programmes d'investissement qui sont bien plus longs, 20 ans, 30 ans quelquefois. Donc nous sommes dans une situation financière compliquée, mais maîtrisée. Deuxième remarque, c'est que la bonne tenue des recettes de fonctionnement avec 1,4 million € encaissés de plus par rapport à la prévision du BP, la bonne tenue donc de ces recettes de fonctionnement qui augmentent malgré le gel durable des dotations de l'État, ce n'est pas parce que nous imposons davantage les Corses, parce que la solution d'imposer davantage les habitants d'une région ou d'un département, c'est ce que choisissent l'ensemble des régions et des départements. Nous n'avons pas fait ce choix-là. Nos recettes augmentent grâce ou à cause de la fréquentation touristique et donc de la taxe de séjour qui augmente. Nos recettes augmentent, nos recettes sectorielles augmentent, et vous l'avez dit, vous l'avez tous dit, grâce aussi à la pugnacité, au savoir-faire juridique, au travail effectué par les services, et notamment ceux de l'OTC, qui n'ont pas lâché et qui ont permis de récupérer ce que la feu SNCM nous devait. Le travail auprès du liquidateur a été difficile et long. Il aboutit. En ce qui concerne ces dépenses de fonctionnement, le conseiller l'a dit, 40% vont au social et à la santé. 40%. Les besoins sont constants. Notre île s'appauvrit. On se tourne vers la collectivité pour sauver des emplois, pour venir combler le déficit de certaines entreprises ou de certaines collectivités. 2 millions d'euros vont à l'enseignement et 800 000 € de plus sont affectés à la culture en dépenses de fonctionnement. Je note un point de détail. C'est un point de détail comptable, mais c'est un point de gestion essentiel que personne n'a soulevé. Moins de 10 000 €, c'est rien, c'est 10 000 €, mais c'est en moins, sont économisés sur les prévisions budgétaires de la masse salariale. C'est important. Ça prouve aussi la reprise en main essentielle de la gestion de la masse salariale et de l'organisation de la collectivité. Enfin, remarquons, le conseiller y a insisté, qu'avec 11 millions d'euros supplémentaires, les investissements continuent à être soutenus fortement. J'insiste sur ce point parce que la majorité des régions ont rogné leur part d'investissement lors du BS. Toutes. Un exemple, notre voisin, la région Sud, qui a plus de 3 milliards d'euros de budget. Vous savez combien ils ont inscrit lors du BS à la section d'investissement? 10 millions. Autant que nous, avec un budget 3 fois supérieur. Alors, conformément à la constante de nos politiques, 60% de cet investissement va vers l'aménagement du territoire et notamment vers les petites communes rurales. Il y a un effort supplémentaire et indispensable fait envers les agriculteurs et notamment les maraîchers de Cazinc. Nous inscrivons pour la culture et la langue 1,5 million d'euros supplémentaires sur la section d'investissement et nous n'oublions pas la formation ou la voirie. Enfin, vous l'avez remarqué, nous améliorons une fois de plus la gestion de nos autorisations de programme avec une diminution de 10% supplémentaire des AP. Donc, vous l'avez compris, solidarité avec les plus démunis, constante du dynamisme de l'investissement, compensation des difficultés vécues, notamment dans la ruralité, soutien continu aux acteurs culturels et au développement de la langue, sont autant de constantes politiques que nous retrouvons dans ce budget. Alors, le budget intervient à un moment, ce budget supplémentaire intervient à un moment où nous avons un moment tout à fait régulier. Nous avons voté notre BP, nous avons voté notre compte administratif. Nous traduisons
les résultats de notre compte administratif dans ce budget supplémentaire, c'est bien la rigueur de la gestion qui est mise en œuvre, c'est bien la poursuite des investissements fondamentaux qui est continue, et je pense vraiment qu'il ne faut pas changer de méthode. Il faut bien sûr changer de système. Il faut que les recettes de la collectivité de Corse soient à la hauteur de ses ambitions. Et ça, nous le redisons, c'est le processus qui est en cours, qui devrait pouvoir y répondre. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Pierre Jonga. Vi ringrazio, signor Presidente. Signor Presidente, mi pare che l'oggetto aggiuntivo sia fatto per rispondere a problematiche accadute dopo l'uovo di un progetto primitivo. On site senza sapere, signor Presidente, che parecchie case d'alloggio delle persone anziane dipendenti sono in situazione finanziaria soffocante e a fine s'avvicina. In più, quelli che sono più in difficoltà sono quelli che sono gestiti da soci e uso scopi non mica va soldi. Più un esempio, una gestita per un associo in corti riceve da ZTC 71 euro per persona al giorno, una privata a Ajaccio 89, non ci siete per nulla di Astoria, ma in tempo di soli scarsi c'è qualcosa da fare. E non oggetto non trovo nessuna traccia di aver preso in conto di questa situazione, che è importantissima per la Corsica. Dunque, per rispetto per i nostri anziani, per le sue famiglie che temono di dover recuperare i suoi in casa, per rispetto per le persone che temono di perdere il suo lavoro, voteremo contro questo oggetto. A ringraziarvi. D'altre domande, Saïd Girani. Merci, Président. Moi, je ferai court. Je crois qu'on est d'accord avec certaines personnes qui ont pris la parole avant moi. Simplement, donc, vous débutez votre propos sur le climat, je dirais, national français, qui est morose. Morose à plusieurs titres. On en a parlé hier, l'instabilité, l'incertitude, le climat international qui pèse énormément sur ce recentrage, justement, autour, vraisemblablement, de Bercy, d'un certain nombre de dispositifs. Donc, sur ce budget supplémentaire, quelques observations de notre part. Bon, c'est un ajustement, ça tout le monde a compris. Et donc, on est sur un résultat qui constaté de l'exercice de 2024 qui est de 6,5 millions, je crois, si les notes sont qui est quand même un montant qui est relativement modeste, je crois que tout le monde l'a dit, à redistribuer. Donc on restera sur ces éléments de surface pour dire que l'ajustement final se situe à hauteur, vous l'avez dit, d'environ 24 millions, qui a permis, notamment grâce à une manne providentielle qui a été souligné par deux de mes prédécesseurs, notamment la liquidation de la SNCM, c'est des millions qui s'inscrivent en recettes sectorielles de fonctionnement et 2 millions concernant donc des pénalités convention de la fibre et je crois 850 000 euros avec un contentieux, je crois, avec Orange. C'est ça. Donc on voit qu'on est vraiment dans le... Bon, dans les petits calculs, on dirait comme ça. Donc au niveau des dépenses nouvelles, là aussi on a une équivalence entre les dépenses de fonctionnement, 13 millions, et celles d'investissement qui sont à 11 millions. Donc on est 6 barres. Le poste qui augmente finalement, c'est le poste de la santé et du social. Hein, c'est ça, 5,5 millions, notamment sur les volets qui sont ceux du handicap et de l'aide sociale à l'enfance. Et pour l'investissement, et l'habitat, c'est 4,8 millions qui vont directement sur la dotation des communes et l'OP2H de C. Voilà. Donc là, il y a juste un petit focus qui a été souligné par un collègue tout à l'heure. C'est que là, il y a un point de vigilance
qui, à mon avis, va empirer d'année après année. On en a parlé hier aussi. C'est la pyramide des âges de ce pays. Il va y avoir un accroissement considérable de ces dépenses-là. Hier, je vous disais qu'il y avait, dans les chiffres INSEE, un pays vieux, un pays pauvre. Et c'est un pays qui est vieux et pauvre, et les vieux sont pauvres. C'est ça qui nous interpelle tous. Pierre Jong a parlé de placement dans les familles, de retour des EHPAD vers les familles. Certains font le choix de les garder dans les familles, c'est notre cas depuis toujours, et tant mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en termes de démographie et qu'on n'arrive pas à contrôler, et que vous n'arriverez pas à contrôler, et qui va vous dépasser certainement dès l'an prochain, c'est justement ce vieillissement. Le chiffre est édifiant. Je crois que c'est le pays de Méditerranée le plus vieux. On a avec l'Italie aussi qui ressemble beaucoup en tant que pays latin à notre morphologie. On a quand même un Corse, ou un habitant Corse, puisque je reprends les termes du Conseil d'État, un habitant sur 4 qui a plus de 65 ans. C'est énorme. C'est même, je crois qu'en France, on est à 1 sur 6 ou 1 sur 7. Donc on est complètement déséquilibré. Donc ces dépenses-là qu'aujourd'hui, sur lesquelles vous ventilez donc 5,5 millions, elles seront demain d'une autre dimension qui va être, à mon avis, dramatique. Bon, je passe, on en reparlera certainement. Je vais en évoquer rapidement la question de l'emprunt. Donc l'emprunt, le fameux emprunt à 111 millions, 74, c'était l'emprunt qui était présenté au BP, qui diminue de quelques dixièmes, hein, puisqu'on passe à 111 millions 61. Je crois que c'est 150 000 euros. C'est ça, 150 000 euros. Bon, on est c'est mon barre, oui, il n'y a pas de miracle. Donc l'ajustement, il est totalement insignifiant au regard du volume. Hein, il n'y a pas de. Donc, sauf que moi je me dis, je ne veux pas me satisfaire, contrairement peut-être à vous, quand j'emprunte autant, de me retrouver presque à être content du résultat. On est quand même dans quelque chose qui aurait été complètement déséquilibré s'il n'y avait pas eu justement cette liquidation de la CCM. Je le dis, je le répète. Bon, je n'irai pas plus loin dans l'exposé. Sur la politique générale, c'est le même constat qu'au BP avec les mêmes effets. Du saupoudrage, de quelques reliquats. Ça ne modifie en rien la trajectoire historique financière de la CDC. Et ce n'est pas du tout, vous imaginez bien en tant que nationaliste, sur quoi on pouvait s'attendre, même si on s'y attendait. Vous avez évoqué à un moment donné, comme souvent dans les discours que j'entends ici, l'espoir de l'autonomie, l'espoir du pouvoir législatif et fiscal et financier. Et moi aussi, je crois qu'on est tous sur une perspective où le feuilleton se termine bien. Je le disais hier, souvent il se termine bien, des fois il se termine mal. Là, alors on parle, nous tirons dans le même sens, mais peut-être pas pour la même raison, certainement. Ce qui est sûr, c'est que on est quand même devant une situation où l'aléatoire pèse énormément. Et quand je dis aléatoire, c'est que cet aléatoire, à un moment donné, il risque de basculer. Et s'il bascule, on sort d'une situation complètement critique. Donc pour l'heure, rien de bien nouveau. On peut jouer les arguments de défense. J'ai entendu mon collègue tout à l'heure dire, bon, finalement, tout va bien. Ou en tout cas, ça ne va pas plus mal. C'est un budget, je dirais, de variable d'ajustement, on dirait comme ça, à la marge, sans réelle surprise, avec un fonctionnement qui, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il se passe, écrase l'esprit même d'un projet. Ça, pour moi, c'est évident. Donc, il n'est pas satisfaisant. Vous avez compris qu'on votera contre. Comme on a voté contre le BP, on votera contre le BS. Mais malgré tout, parce qu'on a quand même... On est quand même sur une route où on essaie tous ensemble de sortir ce pays de l'ornière, malgré les contextes internationaux, malgré les contextes où on nous compare à d'autres régions françaises, à d'autres départements. Arrêtons les comparaisons, parce que comparaison, comme dirait l'adage, n'est pas raison. Nous, on espère quand même, à un moment donné, qu'on puisse avoir sur notre route, sur la trajectoire budget, un espoir de redressement.
On est tous là pour ça et pour l'instant, on ne voit rien. Et je vais vous dire que quand je regarde l'avenir, il y avait un président des États-Unis qui disait, c'est pas Trump, hein, c'était Abraham Lincoln, il disait la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de le créer. Fare des qualcosa. Henri Ganziabi, d'altre domande non vengo più, dunque diamo la parola all'esecutivo. A ringraziarvi, Joe Presidente. D'abord, saluer les propos d'Alex Vinciguer, hein, je pense qu'il est extrêmement éclairant et bien sûr qu'il précise un certain nombre de points que j'avais moi-même essayé de développer. Dire à Georges May, Georges, pour moi, vous êtes parfois sur ces sujets-là un peu une incompréhension. Je crois l'avoir déjà exprimé à plusieurs reprises. Nous sommes tous les deux de vieux élus, je crois. On a été maires tous les deux de communes pendant une période assez longue. Je pense qu'on connaît tous les deux les mécanismes budgétaires, je pense. Donc je suis surpris, j'avoue, de votre analyse. Et puis, quand je regarde le nombre d'élus ou de maires ici ou de présidents d'interco qui sont en charge, eux aussi, de présenter des budgets, dire qu'une progression de 1% aujourd'hui des charges de fonctionnement, c'est une non-maîtrise de ces charges-là, je crois que c'est pratiquement une offense qu'on fait aux élus qui sont en charge de construire des budgets. Aujourd'hui, on n'est même pas au niveau de l'inflation. On n'est même pas au niveau de l'inflation. Je pense que quand on parle de dire qu'on est dans le mensonge, je ne sais pas là qui a des propos qui peuvent s'assimiler à des propos mensongers. De même, dire que notre résultat, 6,5 millions aujourd'hui, ce n'est pas un résultat qui serait intéressant, mais on fait un résultat. Dans la conjoncture budgétaire actuelle, nous dégageons 6,5 millions de résultats. Moi, je pense que c'est plutôt vertueux qu'handicapant pour notre collectivité. Dire enfin que ce budget supplémentaire, ça a été dit à d'autres reprises de manière différente et modeste, mais un budget supplémentaire, c'est un budget d'ajustement. S'il est modeste, ça démontre au contraire, et c'est le travail que nous avons voulu faire, que nos prévisions, notre BP était extrêmement ajusté et déjà en termes d'exécution dans la justesse, me semble-t-il, la plus précise. Ce n'est pas une mauvaise gestion que d'avoir un budget supplémentaire modeste. Au contraire, ça démontre toute la bonne gestion et le bon niveau de prévision que nous avons eu. Après, c'est un dernier point aussi, mais là, je vais vous en donner une explication. L'année dernière, nous avons voté aussi un BS en juillet. Là aussi, c'est un choix de cadencement budgétaire qui est plutôt vertueux. Nous comptions l'année dernière déjà voter un BP 2025 fin décembre 2024 ou janvier 2025. Simplement, vous le savez comme moi, les événements français, les événements de politique française et les incertitudes qu'il y avait sur le vote du budget en France nous ont obligés à décaler le vote de notre BP. Et cette année, en 2025, nous nous apprêtons à vous présenter un BP 2026 en décembre ou au plus tard en janvier 2026. Donc, on prouve bien que là aussi, on essaye d'être dans un cadencement budgétaire qui est plutôt en phase avec l'exécution budgétaire et la capacité à se projeter. Donc moi, je ne peux pas dire plus là-dessus. Après, on peut faire toutes les interprétations. Je pense qu'Alex Vinciguer a répondu. Il suffit de regarder nos indicateurs budgétaires pour constater que notre collectivité, aujourd'hui, elle n'est pas à l'asphyxie ou en défaillance financière. Pas du tout. C'est une collectivité qui connaît des difficultés, c'est normal puisque le contexte est contraint, mais qui maîtrise parfaitement aujourd'hui ses indicateurs financiers. Paul Félix, dans le même registre, nous explique que l'excédent devrait être naturellement en forme d'orthodoxie affecté à la section d'investissement. Il faudrait, oui, on peut l'entendre, sauf que nous, l'excédent, dans notre raisonnement, il est affecté aux besoins des Corses,
aux besoins des Corses, là où il y a la priorité des besoins des Corses, au quotidien des Corses. Donc, en l'occurrence, nous avons des besoins, vous le savez, notamment sur les politiques sociales, ça a été repris à plusieurs reprises, qui sont importants dans un contexte dégradé, dans un contexte de précarité forte, dans un contexte démographique aussi qui impacte nos budgets. Et nous avons fait ces choix-là. Mais encore une fois, qu'on se dise les choses. On a eu ces 5 dernières années une croissance des charges de fonctionnement annuelles qui était autour des 3%, 4% en 2024. Cette année, nous retombons à un peu plus de 1%. En dessous le niveau de l'inflation, donc on est plutôt dans un effort vertueux et soutenable. En tout cas, c'est ce que nous voulons faire, c'est que cet effort, en même temps, il soit soutenu dans le temps, c'est ce que je vous disais, c'est l'anticipation, la volonté de se tenir au niveau de l'inflation sur les charges de fonctionnement, soutenable pour l'économie de la Corse, parce que vous le savez, il y a aussi la nécessité parce que la collectivité de Corse, on le sait tous, et on en a parlé encore ce matin, est un ordre puissant en matière économique, et acceptable enfin pour l'ensemble des acteurs, notre peuple bien entendu, mais enfin tout l'ensemble des acteurs, communes et intercommunalités. Pierre Dionga, j'entends vos propos, après je crois que c'est votre choix. Hein. Si vous désirez, bien sûr, conditionner votre vote à un sujet qui est certes d'importance, j'entends, et je crois que sur le sujet que vous avez évoqué, la collectivité de Corse ne s'est pas mise en défaut. Je crois que la conseillère exécutive est venue pour une séance de travail en élaborant des pistes de solutions, en travaillant sur des pistes de solutions qui pourront éventuellement passer. C'est pas fermé. Je pense que de ce que j'ai compris, c'est pas fermé à l'évolution du tarif. D'après ce que j'ai compris avec la conseillère, il y a éventuellement des pistes, mais il y a aussi des gestions. Non, bien sûr, il y a aussi des gestions d'établissements et des plans de gestion qui doivent être mis en place et proposés. On est dans un domaine un petit peu particulier, mais j'entends bien le besoin, mais on voit bien l'effort qui a été fait en faveur de la politique du handicap, en faveur de la politique de l'enfance, mais aussi de manière très générale, et ça s'est vu au BP, ça s'est vu au CFU 2024 et ça s'est vu au BP, en faveur des personnes âgées. J'ai parlé du maintien à domicile, mais vous savez aussi que le soutien aux EHPAD est extrêmement fort par la collectivité de Corse. Il est presque, comparé à ce que font d'autres collectivités et d'autres régions, on est vraiment, ou départements, pardon, on est vraiment plutôt à la pointe dans ce domaine. Enfin, Xavier, vous avez aussi parlé d'ajustement, je reprendrai. Bien sûr que c'est un ajustement, mais nous en sommes plutôt, les propos que j'ai tenus, nous en sommes plutôt fiers. Nous n'avions pas vocation à venir ici, à vous présenter un nouveau budget pour l'exercice 2025 de la collectivité. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avions anticipé, que nous avions proposé au BP 2025 et que nous concrétisons aujourd'hui dans le cadre de ce BS. Et nous avons bien conscience, et nous le disons en Corse, nous avons bien conscience que nous adaptons notre trajectoire. Nous avons bien conscience que nous demandons des efforts, mais je vous les ai dit, ces efforts, on doit les faire dans un cadre qui soit acceptable et non pas dans une vision d'austérité. Et c'est ce travail que nous avons entrepris depuis maintenant 2023 et que nous poursuivrons jusqu'à la fin 2027. Merci, monsieur le conseiller exécutif. Georges May, là, il n'est pas de... Mais juste un mot, je vous l'accorde, et l'exécutif répondra. Oui, juste un point, qu'il n'y ait pas de différence d'analyse sur le terme « mentir ». Qui a été repris, et je regrette qu'il n'y ait que celui-ci qui a été repris parmi tout ce qui a été exprimé, tout ce qui a été dit, mais peu importe. Lorsque je dis mentir, c'est peut-être mentir sciemment, sur quoi ? Sur la trajectoire qui est la nôtre aujourd'hui et qui est désastreuse. Et je ne comprends pas que vous ne l'exprimiez pas, parce qu'elle est désastreuse. Vous savez qu'on va dans le mur.
Vous parliez tout à l'heure de l'équilibre qui a été obtenu avec les 16,5 millions de la SNCM et compagnie. Qu'aurait été le budget supplémentaire de cette collectivité s'il n'y avait pas eu ces 18 millions d'euros? Rien, aucun. On n'en aurait même pas fait. On allait les faire avec 10 000 euros dont parlait notre collègue d'économie sur le personnel, dont parlait notre collègue Alexandre Vinciguer. Vous savez qu'on va dans le mur et qu'il est temps de se ressaisir et de dire la vérité, oui, de dire la vérité. Vous le disiez ce matin, monsieur le président, vous venez de nous rejoindre, qu'il fallait changer de méthode sur certains sujets et sur un rapport que j'ai en tête et qui est le PPI. Là aussi, il faut changer de braquet. Mais ensemble, il faut changer de braquet. On avait dit qu'on devait faire des économies substantielles en fonctionnement, qu'on devait, à travers la commission des finances, travailler justement sur cette fiscalité et surtout sur l'immobilier. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Et pourtant, il y a des sources importantes d'économies. On ne les a pas faites. Pourquoi on ne les a pas faites? Problème de temps, problème de rigueur qui finalement fait défaut, c'est quoi? Il est normal que l'on s'insurge, il est normal que l'on fasse preuve de responsabilité au même titre que vous tous. On n'est pas là pour individualiser les groupes ou je ne sais trop quoi, on est là pour faire les réflexions qui s'imposent et essayer de faire en sorte que la situation s'améliore. C'est tout. Force est de constater qu'elle ne s'améliore pas et il est grand temps de le dire. Et lorsque je parle, je renouvelle en disant on continue, je dis on continue de mentir aux Corses, on ne leur dit pas la vérité. Parce qu'on est dans une situation délicate et difficile et il faut arrêter les comparaisons avec les autres collectivités. Les autres collectivités ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est ici et ce que l'on donne et ce que l'on montre aux Corses. C'est tout. Très bien. Monsieur l'exécutif répond et donc vous goudez-vous. On ne va pas faire un intermi-répondre avec Georges Mel sur ce sujet. On voit bien les appréciations différentes. Je crois avoir exprimé le fait, et c'est vérifiable, qu'aujourd'hui, 1% d'augmentation de charges de fonctionnement, nous nous situons dans la tranche basse de ce qui peut se faire dans les collectivités. On est bien obligé de regarder ailleurs, Georges. Et c'est la réalité. Vous le savez comme moi. Parce que vous avez été maire, et que vous savez que faire 1% d'augmentation de charges de fonctionnement dans une collectivité, c'est une mesure de gestion très rationnelle. Et c'est un effort demandé à ceux qui sont en charge d'exécuter les budgets. C'est une réalité. Vous ne pouvez pas être dans le déni sur cet aspect-là. Alors moi, j'entends qu'on peut faire mieux, et vous avez raison de le dire. On peut toujours et on doit continuer l'effort, c'est ce que je vous ai dit. Mais l'effort, il va se faire à ce niveau d'épure, c'est-à-dire dans l'objectif, pour les 3 années à venir, de rester en deçà ou au niveau de l'inflation sur les charges de fonctionnement. Je crois que cette trajectoire-là, nous la revendiquons, elle est vertueuse. Et je ne vais pas reprendre à nouveau les propos d'Alex Vinciguer tout à l'heure. Regardez les indicateurs, regardez les ratios de notre collectivité et démontrez-nous que ces ratios, ils sont aujourd'hui des ratios d'alerte. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont des ratios largement acceptables. Que l'on puisse et que l'on veuille faire mieux, c'est ce que nous avons entrepris. Parce que nous avons conscience de la dégradation générale des budgets des collectivités, avec une contrainte qui va nous peser de plus en plus, et on voit bien les mesures gouvernementales qui arrivent vont venir amplifier déjà celles qu'on nous a imposées les années précédentes. Ça, nous en avons conscience, et c'est pour ça que nous anticipons et nous demandons de poursuivre cette logique d'effort. Mais je le répète, l'effort, il ne peut être qu'acceptable et soutenable, parce que sinon ça devient de l'austérité, et ça nous refusons de le faire, et nous voulons continuer d'être proches des Corses, répondre aux besoins de l'ensemble des Corses, répondre aux besoins des acteurs communes, intercommunalités, et continuer à investir pour ce pays. Harry Graziabi. Donc on va mettre... Pardon, Monsieur le Président, excusez-moi, c'est d'abord là. J'étais effectivement absent pendant une grande partie du débat, j'en ai suivi une partie, j'étais absent pour des soins infirmiers. Une réponse complémentaire, une en forme de boutade et l'autre plus sérieuse. En forme de boutade, j'entends
et j'entends vos appels aux économies sur les dépenses de fonctionnement, je vous fais remarquer que dans les minutes qui vont venir, on va examiner une motion déposée par l'opposition conjointe, pour le coup, que je viens de découvrir aussi, à Ansem, au Corinne Front, vous-même, il n'y a pas Pierre Jong et son groupe, demandant une augmentation des dépenses de fonctionnement, notamment au titre d'une aide à un club sportif. C'est une dépense en fonctionnement. Donc, et vous savez qu'à chaque fois qu'on tape à notre porte pour demander l'augmentation des dépenses en fonctionnement, l'opposition relaye et dit il faut le faire. Donc, on est dans la difficulté et quelquefois le paradoxe. Ça, c'était en forme de boutade, parce qu'on va examiner avec... Eh bien, justement, mais j'allais vous demander, mais vous allez la maintenir ou non? Il a été tellement convaincant, Georges, que je me dis autant. Ils vont retirer la motion, mais après, on va avoir d'autres types de problèmes. Pour être plus sérieux, je pense qu'on l'a dit et redit. Ce n'est pas contradictoire, ce qu'on dit les uns et les autres. Je vais le résumer en 3 axes. Premièrement, parce que je sais que vous l'avez dit dans le cadre du débat, mais on regarde toutes et tous ce qui se passe ailleurs. On dépend aussi de ce qui se passe ailleurs. Donc, disons-le clairement, nous sommes parmi les bons, voire les très bons élèves des collectivités locales en France, en termes de ratio et en termes de trajectoire budgétaire globale. Ça, c'est 1. 2, nous sommes impactés très lourdement et de façon structurellement dangereuse par la tendance actuelle. La tendance actuelle, c'est les choix budgétaires au niveau national, c'est important, mais c'est aussi la trajectoire de notre collectivité en termes de dépenses et en termes de recettes. Donc, effectivement, même si les ratios sont bons, la trajectoire est inquiétante, très inquiétante, et doit être corrigée. Troisièmement, c'est encore plus grave. Pourquoi? Et là, je vous rejoins, y compris sur ça ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Non, ça nous regarde, vous le savez, nous en sommes d'accord. Mais ce qui compte pour nous, c'est ce qu'on est capable de faire, in fine. Ce n'est pas ce que fait la Picardie, le département, tel ou tel département ou telle région. Donc c'est par rapport à nos besoins. Et ça rejoint la discussion, y compris sur le PPI ce matin. C'est qu'il y a aujourd'hui un gap important entre ceux dont nous avons besoin et ceux que nous pouvons mobiliser. Et j'ai envie de vous dire, les efforts en matière de diminution ou de contraction des dépenses de fonctionnement et en matière de rationalisation de nos investissements, donc de hiérarchisation des priorités, sont indispensables, mais ils ne permettront pas, même s'ils sont portés à leur plus haut niveau, de retrouver les marges de manœuvre nous permettant de combler l'intégralité de nos besoins. Donc ces efforts, il faut les faire pour gagner une partie de la marge, indispensable, et il faut les faire aussi pour convaincre l'État, l'Union européenne, les partenaires, les Corses, si nous mobilisons leur emprunt, que nous sommes dignes de confiance. Et ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Donc je termine, ces 3 points-là. Un point complémentaire sur ce 3e, et notamment sur l'urgence. C'est une urgence absolue et vitale, indépendamment de la discussion budgétaire. Je vais le dire encore plus clairement. Au moment où on en parle, est en juillet, il va y avoir les vacances du mois d'août. En septembre, la rentrée politique, économique, sociale, budgétaire va être extrêmement complexe et incertaine. Au moment où nous partons en vacances, nous n'avons aucune garantie sur la majoration cette année de la dotation de continuité territoriale. Vous avez entendu, nous entendons les uns et les autres ce que disent les professionnels du tourisme, les restaurateurs, les hôteliers, les campings, les chefs d'entreprise de façon générale. La rentrée va être chaude. Si demain nous n'avons pas l'abondement espéré et normal sur la DCT, nous aurons
une catastrophe économique et sociale. Donc, nous avons besoin, pour toutes ces raisons, me semble-t-il, de travailler ensemble, au moins sur le périmètre que nous venons d'identifier. Et je redis, très tranquillement, je vous donne rendez-vous, on va peut-être sans doute partir en vacances, etc., à partir de septembre, notamment sur ces questions budgétaires. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble sur les économies, les mutualisations, la rationalisation des investissements, chacun gardant sa liberté totale d'être dans la majorité ou dans l'opposition, mais travaillons ensemble et notamment, je pense que sur les quelques points que je viens d'évoquer, on peut être d'accord. Essayons de le faire parce que c'est l'intérêt de la Corse. Ringraziabile. Donc je mets au voie ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc le rapport est adopté. On peut passer au rapport suivant, donc avec les laboratoires. Ringrazio, Presidente. Bon, les laboratoires, ça va aller très vite. Hein. S'agissant des 2 laboratoires, les budgets supplémentaires présentés sont sans impact sur la subvention d'équilibre de la collectivité de Corse, conformément à notre volonté d'avoir une rigueur particulière sur l'accompagnement et le pilotage de ces laboratoires. Donc, pour chacun des laboratoires, il s'agit donc essentiellement de jeux d'écriture et de reventilation de crédit. Pour le pont monté, on vote le pont monté en premier. Alors, votons le pont monté en premier. Il est proposé d'arrêter le budget supplémentaire à 106 441 €. La reprise du résultat s'élève à un peu plus de 76 000 €. Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent légèrement au total de 0,22% et la masse salariale est également maîtrisée. Pour le pont monté. Merci, j'étais rapide et clair. Alors, il y a un avis de la Commission des finances. Il y a un avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Sofiuno, Avancemo et Corim Fronte. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Georges. Non, juste une chose. Le président de l'exécutif disait tout à l'heure que j'étais convaincant. Lui, il est plus que convaincant. Il me semble qu'il est redoutable. Parce que, avec les explications qui ont été fournies, je pense que j'aurais pu les faire miennes. Donc, ça me semble à souligner et à dire. Sur les rapports 195 et 196, on y répondra de façon commune sur ces deux. Alors, très brièvement, parce que cela a été précisé, on est dans une reprise habituelle de résultats avec une affectation de surplus de fonctionnement à l'investissement. Bon, dans les 2 cas, on arrive à 0, ça a été dit. Alors, 2 éléments à relever. Premièrement, le fait que l'on soit dans une démarche de fusion est précisé dans les documents, mais on n'en sait pas plus. Et j'avais sollicité et demandé à l'exécutif, qui m'avait répondu le mois dernier au cours de l'examen des comptes financiers uniques des 2 labos, que l'on aurait des éléments à la session de juillet. Nous sommes à la session de juillet, alors je ne sais pas si c'était dans le cadre d'un rapport propre ou à l'occasion de ce budget supplémentaire. Mais en tout cas, je m'attendais à avoir quelques éléments, notamment financiers, sur le sujet. Deuxièmement, on constate les subventions d'équilibre, bien entendu, qui demeurent inchangées sur la Haute-Corse comme en Corse du Sud. Pour rappel, au budget supplémentaire de l'an dernier, la subvention d'équilibre en 2B avait été augmentée de 19 000 € et celle du 2A avait baissé d'autant. Donc cette année, pour le 2B, la subvention d'équilibre reste inchangée par rapport au budget primitif, puisqu'il me semble qu'elle soit annoncée autour des 1 800 000 €, et idem pour le 2A, où l'on maintient le même niveau de subvention, soit 3,2 millions. Alors sans surprise, bien entendu, nous voterons contre ces 2 rapports. Très bien, même s'il y a du mieux quand même. Voilà, on vous félicite quand même qu'il n'y ait pas besoin d'abonder les budgets supplémentaires de la parole. Il y a d'autres interventions? Non, je vous donne la parole.
Merci, Monsieur le Président. Merci de l'avoir fait remarquer. Monsieur Mella, sur l'AMO, je vous confirme que l'AMO a rendu, comme convenu, un rapport intermédiaire. Mais dans ma réponse du mois dernier, je vous ai dit que le rapport intermédiaire était rendu en juillet, qu'on en reparlerait à l'Assemblée en octobre. Laissez-nous le temps de voir et de lire le diagnostic des labos et travailler dessus. Voilà. Donc, rendez-vous en octobre. Très bien. Je voulais dire simplement qu'on avait été habitué à des délais plus longs, 3 mois, ça nous semble d'une rapidité même excessive. E potrà dire paesani, puoi aspettare appena. Très bien, donc je vais mettre au voie ce rapport. Qui est contre? Il y avait un avis de la Commission des finances. Hein. Juste. Non, le 195. Ah, on l'a conjoint. Ah, bon. Le 195. Donc je le mets au voie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Et qui est pour? Très bien, donc on peut passer au Cismonte. Otis Monte, merci Président. Je vous propose d'adopter le budget supplémentaire arrêté à 357 774 €. Sur cette somme, la reprise du résultat constaté au compte financier unique 2024 s'élève à plus de 290 000 €. Il y a effectivement une augmentation des charges à caractère général du fait des dépenses qui sont liées à des frais de fonctionnement impératifs comme la climatisation, le nettoyage, etc. Et la masse salariale reste maîtrisée. Arin Raziav. Est-ce qu'il y a des interventions? Georges ayant déjà intervenu. Donc pas d'intervention. Donc je mets le rapport au voie. Il y avait un rapport de la Commission des finances. Un avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Unsof Uno, Avancemo et Corinne Fronte. Très bien. Donc je peux le mettre au voie. Qui est contre? Qui s'abstient? Ouais. Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. A ringraziarvi. Donc, dobbiamo passare a lingua grossa, scuola grossa. Monsieur le Président, petit point d'ordre, s'il vous plaît. J'ai cru comprendre qu'il y avait une motion qui circulait. Est-ce que le groupe majoritaire pourrait en être destinataire, s'il vous plaît? Moi, j'ai celle de la présidente. Je ne sais pas si je peux vous la communiquer. Ah, d'accord. Bon, bah alors on attend. Je ne suis que le vice-président. Monsieur le vice-président, on attend alors. Mais je ne sais pas si je peux la communiquer. Mais on aura le temps de l'examiner en détail. Donc, je vous propose qu'on passe au rapport 192. Donc, hai la parola, signor Presidente. Vi ringrazio, signor Presidente. E dunque un rapporto che tratta a sapere dell'immersione a pro di Lamparire e Ugosso e che organizza e rinnoveleggia il nostro sostegno finanziario e politico alla socio scuola corsa. Allora, non è mica arrivare in una storia lontana e vicina di l'impegno associativo a pro di l'imparare il corso, ma abbiamo a mente che di giugno 2022, appena di più che 3 anni fa, l'Assemblea ha adottato all'unanimità un rapporto l'immersione linguistica e ha deciso di sostenere un po' dopo l'azione messa in ballo dall'associo Scuola Corsa pro di l'insegnamento immersivo.
a sapere che giungiamo a un quarto esercizio, conoscite la qualità di bilancio di l'assoggio, sapete che l'assoggio oggi interviene in parecchie comuni e regioni di Corsica, ha cifrato in 2024 una convenzione in cui l'INSPE dell'Università di Corsica per permettere di accogliere 3 studenti in master bilingue in 10 scuole. E poi, soprattutto, c'è la rammentà in cui forse non è mica scritto, dice qualche parola, non è mica scritto in un rapporto, ma c'è la sottolineare che l'assoggio ha ottenuto quest'anno in anticipo per rapporto a normalità, a contrattualizzazione in cui l'educazione nazionale, posto che normalmente si può domandare a contrattualizzazione a capo di 5 anni e l'assoggio, visto la qualità di uso lavoro e visto di noi la qualità di relazione in cui l'educazione nazionale è molto più correttore, attuale, Remi Paolini e Riviera Radio un'installazione di correttore, ha ottenuto l'assoggio questa contrattualizzazione che è qualcosa di importantissimo. Allora, certi diceranno un check due posti sono stati piati in carica dell'educazione nazionale, non da onde ci domandati, ma c'è da sapere che si è fatta questa scelta in un contesto particolare e tengo qui a dire, posto che siamo stati ridiappi dall'attualità nazionale europea, a dire che oggi c'è un fenomeno che è grave e inquietante, assai di gli ebrei non vogliono più stare nella scuola pubblica perché gli viene male e è troppo difficile per loro, per rapporto alla crescita dell'antisemitismo in Francia. E dunque parecchi di gli ebrei non possono più stare nelle scuole pubbliche e se ne vanno nelle scuole private, e faccio che c'è un sforzo particolare per sostenere le scuole private ebree per rapporto al suo clima. Dico questo perché avete visto che l'Assemblea di Corsica ha approvato una mozione un mese fa e diciamo a questo momento così che può essere una scelta, una decisione importante e forse difficile appigliando un contesto attuale e molto che era logico per rapporto alla storia, che questa riconoscenza si faceva di noi a tempo dell'affermazione che Israele ha il diritto a campare in pace e aveva detto per conto mio che da me l'Assemblea di Corsica ha una posizione che aveva essere solidata presto da parecchi stati e da Francia e avete visto che ieri sera il Presidente della Repubblica ha deciso di annunciare che di settembre la Francia aveva riconosce lo Stato palestinese domandando di noi che il movimento terrorista Hamas sia scartato di potere e di decisione pubblica in questo Stato. Ciò si rimarca e rivenga anche il soggetto l'odie. La contrattualizzazione, al di là di un sostegno finanziario, è un atto forte, posto che vale riconoscenza di qualità pedagogica dell'offerta educativa di scuola corsa. Oggi non abbiamo mica scritto questa contrattualizzazione, abbiamo fatto una scelta giuridica e politica, tenga rammentà di noi per essere chiaro. Avete visto che la Corte regionale di Conti ci ha fatto un rimprovero di sostegno a scuola corsa. Rammento che non abbiamo mica competenza per sostenere le scuole che non sono mica collegi o licei. Dunque il nostro finanziamento si va mica a livello pedagogico, ma
dell'attività periferica di La Soggio. E ne siamo intesi in un controllo di legalità. Noi abbiamo fatto la scelta di mantenere un rapporto nella sua forma che era stata validata da un controllo di legalità. E dunque dicerà che siamo in dei giochi, in della forma, ma mica in del fondo. E questa rimarca mi permette di insistere non il fatto che sappiamo il rettore fa oggi un travaglione non l'allarghiera dell'offerta di corso di insegnamento bilingue, di insegnamento immersivo in un sistema educativo pubblico. Ed è importantissimo, e cioè accompagnare e sostenere questa dimarca. Ma è molto pure qui e tutti, che sappiamo che questa scelta si va in un'incertezza, in un'insicurezza giuridica, che la sia per l'immersivo o che la sia per il bilinguismo in generale, non può essere oggi che facoltativo. E vale a dire che se qualche sia persona fisica o morale bene a contestare ciò che noi siamo in traccio di cercare a cadastrare e a rinforzare in accordo in cui l'Accademia è corsica, davanti a un tribunale rischiamo di perdere. E siamo anche in una situazione che è anche un po' incredibile, dice Radio, e paradossale. In un momento in cui rinforziamo in accordo con l'Accademia di Corsica l'insegnamento della lingua corsa, a Camera regionale di Conti ha forse fatto un articolo 40 contro noi per portarci a un penale per sviare lo sviamento di soldi pubblici, perché aiutiamo un associo. Dunque per i vecchi siamo in una situazione che un po' più dura così e che ciò che da presso a noi la revisione costituzionale ci permette di riconoscere un vero statuto d'ufficialità per la lingua corsa. Allora, la situazione attuale di l'associo scuola corsa di settembre 2025 ci saranno normalmente più di 200 scolari, 95 siti, 91 in Bastia, 56 in Tabiguia, 35 in Sarola, 25 in Corti e poi Campadoglio, l'ultima scuola nata, quella di Luciana, in cui una decina di zidelli. Si cresce in qualità, si cresce in cifre e si allarga il ghiaccio. E penso che a giustificazione di un nostro sostegno riaffermato e compierà dicendo che non c'è mai e manca un poco a oppone o a mettere in concorrenza l'impegno associativo di scuola corsa e il sistema educativo pubblico. Si sa quanto noi siamo attaccati all'insegnamento pubblico, ma ce la riconosce di noi che scuola corsa, attraverso la sua azione, ha permesso di noi di dare un soffio nuovo, un slancio nuovo a rivendicazione di generalizzazione del bilinguismo e soprattutto di rinforzo di qualità dell'insegnamento bilingue, posto che l'immersione è di noi una garanzia di un vero bilinguismo. E penso che una parte del lavoro che ci vorrà fare è di rinforzare la nostra valutazione la nostra politica educativa. Mica solo al di là di contentezza scompartuta nella crescita di idee che seguitano corsi in lingua corsa
dei siti bislingui, c'è un vero progresso, un progresso importantissimo, ma ce la sarebbe per rapporto al nostro scopo. Quanto so i idee oggi a sorte di un sistema educativo essendo veramente bislingui e che passa da presso noi attraverso una migliorazione di qualità dell'insegnamento e particolarmente di insegnamento immersivo. Dunque penso che il lavoro che ci aspetta, ma ne parleremo pure nel quadro di lavoro della Commissione, di riflettere a un referenziale comune di ciò che è l'insegnamento immersivo, un vero insegnamento immersivo, e di contrattualizzare in cui l'educazione nazionale per avere la certezza che ciò che è chiamato insegnamento immersivo e che è messo in ballo, misi bar in vero attualmente da, per esempio, la Socio Scuola Corsa, che sa metodo di insegnamento immersivo è generalizzato da tutti i siti di insegnamento pubblico e passa di noi per un rinforzo dell'impegno della collettività di Corsica a pro di Saspardiera. Finisce la radio dicendo, salutando il lavoro di Scuola Corsa l'ha fatta, ma di noi l'azione di un rettore. Penso che ce la dire di maniera chiara e a sua piazza, è un funzionario di Stato e noi siamo eletti alla Corsica, ma il nostro rettore è corso, tiene gara a lingua corsa e fa assai e di noi per rimettere a sapere a lingua corsa a un cuore di insegnamento, ma senza mai staccarla, spiccarla, neanche opponerla, ancora meno opponerla a tutto il resto, perché la lingua corsa, sappiamo, ne siamo persuasi, è un portello vers l'universale. Et donc, et je terminerai en français, le recteur de l'Académie de Corse, Rémi Paolini, est attaché à l'enseignement public, c'est normal, il est attaché à un enseignement de la plus haute qualité possible pour tous les élèves. Et on a eu le plaisir à Bastia et à Ajaccio d'accueillir les lauréats avec mention très bien, quelquefois félicitations du jury de l'Académie de Corse. Et nous étions ensemble pour le faire. Et donc, à travers le projet d'académie qui sera validé à la rentrée, il y a, vous le savez, 6 axes qui ont été définis par le recteur et ses équipes en concertation avec la collectivité de Corse. Nous avons travaillé, bien sûr, sans nous immiscer dans ce qui relève des compétences propres et exclusives de l'Académie. Et parmi ces 6 objectifs, 6 axes, il y a un axe premier, et dénommé comme premier à dessein, c'est de d'ériger la langue corse en savoir fondamental. Et derrière cet axe 1, cet axe numéro 1 fondamental, il y a des déclinaisons par objectif. Et à la fois le choix de cet axe 1 et la volonté de le décliner en objectif opérationnel, nous l'avons co-construit et validé ensemble. La collectivité de Corse, le conseil exécutif et le rectorat. Et maintenant, nous aurons à définir, notamment à travers la méthode innovante que nous avons actée permettant d'impliquer l'Assemblée de Corse via la commission ad hoc, nous aurons à définir ensemble les modalités opérationnelles de cette mise en œuvre dans le cadre d'une véritable politique linguistique. C'est le travail qui nous attend jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais ce que je tenais à vous dire, et je termine par là, c'est que d'ores et déjà, nous avons travaillé avec le recteur, avec le conseil exécutif, avec l'ADA du DG, bien sûr, qui est en charge de la formation et de l'éducation, de la jeunesse notamment, également avec Anne-Laure Santucci, puisqu'elle est la culture et le patrimoine, mais de façon transversale avec le conseil exécutif, et c'est normal. Nous avons travaillé avec le recteur à renforcer dès la rentrée le soutien, y compris financier, dépenses de fonctionnement. Oui, on n'y échappe pas. Mais nous voulons et nous devons le faire, en tout cas, nous le proposerons à l'Assemblée de Corse de le valider et nous aurons un débat. Mais je crois qu'au moment où nous avons acté ensemble avec le rectorat
le renforcement et la généralisation du bilinguisme, le renforcement très significatif de l'enseignement immersif dans le secteur public, au moment où il y a eu contractualisation avec Scola-Gours voulu, appuyé par le recteur et décidé par l'Éducation nationale, donc par l'État, ce qui est quand même un geste fort et qu'il ne faut pas sous-estimer ni relativiser. Eh bien, bien évidemment, la collectivité de Corse, qui a été totalement partie prenante de cette amélioration de l'offre éducative de langue corse et en langue corse, eh bien, nous devons envoyer un signal et nous devons l'envoyer pour qu'il soit opérationnel dès la rentrée 2025, notamment dans le domaine de l'enseignement immersif, puisque plusieurs dizaines d'ouvertures de classes sont annoncées. Il faut que nous accompagnions ce mouvement, y compris à travers un renforcement de notre engagement, puisque une des conditions de la réussite, c'est aussi la formation des formateurs. Et c'est de ce côté-là, bien sûr, que nous nous apprêtons à renforcer notre accompagnement. Je vous demande donc de valider le principe d'un soutien renouvelé dans le cadre, vous le savez, de politique d'une convention pluriannuelle, un budget global de 1 625 520 € pour la fédération Scola-Gours. Je vous propose que la collectivité de Corse participe à hauteur de 1 138 000 € à ce budget, afin de permettre à Scola-Gours de mettre en œuvre son projet qui se renforce pour la période 2025-2026. Ringraziabi ojo Presidente. Dunque, non tartugartulare avemo un rapporto di aggumissione di sicuro di educazione di agricoltura. Qual è chi fa il rapporto? Muriel Fagne, la Présidente. Merci Madame la Présidente. Donc, on a eu un débat très riche et il y a beaucoup d'observations de commissaires qu'on peut retrouver notamment sur Nomade. Ce rapport nous a été présenté par Monsieur Bernard Ferrard, qui est le directeur du service Dialingua. Et donc, pour vous dire que Madame Pédinier, Madame Gallone et moi-même, Xavier Lucian, on a fait des interventions. Et vu l'heure tardive, je ne sais pas si vous voulez que je lise tout le rapport ou je peux me contenter de vous donner l'avis, Madame la Présidente. Je peux me donner que l'avis. Donc, la Commission a émis un avis favorable, non-participation des groupes Avancem et Unsofiono. Ringraziabi. Cedino mi pare un avviso di aggumissione di evidenze. Eh oui, moi je suis. Alors, avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Unsofiono et Avancem. Ringraziabi. Dunque, ora parola a chi ha olebia. Nadine Nivagioni, per fa pobru. Ringraziabi, Mamma Presidente, jo Presidente Esegudiu, ed era già se 3 anni fa ci guardavamo in cada roccio, perché era così, a chi Scola-Gours, perché chi a maggior parte esciano da un sistema educativo e non erano più contenti di ciò che si passava e avevano francato un passo dicendo ci lanciamo in associativo e tanto avremo forse altri risultati e si poi che a cabo di 3 anni i risultati sono qui e dall'altra banda l'educazione nazionale che si sentiva quantunque appena attaccata e dunque l'affare era appena adesso. Oggi c'è un lavoro da monto che è stato fatto da parte di Scola-Gours, da parte del rettore, si scuda, abbiamo la possibilità e noi qui in qua commissione molto più di discutere assai tra di noi e tutto si passa oggi. Non c'è più né competizione né gente che si fiediano in cada roccio, c'è oggi gente che lavorano in stesso senso, appella a mano e che avanzano per Corsica. Ma sul rapporto l'ho detto, mette in risalto parecchi affari. Il primo arrivato a necessità di sicurezzazione giuridica, perché chi un po' mica
una bastamica di avere l'impegno di un uomo, l'impegno di una struttura. Oggi la fragilità giuridica ci porta a trovare minighette per la redazione di un nostro rapporto, perché chi ha concema appena a Zoma per poter passare a un controllo di legalità e non è manco sicuro, ma tutto questo un po' mica dura. Tutto questo un po' mica dura. Sono cose che a momento si devono regolare di maniera giuridica, cioè la trovare una soluzione e secondo noi questa soluzione verrà da governanza organica. Speriamo che l'insegnamento della lingua corsa, l'insegnamento immersivo sarà riconosciuto a Sobiazza e tanto si vorrà lavorare in tutta sicurezza. Dunque, la prima cosa, avanzare l'autonomia e riflettere a una scrittura per la competenza insegnamento e la competenza di lingua corsa e di l'immersivo, di sicuro. Il secondo punto è la valutazione. Si parla assai oggi di una onda come dall'altra, da un sistema pubblico come un sistema associativo, posto che mettiamo noi qui a collettività di Corsica, mettiamo assai soldi, di sicuro ciò che ci sia un controllo e sul controllo forse che ciò che sia più stretto. Non basta mica oggi è valutazione che sono trasmesse, penso che a un livello di capiscitura, si può, ma è difficile da misurare quantunque, di scrittura, di lettura, ma ciò che imprema o più è quantunque o parlare, espressione, perché il nostro scopo è quantunque di ricacciare questo sistema immersivi, educativi e associativi, si deleghi a capo di qualche anno, a capo di qualche mese, per certi, perché chi ce n'è già, ma è un esempio dopo, siano cursovoni. Dunque, una misura di espressione che secondo noi è importante. Abbiamo bisogno di misurare, di pesare ciò che noi diamo di maniera finanziaria. Il terzo punto, dunque, primo punto, assicurazione giuridica, secondo punto, la validazione, terzo punto, l'equilibrio territoriale. È un teso che scuola corsa è più un gismonte che un bumonte, oggi è vero, è una realtà, ma è secondo i progetti sopportati da è comune, dai parenti, dalla soci, è così che parte l'affare. Dunque per ora ce n'è di più un gismonte, ma forse che si capisce. Lo scopo è dare dopo la scuola materna e elementaria di avere un collegio immersivo. Dunque per costituire un collegio immersivo, ciò che è legisibile, che lo sia alimentato da parecchie scuole e dunque ciò a fa di modo che ce ne sia abbastanza per giungere a aprire un collegio. Dunque il collegio di sicuro s'aprirà in giro a Bastiglia, in luoghi giusti, posto che c'è già Bastiglia, Biguglia, Luciana domani, dunque il collegio da aprire, ma sarà un Rudione e Bastiaccio, non primo tempo. Le domande sono numerose, di sicuro ce n'è appena dappertutto in Corsica, ma abbiamo una proiezione a Nanta poca mesi pare che è stata data a Nanta 8 anni e tutti gli anni c'è un sito in più che si apre. Dunque per avere un ritmo è tenuto, gli obiettivi avanzano
come l'era previsto, e si può dire che in cui 220 scolari e soprattutto 34 salariati, impiegati. Oggi scuola corsa è l'impiegatore immersivo di Geradio, o più importante di Corsica. Il rettore dice all'altro giorno in riunione un modello di un sistema educativo pubblico si deve fare a un modello di scuola corsa. E si capisce perché chi abbiamo e ripetiamo usare le piedi in conto a mattina a guarderia, in scuola, a mezzogiorno a cantina, a sera a guarderia. E di sicuro conta di più che quando un zidello è in una scuola, quando è in ricreazione, ci sono scuole che sono sia a mezzo standard e a mezzo dette immersive, che non è mica l'immersione, dunque c'è una definizione da lavorare attorno a l'immersivo. Noi possiamo dire, e possiamo qui in semiciclo qui, possiamo dire che se tutto questo si può fare, è per via di noi, perché chi né scuola corsa né a formazione dei maestri no sistema pubblico si potrebbe fare se a collettività mettia tanti soldi per ottenere questi risultati. 1,1 milione a Nantes 1,6 milione a studiare un mecenato che permette di pagare tutto, di ottenere su 1,6 milioni. Dunque, se non c'era collettività, non si potrebbe mica fare. Allora, quando noi sentiamo si fa poco per la lingua, si 3 anni che sono passati qui, si vuole che nel dominio della scuola c'è stato proprio un salto che è stato fatto. Allora, forse i risultati li abbiamo da qui a qualche anno, ma c'è qualcosa che ha cambiato. Allora, l'abbiamo detto e ripetiamo che è fragile, posto che sappiamo che può cambiare da qui a domani. Se abbiamo un brevetto o qualche sia che ci porta in tribunale come noi abbiamo qui per il regolamento interno dell'Assemblea, tutto può cascare, sappiamo. Ma non si pianta mica una mossa in girare la lingua così. Voglio felicitare di sicuro il presidente Giuseppe Durchini e tutta la sua squadra pedagogica e amministrativa per tutto il lavoro che fanno in giro a scuola corsa, i parenti che sono assai impegnati, a speranza di un punto di speranza di che i parenti sono a scuola. Quando gioca a fare un banchetto a scuola, quando gioca a stupare un gabinetto, quando gioca a mettere l'elettricità, i parenti sono qui. E la relazione in quella scuola non è mica lo stesso. Quando si vede che i parenti sono interessati dalla scuola, lui è interessato di più anche lui, si capisce. Dunque i parenti hanno una parte importantissima in suo sistema, i meri e squadre comunali di noi, perché ci sono assai avvenimenti per poter pagare un'epoca di affari a scuola corsa, grazie a tutta l'animazione e gli avvenimenti che sono fatti e portati dai parenti e dalle municipalità. Dunque, ecco, siamo in traccia, mi pare, di costruire 2 sistemi educativi assai esemplari e ne dobbiamo essere fieri. Vi ringrazio. Ringraziabili. Allora, sì, altre domande di parole. Jean-Martin Mondoloni per un soffio e dopo Pierre Chonga e Elisa Tramoni. Oui, rapidement. Mica in spagnolo, o corso francese, mica spagnolo non è mica diritto, nada. Bah,
Il faut aller en Conseil d'État pour savoir si on n'a pas le droit. No, questo è sicuro, amico, subito, on accord à spendere des soldi. Andate pure. Non, simplement, évidemment, qu'on est dans le mouvement de soutien et d'accompagnement de Scolagos. Une fois les louanges passées, et je crois qu'il faut essayer de critériser ce qu'on appelle succès. Pour le moment, c'est un succès d'estime et de fréquentation. Les résultats, on veut les voir. Qu'est-ce qu'on estime comme résultat aujourd'hui viable? Quand on critique le système éducatif français, à bon droit, on sait trois choses sur le système éducatif français. Un, on est dans le milieu peloton des études PISA, c'est-à-dire qu'on est moyen. Mais quand on regarde les écarts types, les meilleurs élèves du système éducatif français sont parmi les meilleurs du monde. Mais le contrepoint, c'est que les plus mauvais sont parmi les plus mauvais du monde avec les Turcs. Voilà. Donc selon comment on regarde le succès de Scolagos, on peut dire que c'est excellent ou pas. Donc ce qu'on demande, nous, c'est évidemment parce qu'on y met, c'est ce qu'a pointé le résultat, beaucoup d'argent public. Beaucoup d'argent public. Ici, c'est la puissance publique qui finance une association. Encore une fois, dans une logique que nous avons tous en partage, qui est celle de l'immersion. Ce n'est pas celle du bilinguisme, c'est celle de l'immersion et je reviendrai. Ce qu'on veut, c'est savoir comment on critérise la notion de succès. Le succès, ce n'est pas seulement le nombre, certes croissant d'élèves qui fréquentent Linguagos, qui fréquentent Scolagos, c'est qu'est-ce qu'on entend par succès. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je le mets en lien avec l'ensemble des politiques publiques liées à la langue corse que nous soutenons. Il en va de Scolagos comme du reste. Il faut faire la démonstration que l'effort de la puissance publique produit des résultats. Et je le dis, je le redis à chaque fois, c'est des choses qui sont facilement identifiables, surtout depuis qu'il existe des critères européens pour l'apprentissage des langues, qui montrent d'ailleurs que le système français n'est pas bon. Donc ce n'est pas la peine de reproduire les mêmes choses. C'est critérisé. En revanche, on sait très bien quand un élève ou un apprenant rentre au niveau A2 et quand il sort au niveau B2, ou inversement d'ailleurs. Bon, on doit rentrer dans cette logique d'évaluation. Après, il y a ce qui relève de la pratique de l'immersion. Moi, j'ai été particulièrement marqué par une anecdote du conseil municipal de Bastia jeudi dernier. Voilà la situation. Donc, il y a une école immersive à proximité d'une école dite standard. Bon, il est question d'un jardin pédagogique pour l'école immersive. Bon, on nous explique que pour le moment, les élèves de l'école standard ne vont pas pouvoir fréquenter l'école immersive. Je le dis, vous avez, pas l'école immersive, les jardins pédagogiques de l'école immersive. Donc je dis c'est autour de la boutade, évidemment. Du point de vue neurolinguistique, si les petits Corses jardinent avec les petits Français, ils ne vont pas être perturbés dans l'apprentissage immersif de la langue corse. Attention, ça relève de l'anecdote. Je le dis, ça relève de l'anecdote. Mais c'est toujours la même chose. Pas vous. Nous avons sur ce sujet des détracteurs qui attendent au bout du tournant. Ne le prêtons pas le flanc, ne leur donnons pas... C'est pas de Perrin dont on parle là. Il n'y a pas que des Perrins. Il y a des gens qui sont encore, sinon dans la défiance, dans le doute, y compris des parents d'élèves, que je connais par ailleurs, qui y vont parce qu'on est dans un effet, sinon de mode, en tout cas d'attractivité accrue. Et là, c'est un succès. Il faut créer les conditions aussi pour que, non pas à l'instar du bilingue, parce que c'est deux enseignements différents. Le bilingue, l'immersif, c'est deux logiques différentes. Il ne faut pas qu'elles soient exclusives. Voilà. Nonobstant, non pas ces mises en garde, mais ces remarques qui visent à encore améliorer, évidemment, le modèle de Scolagos, évidemment, nous serons en thèse et accompagnerons ce sujet, d'autant plus qu'il est accompagné, vous le savez, par le rectorat d'académie, qui en effet a fait le choix d'ériger la langue corse en savoir fondamental. Derrière ces logiques désormais de promotion de la langue corse, ayons à l'esprit qu'il faut produire des résultats
pour montrer que ça fonctionne bien et que nous allons être les meilleurs des meilleurs. Aringra Diaby. Allora, Giraie Pierre Giunga. Vi ringrazio, Madame Presidente. Due parole per dire che sono figlio dell'insegnamento pubblico e l'insegnamento privato, anche associativo, non è mai stato un mio sogno per i nostri figli, ma sono obbligato a riconoscere che l'insegnamento immersivo proposto da Scuola Corsa è una vera ricchezza e ciò la sostengo di maniera forte, impregando che la ufficialità gli permetterà di campare per sempre. Vi ringrazio. Efficace. Elisa Tramoni. Vi ringrazio, Madame la Presidente. Al di là dei cifre e delle informazioni date in suo rapporto, volevo dare un parere concreto nella riuscita, i risultati e dunque il successo, nel terreno di utrado di Scuola Corsa, per portare una giustificazione in più a voto di aiuto. Lo scopo di vedere bislingui è che i cittadini civani possano essere capaci ad adoperare la lingua corsa in vita udinca. Ma il solo fatto di essere capaci non basta mica. Ci vuole che questa lingua sia adoperata di maniera naturale, senza riflettere, senza forzarsi, senza portare un peso. E oggi, con la scuola corsa, con la scuola immersiva, si può dire che il suo scopo è diventato realtà. Mi sono gustata testimonia, giusto appunto, i scolari di scuola corsa parlano una lingua diventata materna. Pido l'esempio di un sito di apparata che si chiama Carlandria, d'altronde, scolaro in scuola corsa di Bastia, che mi ha risposto in corso quando l'ho parlato in francese e dopo abbiamo continuato la nostra discorsata in corso di modo naturale. Il sito mi ha parlato di uso paese di apparata, di Aiegia che è stata arrivata e di tant'altro affari e mi ha parlato con precisione. In lingua corsa, come se davossi un'evidenza per chi parido era un'evidenza. E penso che è un naturale di suscitare qui di tutti questi scolari che potrà salvare la nostra lingua. Allora possiamo essere convinti dell'importanza e dei risultati di scuola corsa e unisono convinta che stabilimenti educativi immersivi, scuole e poco anche ciucciati devono continuare ad essere aiutati a campare, a svilupparsi in un secondario e a stendersi più largamente nel territorio. Vi ringrazio. Aringra Diaby. Altre domande di parola? No? Allora, Ribas. Saverio, scusa. Aspettiamo vicino, ma boh. Non ha detto nulla. No, alla corta così, l'ultima volta 48.000 scolari da Maderna all'università. Se dovesse escludere la storia del rettore, un insegnamento pubblico elementario ci sarebbe all'ingrosso 12.000 scolari che seguivano un insegnamento sia immersivo, sia immersivo, sia bilingue. Queste sono i dati ufficiali che ci hanno mostrato la storia in commissione, quando eravamo in commissione tutti insieme con il rettore e la sua squadra. Lì, hanno inteso parecchi affari, ma non mica arriva alla storia dell'insegnamento a 40, quasi 50 anni, di poi 74, ed è che entra origine, c'è stato parecchie tappe. Oggi siamo una tappa comunque interessante perché è un rettore, però l'avete visto questo giorno, è la prima volta, portanto l'avete praticati piuttosto di maniera appena speciale, ma questo rettore ci ha comunque mica regalato, ma in tutti i casi ci ha offerto una strategia che sotto appena l'ordinario. Quando il rettore dice a rientrare di settembre, ma 70 o manco 70, che so, 70 posti immersivi pubblici, ce n'era 26, dunque è arrivato un conto, mi pare 71,
siamo a un 100 di giti immersivi pubblici. Accanto c'è una decina di bar, un grosso, di giti immersivi scuola corsa. Non è mica la stessa immersione, ma io uso di quelli che dicono che l'immersione non è mica un monolinguismo. Siamo per un bilinguismo immersivo. E questa è la strategia di mi pare più efficace per l'insegnamento, per il corso, per la lingue. Dunque, so che mi pare di prima ora a mettere risalto l'aspetto di formazione. Siamo quantunque, ancora e l'avevamo tutti questi oggettivi di generalizzare questo insegnamento a tutti i batti, perché è così la nostra filosofia, ma c'è una formazione che oggi, e l'ha detto anche il rettore, non è mica abbastanza mezzi umani, risorse umane per stabilire, per spargere questo insegnamento, che lo sia in lingua o massivo o EUI. Dunque, la formazione mi pare che sia per la volta, ne parlo di Barretteote, ho già presente di OSPVR, il famoso OSPVR, ma c'è da dire, a pone correttore i termini di un contratto, c'è tempo a convenzione, Bardoghici, il suo direttore della lingua, con il quale l'abbiamo elaborata 9 anni fa, e una convenzione di oggettivi, che sono importanti, l'oggettivo, perché mettiamo i mesi, mettiamo i soli, ma i risultati, che aspettiamo? Allora a un anno e a mese andare. E questa è una volta detto questa, quanti mesi umani, che formazione, che valutazione, perché wow, di dichiarativo, tutto il mondo face, a sentire parlare, a momenti tutti i corsi, tutti i scuole di corsi facciano tra virgolette, facendo un corso o un bislingua o un immersivo. Ho fatto qui per la valutazione e abbiamo posto una mozione 3 anni fa, ricordatevi, non i mesi, non l'impalcatura pedagogica e l'accompagnamento. Abbiamo la dieta al rettore Astuiano, abbiamo all'ingresso lo stesso numero di consiglieri pedagogici che abbiamo 40 anni fa, con 100 ore, quasi 100 ore di meno di nell'insegnamento di radio lingua o in tutti i casi di corso. Dunque, voglio dire che la struttura accademica non è mica la struttura di sfida che la abbiamo noi. Dunque, la formazione, la valutazione, l'accompagnamento vanno insieme e una convenzione per stabilire gli obiettivi, perché sono soli, no? Il contratto di piano, ne abbiamo parlato, la formazione costa qualcosa, e senza contare i centri immersivi di estetica e di Savaggio, e forse domani ne avremo altri. Dunque l'idea di tutte queste parole non, valutazione, formazione, eccetera. C'è di noi, ho fatto, ne abbiamo parlato di noi, di un famoso consiglio accademico territoriale. Il CAT, come lo chiamiamo in francese, articolo 11, è stato aumentato, mi pare, da un giorno collega, da Stoiano, l'abbiamo posto una convenzione di 2016, era l'articolo 11, ho fatto di una gestione comune, mica una discussione così, di un'oretta così, ogni tanto con il rettore, d'avere un frezzame, le flechage, dice in francese, dei posti, avevano una prospettiva nell'apertura dei posti e soprattutto a spargugliere, così, del territorio. Abbiamo bisogno noi di una visione che lo sia nel primario quanto nel secondario, perché il collegio di noi e anche il liceo, oggi ha bisogno di suo sforzo. C'è una formazione, l'abbiamo mandata nel 2019, una formazione DNL, discipline non linguistiche in francese, discipline non linguistiche, tutti i professori di storiografia, di scienze, di sport, tutti questi hanno attaccato una formazione, l'ha vista in parecchi luoghi, dunque qui di noi c'è da voler a fare un sforzo finanziario perché noi, ZPVR, siamo arrivati e più a testimone anche il rettore, c'era un sforzo finanziario di AZTC, della collettività, non la formazione. C'era per il primario 250.000 euro all'anno, dunque non so mica se lei ha poco pensato di stessa, ma c'è da voler ammettere di noi, assai soli questa formazione qui. Ecco, all'ingresso, per il resto, è capito che
non dico mica tutto va meglio, ma c'è comunque un'avanzata, c'è la sicurezza, una garanzia perché è l'EDETA e la intesa parecchi urti, se lo c'è domani un certo Berin che si mette in capo di facile là, ci mette in complicazioni. Se lo faccio un ricorso, si ma corrigori, dunque l'idea da assicurare, e questa ad essere di noi forse uno degli aspetti a mettere davanti con il governo, perché se non c'è messo di avere un statuto di lingua territoriale per un stato di ufficiale, anche se sarebbero gli stessi affari, mi pare che sia una delle prime a mettere davanti. Per il resto, io giusto un dettaglio, non sta 1.100.000, in commissione la diretta così, ma giusto per informazione, hanno girato un dettaglio di oggetto che stanno nel mondo. Budemo 1.200.000, 1.100.000 qualcosa, o minimo a fare dire davvero un manco sotto all'occhio, o manco per paragonare a visione, perché un budgetto di una visione che non sappia esattamente ciò che si fa e come lo si fa. E torno una volta, e c'è un punto, mi pare che tutto il mondo ne ha parlato, ma senza farci caso. Il fatto di avere due posti oggi integrati, vuol dire che ci sarà un controllo di educazione nazionale, non dall'insegnamento di scuola corsa in in tutti i casi, tra i due posti che sono oggi riconosciuti, così. Dunque c'è da essere un source a fare per appagare la formazione e da giusto appunto un modello solo all'educazione bislingua o immersiva o piuttosto di un bislinguismo immersivo. Ecco, dunque accompagniamo senza contrastare di più che così, sapendo che noi mandiamo di noi la qualità, è importante per noi avere la qualità e di più che c'è bisogno di fare l'EDETA, ma ripeto qui, c'è un bisogno di noi di appoggiare, di sostenere l'insegnamento pubblico, perché quando c'è un centro di scuole immersive al 30%, poco comprime. Ho fatto di stare che c'è comunque un centro di istitutori, di professori di scuole che si impegnano oggi in un immersivo, c'è un bisogno tremendo di aiutarli. Questo è importante, non mi scordate mica. Ringraziati. Romain Colonna. Grazie Presidente, in corte parole. C'è su cartolare, c'è a dimensione diciamo congiunturale di un cartolare con una domanda di sostegno che interviene dopo altre annate scorse di sostegno e una partecipazione di Scuola Corsa. Voglio sul microfono salutare l'impegno di tutti quelli che sono impegnati a pro di Scuola Corsa e come dire di noi un funzionamento di noi con l'investimento forte di famiglie, saluta di noi e famiglie perché non c'è mica i zitelli, c'è di noi tutte le famiglie e tutti i militanti che facciano via già questa struttura qui e di sicuro che il nostro gruppo è stata eletta non sa me accompagnerà sul rapporto. Questo è pas l'aspetto diciamo legato a un rapporto, ma si sente che sul rapporto ci rimanda di noi a una temporalità più lunga e all'aspetto che non è più congiunturale ma che è strutturale in giro a lingua, a un lungo andare. E il nostro scopo, pandemico, il nostro sogno di sicuro è che tutti i titoli di Corsica possano beneficiare di un'educazione di qualità alta e di primura alta e articolata in giro a lingua corsa in modo immersivo, accordandosi di sicuro di un'intesa a chiama di un presidente di esecutivo non da ciò che lavora immersivo. Ma questo suppone un cambiamento statutario, è stata eletta, sottopone
una pianificazione linguistica tutta agorsica, portata mica solo ma per una vera parte della nostra collettività, e sottopone una modifica generale di un sistema educativo. Quindi è una riflessione che ci tocca avere insieme a nome degli interessi di i corsi. Ne approfitto perché ogni pochi che hanno pigliato la parola hanno citato i lavori della Commissione. Madame Presidente, se voi mi permettete pure io in 10 secondi di a chi ne esempio, perché è stata creata un mese scorso, di che con i commissari in pochi giorni abbiamo scontrato un collettivo Femo la Campà qui all'Assemblea, abbiamo scontrato un rettore dell'Accademia di Corsica per rettori di lavoro, siamo andati in visita non è una ciucciaia privata immersiva, ciuccia lingua. Abbiamo reso una visita al Ganopè di Corsica. Abbiamo avuto in corti una riunione di lavoro importante con il presidente dell'università e tutta la sua delegazione che l'accompagnava. Abbiamo scontro un collettivo parliamo corso in corti, siamo andati a visitare la socio pratica lingua corti che è una casa di lingue e Marti Chibane abbiamo fatto una visita a Ciucciadia territoriale di collettività di Corsica. Tutto questo per dire che in qualche giorno, nel mese di luglio, abbiamo girato assai a Corsica, abbiamo lavorato assai, abbiamo ascoltato assai. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno citato in poco tempo la sua partecipazione all'audizione, ai scambi, ai contrasti con la Commissione e per rispondere alla chiama che è stata quella del Presidente dell'Esecutivo e del Presidente dell'Assemblea quando hanno mandato la creazione di questa Commissione, che lavoriamo non la pianificazione generale della lingua, lavoriamo non lo statuto della lingua e la legge organica e lavoriamo non il sistema educativo. Vorrei che lo scopo non è mica di lavorare fuori di latori della lingua, perché questo che vuol dire scontrare più gente possibile. E dico ai membri della Commissione che c'è questo appuntamento di martedì, dunque, Madame la Presidente, dico ai membri della Commissione che li ho appuntamento di sistema che ha di avvindi di azione, cioè questa tagliatura d'agosto e do a Commissione un appuntamento di settembre per ripigliare i nostri lavori e per poter rispondere al calendario che abbiamo amministrato con il Presidente esecutivo e il Presidente dell'Assemblea al più tardi di novembre, rende un rapporto della Commissione non i 3 punti che abbiamo amministrato, dunque un ritrovo di settembre a ringraziarvi. Grazie a per queste informazioni, per questo riassunto di tutto ciò che è stato già fatto e ciò che ci ha fatto tornare, perché c'è assai di lavoro. Io voglio parlare un minuto. No, 10 secondi. Mi è venuto, eravamo insieme, dunque, so chi per ricordare quelli che erano con me, so che tu ritorno in tua un aspetto importante. Ne abbiamo parlato tanti anni fa, ha parlato di bonificazione, se può ricordare, e a me pare che lo sia per il primario o il secondario, quello che si impegna, che faccia un lavoro in più, perché quando uno dice standard e bisogna un lavoro di preparazione in scuola, molto più in casa, non è mica lo stesso. E c'è il fatto di bonificare, mi pare l'impegno pedagogico e professionale, però sia per noi forse inventare a livello di collettività una bonificazione se lo Stato non risponde mica. In tutti i casi oppone alla nostra volontà. Questo è importante per significare allo Stato che ci accordiamo tutti in giro a sapremo qui di salutare il lavoro, l'impegno e soprattutto di valutarlo. Altre domande di parola? No. Allora, ripasso la parola au Presidente dell'Esecutivo. Rapidement, merci pour les interventions. On voit que, me semble-t-il, mais on attendra le vote, l'unanimité qui a présidé depuis 2022 sur ce rapport devrait être renouvelée, et tant mieux. Je crois que c'est aussi un signal politique fort, mais aussi un signal de confiance et de gratitude pour les équipes pédagogiques de Scola Gours et toutes celles et tous ceux, y compris les communes, qui s'engagent
pour soutenir cette action. Rapidement, répondre à Jean-Martin, il n'est pas là, mais j'ai été informé de l'échange au conseil municipal de Bastia. Je crois qu'au-delà des taquineries qu'il peut y avoir pendant un échange politique lors d'une l'examen d'un dossier, ce qui est important, c'est la réponse qui a été faite par l'adjointe aux affaires scolaires, qui disait que sur cette question d'un jardin éducatif qui est mis à disposition de Scolagours, mais qui pourrait aussi être utilisé par l'école publique à côté, a dit bien sûr, nous y sommes très favorables et il faut laisser les équipes pédagogiques des deux écoles travailler ensemble pour optimiser cette façon de fonctionner. Et je crois que c'est aussi une sorte de parabole de la vision que nous avons de l'enseignement du bilinguisme, y compris sur le mode immersif. L'enseignement, l'école ne peut jamais être un lieu de fermeture ou de repli. Je crois que ça, c'est ce qu'on porte toutes et tous, et y compris à travers notre engagement en faveur de la langue corse. La langue corse, elle doit être plus que jamais un facteur de cohésion, de transmission, d'ouverture, de partage. Et le réflexe d'opposer les langues, on peut l'avoir d'un côté ou de l'autre, à un moment donné. Et je crois que tout simplement, et même des personnes peuvent l'avoir de façon quelquefois réactive. Donc il ne faut pas se poser, me semble-t-il, en censeur ou en juge, mais en permanence rappeler que tout ça participe de l'enrichissement individuel et collectif, et notamment le bilinguisme et le plurilinguisme. Premièrement. Deuxièmement, je rebondis sur la dernière, je remercie bien sûr tout le monde, la dernière intervention de Saverio. Je crois que cette référence à la bonification, qui doit faire partie, à mon avis, des propositions, y compris à faire valider dans le cadre des discussions avec le recteur, ça montre bien, par l'exemple, à mon avis, pourquoi le fait que l'Assemblée de Corse, sur proposition du rapport de la présidente, ait validé cette commission ad hoc, va et doit nous permettre de gagner du temps dans un contexte où il faut qu'on fasse une espèce... Alors je ne veux pas avoir, j'allais dire une guerre éclair, mais je ne veux pas avoir une métaphore guerrière en la matière, mais en tout cas où on est dans une course contre le temps, notamment par rapport à la situation générale de la langue, mais y compris pour renforcer l'effet levier des politiques qu'on met en place dans le domaine de la langue. Si on avait fonctionné de façon normale, on aurait un conseil habituel, on va dire, un conseil exécutif qui réfléchirait à cette déclinaison, qui reviendrait, y compris en s'appuyant sur le travail qui a été fait par le rapport d'orientation ou par le rapport de Muriel, et qui reviendrait en septembre, en octobre, devant l'Assemblée, avec une Assemblée qui forcément serait un peu frustrée, et qui aurait sûrement des idées que le Conseil exécutif n'a pas eues, etc., qu'on traiterait éventuellement par voie d'amendement, mais on sait bien que ce process-là, il ne nous permet pas d'aller au fond des choses. Avec la commission ad hoc, dans un temps réduit de 3 ou 4 mois, on peut échanger, y compris en retournant vers celles et ceux qu'on a déjà vus, mais en faisant converger vers un endroit matriciel où le Conseil exécutif peut aussi intervenir, en ayant le soutien de l'administration. Je salue Bernard Ferrard et son retour, et tous celles et tous ceux qui travaillent avec lui. Et on sait en plus qu'on a un calendrier politique pour toutes les raisons qui est important. Donc voilà, moi je crois que c'est important la commission ad hoc. Un mot aussi pour dire, le Conseil exécutif travaille pour envoyer un signal fort avant la rentrée sur le renforcement des moyens pour l'enseignement public, a fortiori dans un contexte où le recteur vient d'annoncer, en concertation et en accord avec nous, qu'il va y avoir un renforcement très significatif de l'offre, et notamment de l'offre immersive dans le public. Je crois qu'il faut qu'on envoie un signe, y compris, on va se le dire, vous êtes une assemblée politique, parce que l'affirmation du recteur, qui est soutenue, me semble-t-il, et les choix du recteur, Paolini, qui sont soutenus, ces choix, à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, sont aussi contestés. Vous le savez, ils ont été contestés ici, et ils sont sans doute contestés à Paris, y compris peut-être au sein de certaines administrations et ministères. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on envoie le message fort, immédiat, avant la rentrée, de ce que l'action menée par l'Académie de Corse, eh bien, elle est
elle se fait en synergie avec les institutions de la Corse, dans le domaine de l'éducation en général et dans le domaine de la langue corse en particulier. Et c'est pour ça que, nonobstant cette nouvelle méthode de travail, peut-être que dans les jours à venir, avec le recteur, on présentera, le conseil exécutif et le recteur, ce soutien ou cette proposition ou cet engagement de soutien renforcé qui sera ensuite approfondi avec la commission ad hoc et en toute hypothèse, conformément à notre fonctionnement institutionnel, débattu et in fine validé par l'Assemblée de Corse. Mais ce message-là, il faut l'envoyer. Également, pour répondre à Saverio, je reviens sur l'affaire du CPER. Le CPER, il a pris du retard pour être formalisé et signé, mais on applique le CPER nouveau, nonobstant le défaut de signature. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une discussion. Alors, le préfet Filippini souhaitait, enfin me semble-t-il, était prêt à ce qu'on le signe quand même si sur une période de 6 ans, il n'y a plus que 2 ans et demi théorique. Je ne sais pas si c'était sa position officielle et définitive. Moi, j'aurais préféré qu'on le fasse. Je ne sais pas ce que sera la position du nouveau préfet de Corse. Je veux quand même vous dire rapidement, pour qu'on l'ait en tête, sur le CPER annuel partie collectivité de Corse. En 2021, c'est-à-dire la fin du CPER précédent, on était environ sur les points qu'on vient d'aborder aujourd'hui sur 1,5 million par an. Aujourd'hui, on est jusqu'à 3 millions ou 3,2 millions. Donc, je vous l'avais dit, pratiquement le doublement. Comment il se fait le doublement? Il y a la montée, je dirais, mécanique sur tous les fonctionnements, type les ETP qui partent en formation, les frais de déplacement qu'on prend en charge, etc., canopée, etc. Mais les 2 gros éléments nouveaux, y compris pour un volume budgétaire d'environ 2 millions par an, c'est Egazedi e Lingua et l'offre immersive à concurrence environ d'1 million, et aujourd'hui un peu plus d'1 million pour Scolagours et l'enseignement immersif. Et maintenant, l'idée, c'est de faire un effort qui soit significatif dès la rentrée, et sans doute de cet ordre-là, pour être dans une cohérence d'ensemble, pour le soutien à l'immersif public. Et une fois si l'Assemblée de Corse valide ce message, cette projection budgétaire qui aura sans doute, et ça vaut aussi, je le dis, pour la discussion qu'on aura sur la motion. Je veux dire, on vient de voter le BS. Il faut qu'on construise un BP l'année prochaine. Il faut qu'on intègre tout ça. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire en permanence du plus si on ne se met pas d'accord aussi sur les moins. Sinon, la question des dépenses de fonctionnement, Gilles est parti, mais d'ailleurs, je profite pour dire tout ça pendant qu'il est parti, ça ne va pas être content, mais on ne va pas s'en sortir. Donc, on comprend bien que le chemin, il est étroit. Mais si on fait ça, à mon avis, on est dans quelque chose de cohérent, et derrière, on crante les choses. On dit bien qu'on est dans un pas qualitatif et quantitatif pour l'enseignement de la langue corse. Et là, je dis aussi, il va falloir réfléchir, le CAT aussi doit nous le permettre, à un renforcement de l'évaluation partagée. Vous le savez que ça, c'est une discussion récurrente avec l'Académie, c'est qu'on n'a pas la même analyse et on manque de références objectives, et là je rejoins aussi ce que dit Jean-Martin, sur notre offre pédagogique, est-ce qu'elle atteint les objectifs qu'elle se fixe? Et ça, c'est fondamental, et c'est l'évaluation dont on parle, et c'est ce qu'on doit définir aussi, à mon avis, pour l'intégrer dans le champ contractuel avec l'État, au sein de la Commission, en discutant, bien sûr, avec les acteurs de la communauté éducative, et notamment les enseignants, les parents d'élèves, etc., puisqu'on sait qu'on est dans des domaines qui sont extrêmement sensibles. Ça a été rappelé, je veux dire, aujourd'hui, le système éducatif français, il est quand même en difficulté, y compris si on regarde par rapport à ses classements internationaux, etc. Je crois qu'il y a là aussi un effort d'explication et de pédagogie à faire pour dire que notre vision du développement de l'offre éducative
en langue corse et de langue corse, elle s'intègre dans une vision globale de l'amélioration du système éducatif. Et ça, c'est un enjeu central sur lequel, à mon avis, on peut convaincre et construire un très large soutien. Ringraziabi, Signor Presidente. Dunque, il dibattito è compiuto e mi basta a odu. Qual è chi è contro? Qual è con bodemica? Astensione. E qual è chi vota pro? Dunque, tutto il mondo vota a pro su sostegno a scuola corsa. Ringraziabi a tutti. Ecco, allora, ora mi basta a emozione. Allora, ci sono due mozioni che sono passate in commissione permanente. La prima è stata proposta da Onzemu, da Saverio Luciani, non da un sito archeologico di Palladio, per una domanda di iscrizione non da lista di un patrimonio mondiale dell'UNESCO e anche di un patrimonio mondiale in pericolo. Quella è la prima. La seconda è quella di Françoise Campana, per il gruppo Fa Popolo e dell'opposizione, ne abbiamo già parlato, l'opposizione alla soppressione di un osservatorio di un litorale. Dunque, c'erano queste due mozioni che sono state presentate in commissione permanente e ora c'è una mozione che è giunta prima al segretariato generale e alla mia amica di una mozione detta in urgenza di Pierpoli che ci ha fatto sapere prima, non da un centro di formazione di l'ASEA. Ecco, allora, per questa c'è prima una discussione tra i presidenti dei gruppi o i rappresentanti, perché non c'è mica stata discussione, dopo ci sarà una discussione e c'è la buda l'urgenza, cioè sei d'accordo per buda l'urgenza, perché questo non è passata in nessun luogo, è normale. Ecco. E poi dopo c'è quella... Cosa è qui? Ah, allora, quella di... Ecco, la dirige di un'altra maniera, un'altra forma, dunque non c'è un centro di formazione dell'ASEA, ci sono 1, 2, 3 gruppi. Bon, ne parliamo dopo. Posto che non è mica a un programma Berawa. Faccio freddo, Signor Presidente. D'accordo, merci. Prima di quella di Balladio, perché che mozioni sono presentate nell'ordine di un segretariato generale, quando le sono giunte. Dunque, non t'ha parlato, Saverio, avete la parola. 2 secondi, da maniera, tutto il mondo conosce la problematica di un megalitismo corso, ne abbiamo parlato parecchie volte, so che proprio il sito di Balladio, era sempre in discussione che c'era un cabadoglio a livello di proprietari, tanto prezzo e dell'acquisti. E dunque l'idea era potremmo parlare perché c'è sempre l'amico Pasquale sopra noi, di parecchi incumbenti di l'epoca radio del secolo XVIII. C'è tanti monumenti e siti che si potrebbero classificare così al patrimonio mondiale dell'UNESCO per un pericolo come i siti preistorici. Palladio ne face parte, che forse è quello che oggi c'è appena di compassione perché di all'abbandono, la sapete. Per rapport a Caori che è stato tanto curato, è stato acconciato, Palladio, Fontanaccia, Rinaggio e certi castelli come Cucuruzzo, ma l'idea di
con l'entrata, con l'aumenta diventa dunque Palladio storistino, cosa non è che un sito che è all'UNESCO patrimonio mondiale naturale di un famoso sito di Calanca, di Biana e di Scandola. Dunque, per la nostra storia, la nostra memoria, è un atto forte. Abbiamo fatto la domanda tanti anni fa per la Corsica, per quanto in Padilla. Abbiamo mandato ultimamente, e c'è un lavoro che è stato fatto dalla DSE che da oggi comune in Pigna, per Udiamo e Rispondi, per il patrimonio mondiale immateriale. Qui c'è un patrimonio mondiale, patrimoniale materiale a mettere in davanti per noi, che ci sia una visibilità internazionale in noi e un rispetto di luogo, di memoria della storia del suo popolo. E parlare di forse un bel esempio, molto più che di un sito abbandonato, trascurato e se non facciamo nulla, a data di male sparisce perché è visto, ma perché li riconoscono, è comunque un più grande sito megalitico di un Mediterraneo, 258 stantare, ci sono anche pareti bancali e anche paladini, stato armate. E dopo, lì è dunque di domandare per Palladio in prima e forse dopo, e questa è detta da una mozione, di fognare tutto il resto, che lo sia Gauria, che lo sia Fontanaccia, Rinnadio, che lo sia Tappa, Radio, i Castelli, Cucuruzzu, tutti i siti, e forse dopo di noi, un patrimonio di Castagniccia, per esempio tutto ciò che concerne i gombanti, che sono per lo più o all'abbandono o in cattivo stato, anche se due o tre so sto poco all'ingrosso a conciato, l'ingrosso di questo patrimonio materiale va di male. Dunque l'idea di Palladio di forse il primo passo per indicare la nostra collettività per dire una riconoscenza internazionale del nostro patrimonio. Ecco, questo è capito che c'era due proposte di amendamento, mi pare, Presidente. L'accettiamo senza farne così mi pare sia importante di precisarla. Dunque ho fatto che c'è un lavoro stato fatto da collettività di poi tanti anni in certi siti, mica tutti, quantunque, ma lì è dunque di avanzare in questo aspetto di un megalitismo corso. Ringraziabili. Car chi sia vuole parlare in questa mozione ci sono emendamenti, mi pare. Allora, Adirita non c'è più. No, non c'è più. C'è più Nîmes. Nous aurons peut-être un communiqué de presse demain. Dico, hai inteso pas Traitant d'islamo-gauchiste. Ma era Palladio. Allora, qual è chi vuole? No, Nimu. Bon, allora, ci sono gli emendamenti. Qual è che ha da presentare gli emendamenti? Romain Colonna, allez. Signore Presidente, mica è avuta a mozione, ma capuno su domandiamo quantunque due modifiche con due emendamenti. Il primo è aggiustato perché ci pare importante di valorizzare meglio il lavoro già iniziato dalla nostra istituzione, dunque due consideranti in più che ci vorrei aggiustare, tutto il mondo là non l'ha mica da legge, e il secondo emendamento è rimpiazzare con una formulazione
No, a parte chi dice envisage des démarches similaires concernant tous les autres sites territoriaux patrimoniaux, Tancismonte e Campomonte, notamment Cauria, Fontanacci, Gastelli, Prestori, souhaite la prise en compte et l'inscription de la totalité du patrimoine mégalithique corse. Je vous laisse lire la suite. Vous avez reçu par voie informatique les deux propositions d'amendement. Allora, non c'è emendamenti. Allora, non t'amo giorni, se non c'è mica altre domande di parola, non t'amo giorni, chi ne pensa l'esecudio? Oui, Mama Gussiera, in carica di cultura. Mamma Presidente, di sicuro ciò che l'ha detto il Presidente del gruppo Fa Popolo Insieme è importantissimo di mettere in valore ciò che è stato già fatto, perché c'è assai che è stato già fatto, a sapere, en vue d'essayer d'identifier et de constituer le dossier d'inscription. La collectivité de Corse a missionné en 2022, pour ceux qui ne le sauraient pas, la COPAM, donc co-développer le patrimoine mondial en Méditerranée. Le rapport rendu et cette initiative d'intérêt général est destinée à favoriser les coopérations en Méditerranée, le développement durable des territoires, par bien sûr la valorisation de nos patrimoines. Donc le rapport rendu par le COPAM mentionnait d'ailleurs au même titre que le site d'Aléria, très important, le mégalithisme et la civilisation tauréenne avec les sites du sud de la Corse en relation avec la Sardaigne. Sur la base de cette étude, il a été proposé l'élargissement du seul site d'Aléria à d'autres colonies étrusques de la côte italienne. Donc, ça a amené le COPAM à recommander cette stratégie pour mieux justifier de la valeur universelle exceptionnelle d'un bien qui, pris isolément, aurait sans doute du mal à aboutir. Donc, en 2023, vous le savez, l'Assemblée de Corse a validé le formulaire élaboré pour Aléria et l'identification des sites corses pour inscription au patrimoine mondial. Vous dire que le lancement de la procédure a été défini. Premièrement, présenter le dossier au service de l'État via le préfet. Secondement, transmission du formulaire pour la soumission d'une liste indicative pour les futures propositions d'inscription transfrontalière et transnationale au ministère de la Culture. Et enfin, mise en place d'une concertation avec les instances de la région de Toscane représentées par son président. Ensuite, vous le savez tous, le cheminement pour porter l'inscription du bien au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'inscription sur la liste indicative nationale, la présentation de dossiers de candidature, la soumission du dossier, l'évaluation par les organismes consultatifs, les recommandations des évaluateurs, la décision du comité patrimoine mondial et le suivi post-inscription. Donc voilà, c'est important que ces deux amendements soient insérés dans cette motion. Et nous remercions l'auteur de ces amendements. Et de cette motion. Sans motion, il n'y avait pas d'amendement. Je rappelle quand même que sans motion, il n'y avait pas d'amendement. Oui, puis sans menhir, il n'y avait pas Palladio non plus. Hein. Merci de nous avoir rappelé tout ce que nous avons fait. A ringraziato, Tomi. A ringraziato, che hanno messo le stantare. Limo le zabbiadro, può va tutto il mondo a Ecco. A ringraziabi, cara consigliera, esegudi Romain Colonna. Juste pour vous dire, Madame la Présidente, qu'on demande à s'associer à la motion. Si toutefois les amendements sont votés. Bien, donc... Maintenant que leur cours, on en est au chantage. Vous trouvez dans questi emendamenti? No, abbiamo sans simpatia. Donc, très bien. Donc, Fa Popolo s'associe. Est-ce que dans les autres groupes, il y a des volontés d'association? C'est pas obligatoire, hein? Bon, allez, c'est bon. Il y a mi-cadro pour mi-cadro. Il a dit volonté. C'est pas assez fédéraliste, ça. Hein. Ouais, c'est fédérateur, mais pas fédéraliste. Ouais, il y a l'Ashtanta Radigorti aussi. Ma Dieber. Ha detto volentieri. Il est Corinne Fronte. Merci, Madame la Présidente. Juste pour dire qu'on s'associe à la motion. Et un'altra strada. Donc, allez, tutti i gruppi. Ah non, sauf nous. Ah, mais vous êtes réapparu, excusez-moi. J'ai cru que vous aviez disparu. Je suis désolé, mais je n'ai pas mandat pour vous répondre. D'accord. Non, par contre, nous sommes contents que vous soyez là. Voilà, parce que cette fois, il y aura un témoin sur la séquence d'émotions.
D'accord. Moi, je suis ravie à titre personnel en tant que présidente. Et ne pas confondre avec la séquence émotion. Tout à fait. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Alors, dans l'amendamento, ouvriamo l'amendamento. Qual è chi è contro? Qual è combo de mica? Astensione, qual è chi vota pro? Tutto il mondo. O secondo emendamento, qual è chi è contro? Qual è combo de mica? Astensione, qual è chi vota pro? Tutto il mondo. Vabbè. E ora metto a mozione emendata in questo senso. Qual è a voto? Qual è chi è contro? Qual è combo de mica? Astensione, qual è chi vota pro? Vous avez io, voti a pro? Mamma. Allez, è adottata all'unanimità. Che è fatta. Dopo, quella di Fapoblu, presentata da Françoise Campana, PPAG, avec la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, je tiens à dire d'abord, c'est une motion substitutive après discussion avec Corinne Front. Je pense que tout le monde l'a reçue. On a fait quelques petits changements. Est-ce que vous l'avez eu, Madame la Présidente? Non, le secrétariat général me dit qu'il a reçu à l'instant. Donc, je n'ai pas... Ce sont des modifications drastiques ou mineures? Mineures. Nous avons rajouté un considérant. Ah bon, d'accord. Alors, dites-nous le considérant. Alors, bon, allez-y, expliquez la motion, s'il vous plaît, et le considérant rajouté, amendé, là, voilà. Très bien. Merci. Alors, je rappelle le contexte de la motion, pourquoi elle a été écrite. En fait, c'est suite à un rapport du Sénat qui prône en fait la suppression du Conservatoire du littoral. Donc voilà, donc c'est pour ça que tout le monde s'est ému de cette proposition du Sénat. Donc il faut savoir qu'en fait c'est une attaque directe contre le Conservatoire du littoral. C'est ce Conservatoire du littoral qui a été créé en 1975 et qui était par la loi du 10 juillet, qui actait cette création, qui était une initiative visionnaire destinée à sauvegarder les littoraux et les rivages dans un contexte d'urbanisation galopante. En Corse, ce sont 21 659 hectares sur 74 sites, 62 communes qui sont sanctuarisées. Donc en 2050, nous devrions arriver à 38 000 hectares. Donc c'est une valeur inestimable. Donc nous sommes très attachés à cela. Cette fusion envisagée avec l'OFB, en fait, aurait de lourdes conséquences pour nous. Ça serait une mise à mal de la gouvernance partagée qui a été construite au fil des années. Il faut savoir que la collectivité de Corse a une convention qui a été signée par le président de l'exécutif en 2024, qui court jusqu'en 2030. Il y a un schéma aussi territorial des espaces naturels sensibles qui a été approuvé. Donc ce que nous demandons, c'est le maintien du Conservatoire du littoral comme établissement public autonome avec des moyens renforcés, son rattachement à la collectivité de Corse dans le cadre du processus d'autonomie pour garantir une gouvernance adaptée aux enjeux de l'île et pour renforcer l'efficacité, la cohérence et la territorialisation des politiques publiques environnementales. Voilà. Donc je vous lis les... Est-ce que je vous lis juste ce qu'on a substitué, Madame la Présidente? D'accord. Oralement, moi je ne l'ai pas là, mais... Nous avons rajouté un considérant. Donc, considérant que les 21 659 hectares déjà acquis par le Conservatoire du littoral en Corse ne doivent pas rester la propriété de l'État, mais notamment dans le cadre d'un statut d'autonomie, être transférés à la collectivité de Corse, garante d'une gestion écologique et territorialisée. Ensuite, est-ce que je vous lis tout ce que nous demandons ou juste ce que nous avons rajouté? Le considérant est modifié. La suite a été modifiée ou quoi? L'appareil de la... Non, ensuite nous avons donc tous les... Donc je vais lire juste... Allez-y, allez, affirme que l'action... Alors, affirme que l'action du Conservatoire du littoral joue aujourd'hui un rôle essentiel en Corse en tant qu'acteur majeur de la protection durable du littoral, de la valorisation écologique du foncier public et de la lutte contre
artificialisation des sols, exprime son attachement au maintien du Conservatoire du littoral en tant qu'établissement public autonome, doté de moyens propres et de prérogatives suffisantes pour assurer ses missions de manière pérenne, transparente et territorialisée, s'oppose à toute mesure conduisant à la suppression, à la dilution ou à la fusion du Conservatoire du littoral dans une structure administrative plus large, technocratique et recentralisée, déconnectée des enjeux spécifiques de la Corse. Souhaite que le gouvernement renonce à ce projet et engage une concertation loyale et approfondie avec les collectivités territoriales littorales, les gestionnaires d'espaces naturels, les élus insulaires et les représentants de la société civile, afin de renforcer les moyens humains et financiers du Conservatoire du littoral. Réaffirme la position exprimée par l'Assemblée de Corse dans sa délibération du 5 juillet 2023 en faveur du rattachement du Conservatoire du littoral à la collectivité de Corse dans le cadre de l'évolution institutionnelle en cours, cette évolution étant de nature à renforcer la cohérence, l'efficacité et la territorialisation des politiques publiques en matière de préservation du littoral. Voilà, nous avons rajouté, souhaite notamment que dans le cadre du statut d'autonomie de Corse, la création d'un établissement public insulaire du littoral placé sous l'autorité de la collectivité de Corse. Mandate le président du Conseil exécutif de Corse pour transmettre la présente motion au Premier ministre, au ministre de la Transition écologique, au président des 2 assemblées parlementaires, à la présidente du Conservatoire du littoral, ainsi qu'à l'ensemble des présidents des exécutifs des régions concernées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, les services ont reçu la dernière version. Ils ne voient pas forcément où sont les amendements que vous avez introduits, mais ce n'est pas grave. Il y a l'intégralité. Voilà. Donc, le texte y est, par contre, dans son intégralité. Merci. Bon, moi, je renouvelle évidemment mon soutien total au Conservatoire du littoral et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée que cette fusion qui concerne les différentes agences nationales, en tout cas, ce n'est pas là-dessus, ce n'est pas sur le Conservatoire du littoral qu'il faut faire des économies. Je me suis exprimée hier après la question orale, soutien évidemment total au personnel et les remercier aussi pour et les différentes équipes qui se sont succédées depuis des décennies maintenant pour la protection de notre littoral donc, et de nos écosystèmes aussi. Monsieur le Président, votre avis sur cette motion? Avis favorable, bien sûr. Je pense que le Conservatoire du littoral a un rôle important et singulier en France. Il a eu ici en Corse un rôle encore plus particulier, encore plus fort, dans la mesure où il a soustrait des dizaines de milliers d'hectares à la pression spéculative. Donc il faut rendre hommage au travail de l'institution partout, au travail de l'institution en Corse, aux femmes et hommes élus et agents du Conservatoire et responsables du Conservatoire du littoral qui ont contribué à ce travail. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, rappeler qu'il y a aujourd'hui une réalité également humaine sur le terrain qui ne s'accommoderait pas d'une logique de fusion. Et le troisième et dernier niveau, et je crois que c'est bien aussi de le redire avec force, pour nous qui nous situons dans une perspective de révision constitutionnelle et de statut d'autonomie, ça avait été dit et écrit et voté dès la délibération du 16 juillet 2023, le Conservatoire du littoral, qui est un établissement public administratif de l'État, a vocation demain, dans le cadre d'un statut d'autonomie, à devenir un établissement public administratif de la collectivité autonome de Corse, avec notamment le transfert du patrimoine actuellement propriété du Conservatoire du littoral eh bien, à son propriétaire original et originel, c'est-à-dire le peuple corse. Merci, Monsieur le Président, et je m'associe à la motion en tant que présidente. Merci. Présidente. Oui. Ça oui, pardon. Oui. Si le président Collomb n'y voit pas d'inconvénient, on va s'associer à la motion. Alors, pardon. Je rends hommage à l'auteur de la motion. Donc, Avancem ou s'associe à la motion. Vous êtes d'accord qu'on effronte aussi ou pas? Oui, je crois que c'était déjà inscrit puisqu'on avait participé aux amendements. On avait... Ah oui, oui, c'est vrai. Ça a été dit tout à l'heure. Oui, ça a été dit à l'occasion des amendements. Donc, on considère que vous êtes pleinement associés.
Voilà, donc je demande au service, au secrétariat général de prendre note de ceci, des groupes qui s'y associent et de moi-même. Un'altra strada di no, même s'il n'y a pas de littoral à Corté. Ma forse prima Pas encore. che ha domandato trasferimento a collettività. Dieber. Donc, un'altra strada s'associe. Bien. Donc, je mets au vote donc la nouvelle version, là, parce que je n'ai pas le texte des amendements, mais non, mais c'est bon. Bon, alors je soumets au vote les amendements qui ont été évoqués relatés par notre collègue, par Françoise Campagne, qui est contre ces amendements, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, qui est pour. Les amendements sont adoptés. Je soumets au vote la motion ainsi amendée, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, qui est pour. La motion est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc, voilà pour ces deux motions. Donc, la troisième motion, qui va nécessiter certainement une petite interruption de séance. Bon, d'accord. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a des oppositions à l'urgence? Parce que c'est une motion qui arrive en urgence sur la CA. Donc, qui est contre l'urgence? Point d'ordre, excusez-moi. Oui, est-ce que vous permettez qu'on ait, le pour le Conseil exécutif, le texte, mais surtout une discussion avec les porteurs de Très la bien. motion en amont du vote de sur sa l'urgence? présentation Ah non, générale. mais c'est de droit, bien sûr. D'accord. Donc, on ne vote pas l'urgence pour l'instant. On fait une petite suspension de séance. Allez. On retourne dans l'hémisphère sud. À l'extérieur, il fait un peu plus chaud. On ne va quand même pas se plaindre qu'il y ait la clim après nous avoir. Me plains-je de quelque chose? Non.
Et ça fait, ça m'a
Bien, si vous en êtes d'accord, nous allons reprendre nos débats sur la motion. Donc déjà, il y a un accord qui est intervenu entre les différentes parties. Avant de passer la parole au porteur initial de la motion, je souhaiterais qu'on vote l'urgence, si vous en êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour l'examen en urgence? Merci. Donc, je le dis pour les quelques personnes qui continuent à nous écouter avec persévérance. Je vous en prie, donc Dany et Véronique sortent. Sortez pas tous, hein, parce que le CSJC, en fait, nous expliquons leur sortie, non. Ben, c'est bien ce que je dis pour le CSJC, c'est bien ce que je dis. Ah d'accord, dirigeant de la CA, pardon. Voilà, très bien. Donc, respectons les règles déontologiques que nous nous sommes fixées. Parfait. Bien, donc, tout le monde est pour l'examen en urgence, donc je repasse la parole. Alors ben, c'est en cours d'envoi. Je rappelle qu'elle est commune, elle est devenue dans l'intervalle commune à l'ensemble des groupes de l'Assemblée de Corse. Donc tout le monde s'y est associé. Elle concerne la sauvegarde du centre de formation de l'ACA. Monsieur Colonne, oui, vous souhaitez intervenir? Oui, Madame la Présidente, pour être tout à fait précis, c'est une nouvelle motion qui est effectivement commune, mais c'est une nouvelle motion. Ce n'est pas l'ancienne motion à laquelle on s'associe, par exemple, qu'on soit bien clair, c'est une nouvelle motion. D'accord, donc c'est une nouvelle motion, très bien. Portée par l'ensemble des groupes. Oui, oui, c'est bien ce qui est écrit, tout à fait. Il n'en demeure pas moins que la tradition veut que le premier porteur la présente. Voilà. Et que tout le monde puisse intervenir derrière, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Vous allez la voir là, elle arrive. Tu veux prendre celle-là? Est-ce qu'un huissier peut la porter? Ne bouge pas, c'est bon. Merci. Et vous interviendrez tous, bien évidemment, puisque tout le monde s'y associe. La nouvelle motion, donc comme le disait Romain. Alors, vu la délibération du 25 janvier 2025 de l'Assemblée de Corse portant adoption d'une motion relative au soutien de la CAIH, considérant la situation d'urgence sportive, administrative, sociale et financière de l'institution ACAIH, considérant les attendus de la Direction nationale du contrôle de gestion des clubs de football professionnels induisant la nécessité pour la SAS ACA Football de devoir mettre en œuvre un plan général d'économie, considérant le centre de formation de la CAIH reconnu meilleur centre de formation du championnat de Ligue 2 pour la saison 2024-2025 de football, permettant l'évolution de dizaines de jeunes stagiaires vers la professionnalisation sportive et étant hébergés par le Centre du sport et de la jeunesse corse, considérant le risque important de voir ce centre de formation disparaître, considérant le maintien du centre de formation comme un élément clé relatif à la situation globale de la CAIH, notamment dans ses démarches visant à assurer une participation à minima en championnat de National 1, considérant que la participation en championnat de National 1 permet au club le maintien de son statut professionnel, considérant la casse économique et sociale à hauteur d'environ 8 millions d'euros annuels de retombées économiques et de centaines d'emplois, tant directs qu'indirects, que pourrait engendrer une rétrogradation hors du giron professionnel. L'Assemblée de Corse réaffirme son soutien à la CAIH, club emblématique du football corse. Rappelle que le centre de formation est un élément essentiel tant pour le club que pour le tissu économique d'Ajaccio et pour la région ajaxienne. Affirme en conséquence sa volonté de contribuer au maintien du centre de formation de l'ACA, donne mandat au président du conseil exécutif de Corse pour proposer à l'Assemblée de Corse, après discussion avec les dirigeants du club, toute mesure budgétaire et juridique de nature à garantir le maintien du centre de formation de l'ACA.
Bien, merci. Donc, nouvelle motion issue d'un échange un peu long, mais efficace. Donc, qui souhaite intervenir? Donc, l'exécutif. Oui, alors, d'abord, le groupe FAPO, Boulou, et c'est Donjo qui intervient. Merci Madame la Présidente. Rapidement, c'était relativement tardive. Donc, le groupe FAPO-Polincem a souhaité s'associer à cette motion commune visant à la sauvegarde du centre de formation de l'ACAIH pour des raisons évidentes. D'abord, rappeler que le groupe FAPO-Polincem a souhaité et a rencontré hier, durant la séance des questions orales, parallèlement à la séance des questions orales, une délégation composée de dirigeants du club de l'ACAIH pour avoir un échange sur l'état de la situation du club, notamment la situation extra-sportive qui nous préoccupe tous aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons échangé, y compris avec nos collègues de l'ensemble des groupes, avec le conseil exécutif, et du côté de FAPO-Polincem, il nous semble essentiel de voter cette motion qui réaffirme un soutien à la CAIH, soutien déjà exprimé publiquement et à l'unanimité par cette Assemblée lors du mois de janvier de cette année 2025. Et au-delà du soutien, une motion qui réaffirme et qui affirme même la volonté de l'Assemblée de Corse et garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse. Et cette question en fait partie, de contribuer au niveau qui est le sien au maintien du centre de formation de la CAIH qui, il faut le rappeler, a été classé premier centre de formation de Ligue 2 pour la saison 2024-2025. C'est aussi la preuve qu'en Corse, dans ce pays, on peut réussir. Donc, c'est naturellement que le groupe FAPO-Polincem a souhaité, avec d'autres, déposer cette motion. Arringradiati, altre domande di parole? Non, oui, Charlie. Oui, très rapidement. Bon, en tant qu'élu de cette Assemblée, mais évidemment en tant qu'Ajaxien et en tant qu'adjoint-maire, je me réjouis de cette initiative commune. Ça a été un peu long, Madame la Présidente, mais il fallait bien peser les mots parce que ce qui est important, c'est, au-delà de notre soutien, c'est le passage devant la DNCG pour la Nationale 1. Le club engage un nouveau combat pour garder son statut professionnel. Donc, il y a la sauvegarde du club qui est en jeu. Il y a la sauvegarde aussi du CJC, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un centre de formation qui est en constante évolution. Donc, c'est un patrimoine. Et puis, je veux avoir une pensée pour les dirigeants, bien sûr, mais surtout pour les supporters qui n'ont rien lâché, qui sont présents. Donc, je pense aussi que c'est un juste retour des choses, que l'on fasse cette motion, que le président, que je remercie du conseil exécutif, s'engage dans un courrier. Maintenant, il va falloir convaincre les instances nationales. Graziabi, est-ce que l'exécutif souhaite s'exprimer? D'autres membres de l'Assemblée? Non. L'exécutif souhaite-t-il d'abord donner son avis sur la motion? Parce que normalement, oui, on fait comme ça. Merci. Donc, un avis favorable, bien sûr. Cette motion, elle a été co-rédigée au premier chef par les groupes de l'Assemblée de Corse, tous les groupes de l'Assemblée de Corse, donc tous les élus. Et le Conseil exécutif a participé aussi. Moi, ce que je voudrais dire, pour dézoomer un petit peu, c'est que d'abord et de façon évidente, la CA, et c'est dit dans la motion, est un club emblématique du football corse, et qu'au-delà de l'aspect patrimonial, matériel et matériel, de l'aspect sportif, il y a également une dimension économique et de formation, qu'elle est forte, qu'elle existe, et qu'il est donc normal que l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif de Corse s'en préoccupent et le prennent en compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je le dis, je crois, parce que nous le partageons également, c'est que le temps des campanilismes est dépassé. On peut être supporter d'un club, de plusieurs clubs, sans pour autant chercher à les opposer ou à les mettre en concurrence. L'Assemblée de Corse, me semble-t-il, en tout cas le Conseil exécutif, il traite de la même façon les clubs qui sont des locomotives. Je pense au football, par exemple, le Sporting, l'ACA, le Gaz. Il traite de la même façon les clubs qui sont en national,
les clubs de l'intérieur, les clubs de montagne, etc. Troisièmement, au-delà du foot, qui est un sport roi, on en a parlé et je salue le travail qui est fait dans un contexte budgétaire difficile par Anne-Laure Santucci. Je prends l'exemple du GFC à volley ou du GFC à handball, même si ce n'est pas la même dimension en termes de retombées économiques, on le fait aussi. La troisième chose, et je le dis aussi parce que nous sommes des élus responsables, et je crois qu'on l'a montré à travers nos échanges, c'est qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Nous sommes aujourd'hui dans un temps politique, budgétaire, économique, qui fait que ce qu'a fait l'Assemblée de Corse il y a 10 ans ou il y a 20 ans ne peut plus être refait aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas nous dire, vous l'avez fait pour le gaz volé il y a 5 ans. Je rappelle que, de mémoire, le gaz volé, quand il était en pro, c'était environ 450 000 € par an. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des choses que... Tout à l'heure, le budget sport, c'est un peu plus de 3 millions 2, 3 millions 3. Bon. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas que la collectivité de Corse qui intervient. Il y a par exemple Air Corse, et que Air Corse est dans la même contrainte budgétaire que la collectivité de Corse. Nécessité d'optimiser les recettes, etc. Et qu'il n'y a pas que les clubs de sport à aider. Quand il y a un festival, quand il y a un concert, etc., quand il y a une activité quelconque, eh bien, les organisateurs attendent et considèrent que c'est indu, ou quasiment indu, que d'avoir des tarifs prioritaires, éventuellement des gratuités, des remises, des mises à disposition de matériel, je parle de la collectivité, des mises à disposition de moyens, etc. Donc, tous ces soutiens qui ne sont pas nécessairement valorisés ou agrégés, ils existent. Et ce que je dis aussi, je le dis à l'ensemble des Corses qui nous écoutent, et également aux responsables de clubs, c'est qu'on a cette volonté de continuer dans le soutien, de continuer dans l'équité, mais qu'il faut entendre aussi que nous sommes dans un temps de contrainte qui fait que nous sommes obligés de réduire la voilure, de réduire la voiture. On n'a que des augmentations ou que des dépenses supplémentaires au budget quand on n'a pas de recettes qui vont avec. Et donc ça, il faut que les gens l'entendent et il faut qu'ils l'intègrent dans la trajectoire de leur club, dans la trajectoire de leur association, dans la trajectoire de leur événement. Une fois que j'ai dit ça, et je le dis avec la même clarté, le Conseil exécutif, en cohérence avec la motion que s'apprête à voter l'Assemblée de Corse à l'unanimité, sera au rendez-vous aux côtés de la CA pour d'abord que la DNCG qui aura statué sur le maintien, notamment certainement national, entende bien que nous sommes aux côtés de la CA politiquement, moralement, et nous le serons également budgétairement et financièrement pour garantir le maintien du centre de formation, qui est une composante essentielle du club, à la fois pour la formation, il a été distingué, le centre de formation, comme un des meilleurs centres de formation de France, bravo, et également pour les retombées économiques. Ça veut dire que, dans un deuxième temps, après les discussions que nous aurons avec les dirigeants de la CA, nous aurons à voir comment, eh bien, très clairement, aujourd'hui, vous le savez, l'ACA, le centre de formation, eh bien, il est locataire du CSJC. C'est la raison pour laquelle la présidente est sortie pendant le débat. Le CSJC, je le rappelle, c'est 2,2 millions de contributions de la collectivité au centre du sport, qui est une structure qui a essentiellement pour vocation à faire de la formation et de l'ouverture, y compris vers les publics handicapés, etc. Donc, ça veut dire que dans ce budget du CSJC, il y a également 400 000 € de loyers qui sont payés par la CA. Et que la CA dit aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une garantie pour mon futur budget. Et donc, le mandat qui est donné au Conseil exécutif par la motion, c'est après discussion avec les dirigeants, de créer les conditions juridiques et budgétaires qui permettront au centre de formation de continuer. C'est une discussion globale où chacun aura sa part à prendre.
peut-être une modification du périmètre de l'allocation, peut-être des efforts à faire du côté du CSJC, y compris pour trouver d'autres ressources, et sans doute et de façon certaine, un effort direct financier de la part de la collectivité de Corse. Et il m'appartiendra, après discussion, eh bien de vous proposer, de proposer à l'Assemblée de Corse, qui in fine a à voter, eh bien d'entériner cette solution technique, étant précisé, et nous nous sommes dit en responsabilité, eh bien que quand on construira le budget, nous n'avons pas de planche à billets, et dès lors qu'on fait des efforts d'un côté, il faut diminuer les charges et les dépenses de l'autre. Mais ça, c'est notre responsabilité d'élus. En tout cas, je pense que le chemin qu'on a pris à l'unanimité ce soir est clair. Il est dans la continuité de ce qu'on a fait pour les autres clubs, et notamment, je le redis, en temps différent et sur des modalités différentes pour les autres clubs emblématiques du football corse. Il est dans la continuité de la dernière motion, qui avait été prise, elle aussi, à l'unanimité et avec le soutien de l'exécutif pour la CA. Et la motion que l'Assemblée de Corse s'apprête à voter aujourd'hui avec le soutien du Conseil exécutif, elle sera complétée d'un courrier du Conseil exécutif dont les termes vous seront communiqués, un courrier qui sera transmis à la CA avant le rendez-vous de mardi prochain. Bien, c'est très clair. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous allons passer au vote sur cette motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc la motion est adoptée à l'unanimité. Avant de lever la séance au regard de l'actualité, je souhaiterais vous dire deux mots, et nous sommes sur le temps des motions. Il y a une motion, vous le savez, la motion relative à la situation à Gaza, votée à la dernière session, qui a été très critiquée, en tout cas qui a suscité un vrai débat sur les réseaux sociaux, qui a fait l'objet d'un communiqué de presse d'UNSOF. Cette motion, qui est issue aussi de la fusion de deux motions, puisqu'il y en avait une qui avait été déposée par Corinne Front, visait à dénoncer une situation humanitaire désastreuse. Au moment où on se parle, on a plusieurs pays européens, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui exigent que la catastrophe humanitaire à Gaza cesse immédiatement. Vous savez aussi, puisqu'on l'a appris ces quelques heures, que le président Macron envisage la reconnaissance de l'État de Palestine au mois de septembre. Moi, ce que je voudrais dire, ce n'est pas les débats sur les réseaux sociaux qui m'impressionnent, ni les insultes, ni les magagnes. C'est pas ça du tout, et c'est peu de choses à côté de ce que vivent d'une part les Palestiniens, mais aussi d'autre part les Israéliens depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. Ce qui me gêne, c'est que nous n'ayons pas eu, avec certains élus, les discussions nécessaires qui s'imposaient, alors même que la motion avait été présentée en commission permanente. Et je tenais à renouveler d'abord ma conviction en la matière et rappeler surtout que, contrairement à ce qui a été dit et véhiculé, y compris par des élus de cette Assemblée, c'est que la motion relative à la Palestine intégrait des paragraphes qui dénonçaient la situation consécutive à l'attaque du Hamas du 7 octobre et rappelait la motion que nous avions prise en la matière pour dénoncer cette attaque et pour nous mettre aux côtés des familles des otages. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'otages sont décédés. Alors, les motions ne feront pas venir les morts, mais je crois que l'action internationale aujourd'hui est en marche et beaucoup appellent au cessez-le-feu, à l'entrée de l'aide humanitaire, dans une situation qui est absolument dramatique et qui laissera des traces pendant malheureusement des décennies. Voilà, je tenais à le dire parce que ça a été quand même un moment assez difficile, assez violent, et ensuite on verra ce que laissera notre travail dans l'histoire. Très modestement, nous avons pris une position, et je rappelle aussi qu'en matière internationale et en matière géopolitique, nous avons toujours pris des positions. On s'occupe du local, on s'occupe du territorial, mais on s'occupe aussi de ce qui se passe à l'étranger. Et ce n'est pas la première fois que l'ensemble des groupes interviennent sur des questions de politique internationale. Voilà, contrairement à ce qui a été dit
dans certaines déclarations. En tout cas, merci à ceux qui ont soutenu la motion et les précédentes, évidemment aussi, en soutien à la Palestine d'une part, mais aussi au peuple d'Israël. Merci. Donc nous allons partir, pour certains en vacances, pour d'autres pas encore. Grazie a tutti per il vostro impegno, il vostro sostegno. Merci à ceux qui ont tenu, qui sont restés jusqu'au bout. Merci Charlie. Et bonne vacanze à tutti. Bonne Et vacances Président, a tutti, reposez-vous. a tutti. Président, reposez-vous parce que la rentrée va être compliquée. Il va falloir qu'on mette en application tout ce qu'on a dit. Ringraziabi. Oui.